L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on, come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch. Donc une émission qui commence toujours en retard comme d'habitude, hein. Donc ça c'est une habitude chez nous, hein. Le jour où on sera ponctuel, les gens seront. Donc on vous accueille dans ce nouveau studio, hein. Donc on est très content de vous recevoir. Je sais que vous étiez très nombreux et impatients de nous revoir. Mon acolyte Jean Bruce, est-ce qu'il est là ? Ouais, ça y est, je suis là. Je demande par sécurité toujours à mes amis si tout va bien, si ça marche. Et ben voilà. Salut à tous. Alors normalement ça devrait être bon. Donc du coup, avant qu'on aille voir notre invité, parce qu'il va falloir que je refasse des vues, on a eu un tout petit problème technique avec notre invité. C'est pas notre faute en fait pour une fois ce soir. C'est la faute à Sabine. Allez, voilà. Bon. Donc je vais devoir régler les caméras en direct. Hein, c'est pas grave. Donc on va quand même dire bonjour à notre invité. Salut Fred. Bienvenue. Bienvenue là. Donc je vais régler ta caméra. T'inquiète pas. Hein, il y a un petit carré. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. Pas de rien. Voilà. Avec plaisir. Voilà, regardez, c'est en direct live, hein, j'arrange. Hop, et voilà, la caméra est mieux, donc voilà. Et je vais laisser notre invité, comme le veut la coutume, de présenter notre invité. Eh ben oui, donc ce qui était là la dernière fois, c'était en fait pour on faisait un test pour le nouveau studio. Donc là, c'est la première émission. Avec le nouveau studio. On est vraiment ravis de la faire avec Fred B-Side. Donc Fred B-Side, pour ceux qui étaient un petit peu là dans l'âge d'or des années 90, on voyait son nom sur tous les flyers des teufs de la région. Donc on pouvait pas passer à côté en fait. Bon, c'est un activiste techno depuis, on va dire, presque 30 ans. Il a connu les soirées de la grande époque, entre autres le Boy, le Palace, donc je pense qu'il aura certaines choses à nous raconter. Il était résident au Phébus à la suite du regretté Didier Sinclair, créateur. C'est là où on l'a principalement connu, je dirais vers chez nous, des soirées Positive Evolution du côté de Montpellier, mais pas que, hein, dans notre petit sud, on va dire. Résident Villarouge aussi, faut pas l'oublier. Folie Pigalle sur le retour de Paris et surtout le Rex depuis un sacré nombre d'années, une vingtaine d'années, pas loin. C'est le fondateur de la Clockroom Invite depuis quelques années aussi. Les électropismes pour les gens qui sont dans le coin, qui ont eu la chance de pouvoir y aller, comme nous. On en parlera plus en détail. Et donc Fred nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Donc je vais lui laisser la parole. Mais comme on fait d'habitude, on aime bien le côté un peu chronologique, un petit peu se creuser les méninges. On aime parler d'actualité du présent, mais pour savoir d'où on vit, où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, comme Fred, qui a un petit rhume, je crois, je vais lui laisser la parole et en fait lui demander de nous raconter, on va dire chronologiquement. J'ai envie de te poser la première question qui est ton premier choc musical, ton parcours musical, tes influences, un peu l'historique, on va dire, avant la techno, le Fred B-Side, c'était qui, la musique? Alors, juste avant, Jean, parce qu'il y a beaucoup de bruit chez Fred, il y a un point d'interrogation là. Ah, il y a beaucoup de bruit chez moi. Ouais, c'est ma sœur, en fait. Ouais. C'est ma sœur. Parce que si elle écoute l'interview avec le son, en fait, ça revient, tes AirPods. Alors, c'est le problème des AirPods. Ah. J'en profite pour mettre, ce qu'il y a un point d'interrogation, mais vous inquiétez pas, je vais remettre. C'est un retour, en fait. Faut mettre l'AirPod. Ouais, il faudrait qu'elle mette un casque. Attends, je te rajoute. Là. Donc je suis obligé de refaire les vues de Fred, hein, parce que y a eu un petit souci. Bon, t'as nos amis sur le live t'as Corinne qui dit qu'elle est ta première fan. Alors qu'elle avait des yeux avec des cœurs. C'est ma grande fan. Bon, il n'y a pas que, il y en a d'autres. Il y a Hervé, Philippe, etc. qui sont. Il y en a un qui me dit que la casquette est jolie. Oui, merci. Voilà, Fred, c'est pas mal. Là, il y a moins de bruit. Je pense que cette interview va pouvoir commencer.
Eurovision. Ah oui, on me dit qu'il y a des bruits un peu parasites, mais je pense que c'est chez Fred. Ouais, mais ça, ils vont pas. Ça y est, ça a arrangé. Les bruits parasites, c'était parce que c'est normal. La famille écoute Fred là-bas. Donc je vais mettre l'autre vue. Il y aura un nouveau point d'interrogation. Vous inquiétez pas, je gère. Voilà. Donc. Allez, c'est good. Tu peux, Fred. Vas-y, Fred, à toi. Je peux parler. Parle-moi de toi. Du Fred d'avant. Avant Fred B-Side, en fait. Il y avait Fred tout court. Voilà. Donc, on va parler musique, évidemment. On va pas parler de ma vie sexuelle. Mais en gros, ma première. Bah oui, même si B-Side, on sait bien que ça joue un peu sur tout. Voilà. Donc, en fait, en gros, ma première révélation musicale, c'est ma première sortie. Ah, attends. Ouais. Donc ça se passait dans un club près de Bourgogne, parce que je suis bourguignon. J'avais à peine 15 ans. Et à l'époque, on sortait facilement en boîte à 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui. Et je me suis retrouvé dans un club par hasard en suivant un copain. Et c'est un club qui passait des morceaux un peu différents de ce qu'on donnait à la radio à l'époque. C'était un peu le début de la New Wave. Donc on parle de ça dans 84-85. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma première révélation musicale, puisque j'ai entendu un morceau que je connaissais pas du tout et qui transcendait complètement les gens qui venaient à ce club. Est-ce que Fred, juste une question. Est-ce que tu as ton son qui est allumé? On a un écho, alors est-ce que t'as pas le son qui est allumé? Moi j'ai un écho aussi. Ouais. C'est pas le son de Facebook qui est allumé sur ton ordi? T'as pas le son de Facebook qui est branché? Il faut le couper. Normalement, non. J'ai pas du tout Facebook là. Là, ça allait quand il parlait. Hein. Ouais, quand je parle là, ça va? Ouais, c'est bon, vas-y, là, on va voir. On va réessayer? Ouais, c'est bon. On en était à Anne Clark. Ah, ça devait être de l'autre côté. Ouais, donc je disais que mon premier choc musical, ça c'était Anne Clark, c'est un morceau qui s'appelait Hors Darkness, puisque dans ce club où je suis allé pour la première fois, donc c'était un club où on passait un peu de musique différente de toutes les radios de l'époque. Et quand le DJ de cet endroit-là mettait ce morceau-là, les gens étaient complètement en transe. Et donc j'ai découvert qu'il y avait d'autres musiques en fait que ce qui se passait à la radio, hormis des trucs commerciaux, quoi. Donc là, c'est un truc qui n'était pas du tout commercial et qui m'a posé un peu la question de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passait pour ces autres musiques qui n'étaient pas spécialement en radio. Ouais. Voilà, ça fait Clark, voilà, évidemment. Voilà. Que beaucoup de gens connaissent, ouais, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Alors, le dieu Facebook est là, donc je baisse le son, je remonte, c'est normal, hein, c'est parce que ce serait bête que Mark Zuckerberg ne coupe le live à cause d'un extrait de Anne Clark. Ça serait dommage. Anne Clark, elle est là, je sais pas quel âge elle avait à l'époque de cette photo, mais je pense qu'elle doit avoir une trentaine d'années parce qu'elle est toujours vivante. Je suis un peu toujours ce qu'elle fait. Régulièrement, elle sort des albums. Alors après, c'est un peu plus. Maintenant, avec le recul, je me dis elle était très en avance sur son temps musicalement, et puis maintenant, elle est partie d'un truc beaucoup plus expérimental, mais c'est vachement bien aussi. Et là, je crois qu'elle fait une tournée de concerts. Bon, elle a dû être annulée évidemment cette année, mais qui va peut-être reprendre l'année prochaine suite à des problèmes de santé, mais elle est toujours là. Là, toi, t'as commencé à sortir en pleine explosion New Wave, synth-pop. De la New Wave, ouais, c'est ça, la New Wave. Moi, c'est vraiment la New Wave. C'était c'était un peu Cure, Depeche Mode, évidemment. Des Door Alive que je mets un peu dans la New Wave, mais c'est pas la New Wave, c'était un peu la même époque. Ils appelaient ça de la high energy, de la synth-pop. C'est pas évident. Mais... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. C'était une période en fait qui était plutôt pas mal, hein, parce qu'on sortait un peu des années disco en fait, on va dire, et ça traînait un peu en boucle depuis quelques années, je pense, musicalement, et avec la New Wave et des sons un peu comme ça, on a eu en tout cas moi j'ai eu une très belle jeunesse, en tout cas au niveau des sorties, de 14 ans à 18 ans. J'ai vraiment équipé les clubs de ma région, donc c'était plus à Bourgogne. Mais quel âge t'avais déjà en 84? T'avais quel âge? Ah, j'avais 14 ans. Ouais. Je sortais en boîte à 14 ans. Ouais. J'y allais tous les vendredis soirs. Et tu tombais sur ce genre de personne qui a sur la pochette là? C'était la mode à l'époque. Hein. Eh ben, alors j'étais un peu ce genre de personne là aussi. Ah ben écoute, déjà, c'est bien ça. Alors j'ai pas de photos, heureusement.
Comment Et, ça? j'ai eu Demande un à ta peu sœur à côté, là. Je suis sûr que Nana, elle elle était plus petite que moi, donc mais j'ai pas été tout à fait comme ça, mais j'étais un peu comme ça, c'est-à-dire on avait un peu des traits noirs, on était blafards, des broches un peu partout. Moi j'avais une espèce de brosse un peu très longue à la Desireless, hein, donc tu vois à l'époque, donc très Ouais, très je haute. vois très bien. Je sais pas comment ça te C'est juste fait. que j'aimerais voir toi en Desireless, mais après. Mais c'est passé à la poubelle. c'est des souvenirs dans ma tête. Bon, je lance un appel à des gens qui ont connu Fred à cette époque-là. Si des gens ont des photos, bien évidemment, vous nous les envoyez. Et on les diffusera immédiatement. Ça s'appelait Voilà. les corbeaux. Voilà. Il y avait c'était ça, c'était les corbeaux. Exactement, ouais, il y avait les C'était- corbeaux, on nous appelait les corbeaux. les Alors moi, j'étais pas corbeaux. en main le corbeau, puisque moi j'étais plus d'heures live, j'étais un peu plus coloré, on va Ouais, dire. c'est ça, c'est ça. Voilà. C'était moins Il y avait beaucoup de gothique, couleurs, c'était un beaucoup, petit- beaucoup, ouais, voilà. c'est ça. Il y avait des gothiques vraiment qui étaient vraiment blafards et noirs, un peu plus comme Cure, on va dire. Ouais. Et puis après, t'avais des gens un peu plus colorés, comme Mm. Dead or Alive ou Indochine aussi. C'était les débuts d'Indochine, je me rappelle aussi à ce moment-là. C'est l'explosion d'Indochine à ce moment-là. Ouais. Avec Troisième Sexe qui a été repris récemment, mais c'était à cette époque-là aussi. Donc il y avait plus de couleurs, c'était un peu plus festif, quoi. Alors, juste pour que les gens entendent, je monte un peu le son. Allez, on y est. 1984, bienvenue à tous sur la piste. Il y a Patrice Moore Ah, avec nous, c'était là. ça, Tout le exact. monde danse près du corps, tu sais, les danses près du corps comme ça, là, on dansait C'est ça, vachement, comme ça, tu voilà, dansais comme ça. C'était ça, et ouais, mais. Exactement, c'est ça. Ah, Exactement. mais qu'est-ce que c'était bon. Ouais, Voilà. très Alors, bon, ce n'est ouais. pas la musique d'une pub, hein. Non, ça n'a pas été créé pour la pub, hein. Ce n'est pas pour Astérix Non. aussi, hein. Non, Ah ouais, ça date de Ah, 1984. t'as les références, toi? Ah Moi, oui, j'étais j'ai les pas au références, courant, attends, moi, c'est la je suis- culture, moi, mon je suis pote, largué, attends. moi. Enfin, voilà. C'était un peu C'était une révolution musicale, hein, aussi. bien sûr. Tu sais que je dis à beaucoup de monde, et les gens me contrediront pas, je dis énormément, si je pouvais revenir en arrière en étant DJ, je reviendrais en 86. Et être DJ en 86 pour mixer ma belle collection de New Wave que j'ai derrière et de scène pop qui est juste là. Et qu'est-ce que je me régalerais. Alors j'en suis réduit à faire de temps en temps des soirées années 80. Bon, attention, spécial Nocturbilus, hein, c'est pas les années 80 kitsch, hein, où je ressors tous les vinyles maxi 45 tours. J'adore ça, hein. Ouais. Bon, je dis ça, c'est faux, je joue du Capitaine Abandonné Gold, tout ça, mais en maxi 45 tours, C'est s'il vous très plaît, bien. avec les versions longues de l'époque. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, mais moi, c'est une période que j'adore, hein. Vraiment, c'était tous mes débuts. 86, 88, pour moi, c'est 2 années de rêve, parce que on passe de la New Wave au début de ce qu'on appelle la techno, quoi, d'électro, hein, Ouais, la avec New Beat, on va dire de la période l'époque. New Beat. Ah, La New Beat, attention, etc., t'as un historien à ta la gauche, house là. music qui arrive. Ouais. Attention, je vais Donc, prendre on a- un risque, on a eu je vais toute la changer. période New Beat. Attends, je change juste de vue pour voir s'il y a toujours un écho. Vas-y, là, c'est bon. Là. Fred, tu Ouais, as des noms de clubs, justement, pour faire honneur à ces vieux clubs qui n'existent plus, j'imagine, en Bourgogne. Alors, il existe. Alors, le premier club où je suis allé, donc où j'entendais ces musiques-là, c'était le club d'un casino qui s'appelle Casino de Santenay. Et donc, c'était une toute petite salle dans un casino. Et en fait, moi, je me vraiment atterri là par hasard parce qu'un copain me tannait pour l'accompagner à son premier rendez-vous galant. Et je voulais pas y aller. J'ai dit, vas-y, je me retrouvais il m'avait parlé du casino. J'ai dit, on va se retrouver avec un truc de vieux, etc. Et en fait, pas du tout. Je suis arrivé dans cette salle, la moyenne d'âge était de 20-25 ans max, grand max. Et beaucoup de jeunes de 16-17 ans. Et musicalement, j'ai pris une petite claque déjà, puisque moi, j'écoutais beaucoup la radio. Moi, j'ai quand même, ma mère a tenu à Danzig quand j'étais plus jeune, un café Danzig. Donc, j'étais quand même déjà pas mal dans la musique. J'ai connu toute la période disco et toute la période aussi David Christie, Saddle Up et compagnie, Imagination, tout ça. Donc j'avais déjà un peu une petite culture musicale de ce côté-là, mais je pensais pas qu'il y avait autre chose que ça en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Donc en Casino de Santenay, j'ai pris ma première claque musicale. D'accord. Et alors justement, ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours la phase qui m'intéresse le plus. Alors je suis un peu égoïste, mais bon, je suis pas seul dans le live, on en a plein aussi. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'explosion, si tu veux. Bon, alors à l'époque, on appelait ça l'acid house, la house music, la new beat. Est-ce que tu parle-nous un peu de cette découverte. Comment je l'ai vécu. Ouais, comment tu l'as découvert, alors etc. Moi, à ce moment-là, j'étais à Avignon, dans un club qui existe encore, mais qui doit être fermé, qui est le Tissio, mais qui s'appelait à l'époque le Tison. Ouais. Donc c'était le Tision, et moi je suis allé à cette époque-là pour les raisons amoureuses à Avignon, où j'ai connu Corinne Coinside, là, donc qui est ma plus grande fan. Donc on est là dans les années 87-88. Ouais. J'arrive à Avignon dans un club qui s'appelle donc le Bronx, ex-Tison, futur Tissio, etc. Et le DJ de l'époque, qui s'appelait Raymond, était très branché musicalement. Et il mettait souvent des morceaux qui arrivaient souvent d'Espagne. C'est souvent ça arrivait par l'Espagne. Donc ouais. House Nation, House Nation, moi je l'ai découvert là-bas. Et avec lui, on avait vraiment
des longues périodes dans la soirée où on passait de la house music, de la new beat, les débuts de la new beat. Ils nous mettaient du front de 4-2, des choses qu'on n'entendait pas non plus pareil dans les autres clubs. Et c'était assez sympa. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser au DJing, puisque je sympathisais avec lui, j'allais acheter des disques que je lui amenais. Bon, on a un peu le parcours de beaucoup de DJ, je pense. On a des disques qu'on veut passer au DJ, vas-y, écoute, c'est bien. Puis finalement, il aimait bien le morceau. Et au bout d'un moment, il m'a proposé de faire un peu, de prendre un peu les platines de temps en temps pour apprendre, etc. Donc, c'est vraiment là où j'ai commencé à mettre mon premier pied à l'étrier, dans cette boîte à Château-Renard, à côté d'Avignon. Donc, j'avais 17 ans. Voilà. Et de 17 ans à 19 ans, j'étais régulièrement en début de soirée ou de temps en temps, il me laissait ça pendant 4-5-10 des morceaux, quoi. Voilà. Donc, c'est toute cette période-là, je l'ai vécu complètement. L'arrivée de Pop Up the Jet, Technotronic, l'arrivée de toute cette vague qui nous a tombé sur la gueule, hein, parce que c'était vraiment une vague musicale dingue, hyper créative en plus, quoi. Alors, ça, justement, par rapport au morceau, je t'avais demandé, tu sais, une dizaine de tracks. Barbantane, elle disait Corinne, Barbantane. Et Barbantane, oui, exactement. Elle a plus de mémoire. Corinne, c'est un jukebox et c'est une encyclopédie musicale. Merci, merci. On va s'écouter quelques exemples de trucs parce que ça. Sven-Vat. Avant Sven-Vat. Avant Sven-Vat. Avant d'être une star. On le répète très souvent dans cette émission. Et ouais, le gars qui a fait ça là. Attends, je vais mettre la pochette là. Eh ben c'est Sven-Vat. Hein. D'ailleurs, on va comparer parce qu'il y a un autre morceau plus tard de lui. On va rigoler d'ailleurs. Un chanteur d'Italo Disco, mais non. Non, c'est pas d'Italo Disco. Là, attention, ça vient d'Allemagne. Hein. C'est la musique allemande. Ouais. C'était Michael Munzing et compagnie. Ceux qui étaient derrière après Snap, les mêmes. C'est les mêmes mecs qui ont fait Snap après. C'est les mêmes mecs qui ont fait Era, etc. C'est un peu la même chose. Et en fait, Off, donc Sven-Vat, pareil, musicalement, un choc aussi parce que on a un mec qui a un look incroyable, une musique hyper saccadée, hyper électronique, et en fait qui plaît au grand nombre parce que c'était un gros succès mondial. Donc j'ai suivi tous les morceaux de Off. Derrière, il y a eu Step by Step, Abayat. Il a fait une tonne de morceaux qui pour moi sont géniaux. Ouais. Et quand je l'ai retrouvé par hasard, parce que j'avais même pas fait le rapprochement au début que Sven-Vat était Off, j'ai trouvé ça dingue parce que le mec quand même qui vient d'un milieu on va dire musicalement commercial, a réussi quand même à s'imposer quand même dans la culture électronique, et on n'a jamais craché sur son passé de commercial, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Il était sur le groupe 16 bits aussi, comme me dit Nicolas Dranek. Ouais, 16 bits, exactement. Ouais. C'était bien. Where are you? 16 bits, exactement. Oui, on l'a. Voilà, bon, dans les archives derrière, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est la même troupe, hein. C'est les mêmes qui étaient, c'est les mêmes qui sont derrière Snap aussi, hein. Reason with the Dancer et compagnie, c'est les mêmes gens, en fait. Qui devaient être des potes à lui, hein, je pense, puisque je pense qu'ils étaient très jeunes, donc ça devait être des potes qui se retrouvaient à faire de la musique, et puis ça explosé comme ça pour eux. Si un jour on a la chance de l'interviewer ici, bon, faudra parler allemand, mais écoute, on lui posera la question. Quand même. Oui, il parle anglais, je pense. Il parle anglais, ouais. Attends, il y a un autre morceau, parce que t'en as cité deux, mais il y en a un entre les deux, là. Il y a celui-là aussi. On les met, parce que c'est la période aussi. Raise Break for Love, hein, un gros classique de l'époque. Hey! Et j'ai l'impression que ça se démode pas. Bon, alors, est-ce que c'est moi qui vieillis, je me rends pas compte, mais j'ai l'impression que des morceaux comme ça ne se démodent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait les remettre dans un set sans problème, peut-être un peu en accélérant les choses, mais c'est un morceau qui le fait encore aujourd'hui, je te rassure. Ben, c'est pas pour rien que qui c'est qui l'avait remixé il y a pas si longtemps que ça, qui avait fait une version, c'était notre ami Thierry adorait le morceau, le remix là, comment il s'appelait Monaco Style, à savoir. C'est pas Moutonnet. Dites-nous sur le chat là, qui c'est qui avait remixé ça, c'était ressorti, que les gens disent c'est chouette, hein, et nous c'est là pour rappeler, mais c'est une version, un remix d'un morceau de 88. C'est ça. Alors je baisse le son, je remonte. Il y a eu des tubes qui ont été faits aussi. On va passer à celui-là que. Cool de Sidney Youngblood, MC Sar, It's On You, etc. Et dont une année suivante après, Fred, est arrivé aussi une autre bombe. Alors là, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Hein. Et il y a un truc qui m'énerve. Jean, Fred est le premier à l'avoir mis dans sa liste de favoris. Et ça, c'est pas normal. Ce morceau que je vais mettre suivant. C'est pas normal. Rien qu'à la première note, on l'a déjà joué, hein, on en a parlé. Juste comme tu en parles, je sais de quoi on parle. Voilà. Et il me semble bien, alors à moins que nos auditeurs me disent que je dis n'importe quoi, parce que je pense que on l'a pas mis parce que je vous explique, on garde les archives des anciennes émissions. Bien sûr. C'est plus facile pour moi, comme il y a pas mal de morceaux qui reviennent, je les retrouve, il y a déjà la date de marquée, et voilà.
Et à la première note, hein, je pense que tout le monde doit être d'accord. Non, je vais mettre le son assez fort pour que rien que la première note résonne. Voilà. Ça, normalement, dès que ça fait les poils qui s'hérissent, on est tous là. Et puis, voilà. Parce que ça nous a mis à tous une grosse claque dans la gueule. Ouais. Ah bah, grave. Et puis ça complètement. Alors là, vraiment, on rentrait vraiment on va dire dans le cœur de la house et de la techno. Hein. Ouais, le début. Moi, là, c'est on vraiment y est. les premiers. C'est techno. Là, c'est la techno qui arrive complètement avec des grosses basses. Et chanter en plus. Moi, ce que j'aime, c'était chanter à l'époque, c'était plutôt sympa parce qu'on a beaucoup moins. Chanter, rapper. Ouais. Il y a eu pas d'un moment, mais bon. Ouais, c'était vraiment quand même une révolution technotronique, qui a été une révolution musicale. Hein. Ouais, surtout que ça sortait, on sortait à peine de la new beat finalement, et d'un coup il y a ça qui débarque. Ouais. Et ça rappait, le hip house, tu te rappelles la house mélangée avec le rap, enfin, c'était la folie quoi, ça n'arrêtait pas quoi. Là, c'était grave. J'ai une question pour. C'était elle sur la pochette, c'était la chanteuse ou c'était un. Non, c'est un mannequin. C'est un mannequin. Français, enfin, francophone. Je sais pas si elle est française, mais elle est francophone. Voilà. Non. C'est le qui a. Et eux, c'était des Belges. Hein. Ouais, c'était. Donc c'était les après la New Beat, ils nous sortaient ça quoi. Les Belges, ouais, c'est ça. Ils quand même toujours une vraie longueur d'avance musicalement. Ouais. C'est-à-dire que c'était on va dire la fin de la New Beat. Disons que la New Beat commençait un peu à descendre, oui. et puis d'un seul coup, il y a ça qui est arrivé. Et 89, il y avait encore de la New Beat, mais septembre 89, technotronique, et d'un coup ça a basculé. Et la New Beat a disparu quasiment. On était l'espace d'un mois ou deux quoi. On était au collège. Hein. Ouais. Il y avait ça. Alors moi j'étais au lycée. Hein. J'étais au lycée. Ouais, mais nous on était un peu plus jeunes. Puis moi j'ai redoublé aussi. Moi, le problème c'est que j'étais un con, que j'ai redoublé moi. Mince. J'ai redoublé mon CM2. Ouais, bon. Voilà. Donc en 89, 6ème. Toute cette époque-là, il y en a eu beaucoup. Hein. Technotronic, Mars, Pop of the Volume, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y en a une tonne. Moi, je me lâche jamais de réécouter ces morceaux de cette époque, de me retrouver sur des playlists des années 88-10 là où celui-là, il y a pléthore de morceaux quoi. Puis ça s'accélère chaque fois. Je dis, t'imagines, nous ça fait peut-être 20 ans qu'il n'y a pas un nouveau son qui est sorti, et là tous les 2 ans il y avait une révolution quoi. Il y avait un nouveau truc quoi. C'était la folie. C'est ça. Tu sortais de la new wave, il y avait la new beat, tu sortais de la new beat, il y avait la techno, après il y a eu la trance, le gabber, enfin c'était n'importe quoi. Les années 80-90 c'était la folie en fait. Ouais. Bon. Non, c'était bien. Bien. On va pas parler comme des vieux cons, mais c'était tellement énorme. C'est obligé. Alors, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est quand on parle avec des jeunes générations. Tout à fait. Ils ont un peu cette nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. C'est tout à fait ça. Ils découvrent des morceaux, mais ça m'a l'air dément. Et quand on leur raconte, mais c'est incroyable ce que vous avez vécu. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, on se dit, on a vraiment vécu un truc de fou parce que aujourd'hui, la techno est partout, la house est partout, il y a des morceaux de partout comme ça qui sortent. Mais il y a eu cette transformation où les clubs qui étaient complètement généralistes, on commence à se mettre à la techno, à la new beat, évidemment, et la house. C'était révolutionnaire, quoi. Je veux dire, les lumières noires, tout s'éteignait. Quand on mettait, je me rappelle, Pop-Up de Jem, tout s'éteignait, le premier morceau, et ça partait dans tous les sens. Les gens, les bras au plafond, quoi. C'était dingue. Ah ouais, ça et le French Kiss aussi, là, tu prenais ça dans la gueule. C'était au même moment, là, c'était. C'est à peu près la même époque, ouais. C'est ça. Ouais. C'était gifle sur gifle, en fait. Ouais, c'était très créatif, quoi. Ouais. Et c'était la house music, quoi. C'était souvent des morceaux créés dans des studios, pas très gros studios, et ça sortait des sons incroyables. Ouais, absolument. Tout en analogique. Hein. Je vous rappelle que les VST, les ordinateurs à l'époque, les ordinateurs servaient qu'à séquencer. Voilà. Il y avait des Atari. On synchronisait les machines. Donc c'est-à-dire à l'époque la Terre 909 qui a révolutionné et surtout qui a quand même fait pas mal de choses. Bon, il y avait la 808, la 707 avant. Et donc il y avait ces sons parce que en plus comme on en parle souvent avec les gens, parce que comme on presse du vinyle aujourd'hui et quand on réécoute parce qu'on collectionne les disques, on se dit mais la façon de travailler qu'ils avaient à l'époque, c'est compliqué à refaire en fait aujourd'hui. C'est compliqué. Je pense, ouais. Ça, j'en suis sûr. C'est vrai, quand tu écoutes les disques de la fin des années 90, tout début 2000, et que tu écoutes le travail qu'ils faisaient au niveau du pressage vinyle, c'était. Je sais pas si on a fait mieux depuis, parce que c'est vrai, c'était vraiment impressionnant. Quoi. Il y avait une très bonne qualité de son pour des trucs faits maison, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il y avait un vrai rendu, un bon rendu. Alors il y a des disques aujourd'hui qui ont même moins de rendu, quoi, carrément. Ouais. Et après il y avait l'expertise aussi. À l'époque tout sortait en vinyle, donc forcément les gars ils étaient spécialisés là-dedans. Ils faisaient des mastering vinyle de malades. Et aujourd'hui le vinyle c'est un peu perdu. Alors nous heureusement on a encore des connaissances
qui font du bon boulot dans le domaine. C'est pour ça que nos disques sonnent. Mais c'est vrai que c'était un son, ça. Rien que attends, je remets juste le début de Technotronic, juste pour, allez, on se refait plaisir, mais sans déconner. C'est rien que la basse, oh là là. Bon, je l'arrête parce que sinon on va le réécouter. Je vais finir par danser. Là. Voilà. Ah bah moi aussi. Moi aussi. On était juste avant sur tes débuts de DJ, donc là ça a commencé à côté d'Avignon, donc à Barbantane effectivement, comme a dit Corinne aka Coincide, puisque c'est Coincide, son nom de DJ. Elle s'appelle d'ailleurs Coincide par rapport à Fred B-Side. C'est un peu. Parce que moi j'ai fréquenté à ce moment-là, on s'est connus donc à Barbantane. On s'est un peu perdu de vue, moi, quand je suis parti un petit peu sur Paris à l'époque du Boy. Et quand je suis revenu en Avignon, j'ai travaillé à l'Esclave Bar, qui est toujours en vie d'ailleurs. C'est un petit club à Avignon, un petit club où je suis arrivé avec ma house music justement. Et Corinne, à ce moment-là, elle dit, mais je revenais de Paris. À l'époque, à Paris, c'était pas la techno qui était mise en avant, c'était ce qu'on appelle garage. Oui. La house et le garage. Et moi, je jouais house et garage à ce moment-là. Donc, je suis arrivé à l'Escabar avec ma house et mon garage. Et Corinne, que je retrouve à ce moment-là, venait tout le temps et adore ces sons-là. Et c'est de là qu'elle a commencé à s'intéresser, je pense, au DJing aussi, musicalement avec culture. Donc, je vous dis, c'est une bibliothèque musicale, elle est toute seule. Elle vous sort un sample que vous n'avez même pas entendu d'un morceau. Elle vous sort l'idée d'origine du morceau. C'est intéressant. Il va falloir qu'on la prenne à l'antenne, on va devenir copains. Ah non, mais elle est incroyable. Et puis même à éccouter, je pense qu'elle a des choses à raconter parce qu'elle a pas mal bougé. On pourra même la prendre à l'antenne. Si on a le temps, on peut même la prendre à la rajouter à l'antenne. Hein. On verra après. Elle est très très intéressante à écouter. Et donc du coup, à ce moment-là, quand je suis Coincide, donc est né à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est pas par hasard que Corinne est là. D'accord, intéressant, super. Et alors une petite question, parce que ça c'est la question que je pose tout le temps. Les disques vinyles, t'achetais des disques, tu les achetais où? Alors, moi, j'ai commencé. Alors, j'essaie de me rappeler. Hein. Quand je venais en Avignon, j'achetais mes disques à Valence, parce que j'habitais Valence à ce moment-là. Ouais. Je descendais d'Avignon amener mes disques. Et quand j'habitais à Avignon, alors je les achetais. Alors, je commence à presque ce truc-là, je me rappelle plus. C'était dans un centre commercial là sur la route de Cavaillon, je crois. Je sais plus comment s'appelle ce magasin de disques. Il est resté très longtemps à Avignon. Et puis après, quand j'ai commencé alors, essayez de trouver des noms, je vais vous dire fou. Attends, parce qu'on a les archives. Justement, j'ai une archive avec tous les magasins de disques. Vas-y, j'ai essayé de trouver. D'accord. Après, t'auras pas accès aux archives d'ici, je te le dis. quand je suis parti à Paris, évidemment, j'ai commencé à fréquenter les magasins de disques parisiens. Donc, à l'époque, il y avait un peu Champ Disque. Ouais. Et après, il y avait un autre magasin de disques qui a fermé, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui était près des Halles. Et puis, évidemment, après, par la suite, beaucoup plus vrai. Moi, je suis allé à Techno Import, comme beaucoup, qui reste pour moi quand même un des magasins de disques référence au niveau de la techno à Paris. Parce que même aujourd'hui, ça fait des années qu'il est toujours ouvert déjà, et on trouve toujours régulièrement des pépites, quoi, des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Alors faut y passer un petit moment parce que c'est un fouillis pas possible. Bazen, quand vous le connaissez un petit peu et qui vous connaît un petit peu, il vous sort, il vous dit j'ai trouvé le disque qu'il te faut, et il te sort 50 disques d'un coup, et en fait dans les 50 finalement il n'y a pas le bon, mais c'est dans le 51e que tu vas le trouver. Mais voilà, c'est un peu les magasins de disques qui vont marquer. Après à Montpellier, c'était autre chose, parce que à Montpellier, il y avait quand même les Pingouins, où j'allais pas spécialement, puisque j'étais pas spécialement pote avec eux à ce moment-là. Mais j'achetais quand même mes disques. Non, il y avait une petite guéguerre à l'époque des teufs à Montpellier, mais une petite guéguerre. Mais faudra que tu nous en parles, parce que nous on aime bien. C'est les archives. On en parlera après. Il y a Karim qui dit qu'à Valence, c'était International Records, c'est ça? Exactement. Voilà, merci Karim. Ouais, exactement. Merci. Près de la gare, voilà. Près de la gare. Ouais. Je trouvais beaucoup de morceaux et que je ramenais à Avignon. À Avignon, me dit, mais tu les as ramenés d'Espagne? Non, je les ai ramenés de Valence. Donc c'est assez drôle parce qu'il y a pas mal de gens qui ramenaient des morceaux d'Espagne, et moi j'allais à Valence, et le mec était un peu féru de musique, je pense. Et j'avais toujours des bons morceaux à ramener dans ce club à Avignon. Voilà où j'ai acheté mes disques à ce moment-là. D'accord. T'en as acheté beaucoup? Énormément. Ouais. Énormément. Tu les as gardés? Alors, moi, il m'est arrivé des catastrophes avec mes disques. Quand j'ai voulu partir à Paris, j'ai mis tous mes disques chez un ami à moi dont je ne sais pas le nom. Donc, j'avais à peu près une quinzaine de bacs. Et ce garçon a eu des problèmes avec ses loyers, et il s'est fait saisir tout ce qui était chez lui.
Oh là là. Y compris mes disques. Oh là 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 là. Y compris mes disques. Donc, je suis allé voir l'huissier qui l'a saisi. Je suis allé voir, je lui ai dit, en fait, tes disques sont à moi, etc. Il suffit de me le prouver, appelez-moi vos factures. Oh putain. Tu penses bien que des factures sur 15 ans passés, il n'y avait pas de facture. Donc, j'ai perdu tous mes disques à ce moment-là. C'est un moment où j'ai décidé, on en parlera plus tard, où j'ai voulu un peu arrêter aussi. Je me suis dit, tout va mal, là, j'arrête la musique, c'est plus pour moi. Oh purée, c'est dommage, tu vois, voilà. c'est. Donc, je suis reparti à zéro au niveau disque à partir de 2000. En 2000, j'ai commencé à me racheter des disques, en fait, tout doucement. Voilà. Donc, j'ai perdu beaucoup de pièces. Hein. J'ai plein de pièces de l'époque que je n'ai plus, que je jouais à l'époque des Positifs, que je n'ai jamais retrouvées. Et à la même période, hein, ce même copain donc s'est fait saisir mes disques. Et un soir, je lui laisse mon seul bac à disques qui me reste dans sa voiture. Et il s'est fait braquer sa voiture. Non. Et je monte les bacs à disques avec. Voilà. Il y a des sites qui font que moi, je me suis dit, bon, faut que j'arrête. Hein, c'est plus pour moi. Il y a quelque chose qui va plus. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu ma réaction, je pense. Ouais, tout le coffre et là. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est les galères et les disques. Aïe, 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 En parlant de disques, j'ai 2 personnes qui parlaient de chez Mazen, Basement Tracks, le shop. Est-ce que ça te parle? Alors, chez Mazen, c'était Basement Tracks, après c'est Techno Import, c'est la même chose, c'est Mazen. Voilà. À Paris, voilà. Ah, très bien. Il a fait les deux, en fait. Bon, c'est horrible. Et du coup, attends, parce que du coup, ça c'était quand que c'est arrivé ces disques? C'était en quelle année à peu près? Ça, fin des années 90, donc autour de 2000, hein, c'est au moment où je suis parti à Paris. Et du coup, comment t'as fait alors? C'est au moment de mon déménagement, en fait. J'ai racheté des nouveaux disques. Bon, après, je jouais à l'époque, quand je suis retourné à Paris, j'ai arrêté un peu la techno, je suis reparti d'un truc plus house, parce que Paris était plus house que techno. Donc, j'ai racheté plus ou moins des disques, mais il y a des morceaux que j'ai jamais retrouvés. Hein. C'était très dur, en fait, ce moment-là, parce que, entre 2000 et 2003, bon, on avancera plus tard là-dedans, mais c'est au moment où j'ai voulu arrêter. C'est une des raisons qui m'ont donné envie d'arrêter. Ça m'a fait, même si on se rend pas compte, mais perdre tous ces disques, qui ont bercé, on va dire, mes teufs et pas mal de mon début de carrière de DJ. C'était très très dur pour moi parce que j'aime beaucoup jouer des vieux morceaux. Moi, je suis parti de ces DJ qui adorent ressortir des galettes qui ont 10, 15 ans, machin, les mettre en plein milieu et là, j'avais plus rien, j'avais plus de matière. Ouais, j'ai même mal au ventre le fait que tu racontes ça en fait. Parce que on essaye d'imaginer ce que ça fait. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de savoir. Tu regardes ta collection de disques derrière toi là. Qui part en fumée. Tu qu'il n'y a plus rien. Oh, le Technotronic Pump the Gen. Oh, du jour. Va là-bas. Voilà. Ouais, encore Technotronic, tu peux le trouver, mais il y a des trucs que tu trouves plus. Oui, c'est vrai. Plus, qui étaient pressés en petite quantité, des voilà. Si, Technotronic, tu trouveras. Mais après, oui, il y a des disques plus rares. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Si, sur Discog, mais à 100 €. Voilà. Oui, après, ouais, encore, il y a des disques. Moi, j'avais ce qu'on appelle ça, des white? Ouais, c'est ça, des white que tu trouves pas, quoi, parce que déjà, tu connais même pas le titre la plupart du temps, ouais. tu sais après appel, et donc c'est des choses que tu retrouves pas. Il y avait un morceau que je mettais tout le temps à l'époque des teufs, j'ai jamais retrouvé d'une part, et c'était alors, white. Tous ceux qui sont collectionneurs et qui vont sur Discog, quand on doit identifier un white sur Discog, hein. Alors nous, Jean et moi, on est devenus des experts, hein, on y arrive. Mais qu'est-ce que c'est galère, il faut regarder le Matrix Runout, tu sais, c'est les petites écritures qui en dessous ouais, c'est ça. Là, t'es là, ils sont gravés, là. Tu cherches, en fait, on a toujours trouvé, hein, mais qu'est-ce que c'est galère. Et très souvent, tu peux pas les vendre parce que Discog, maintenant, si jamais il y a une demande comme quoi que c'est pas un truc officiel, hop, il enlève des ventes de Discog. Donc, tu peux le mettre dans ta collection, mais tu peux pas le mettre en vente sur le marketplace de Discog, voilà. À savoir. Petite info, Discog. Tant qu'on est dans la chronologie de ces époques-là, j'ai vu que tu avais été dans les soirées au Palace, au Boy, tout ça. Tu peux nous raconter justement quelques anecdotes? Donc, après Avignon, moi, je suis monté à Paris dans 90, pardon. 90. En fait, c'est là où j'ai commencé à être DJ. Hein. C'est-à-dire, Avignon, c'était un peu mes prémices avec le Raymond qui me laissait un peu les platines de temps en temps, etc. Et après, j'ai été travailler dans un club à côté de Valence, Star Night, alors qui n'existe plus aujourd'hui. C'est là où j'ai commencé à être DJ vraiment résident, où je jouais déjà des morceaux techno. Moi, c'était KLF, des choses comme ça, qui étaient mes morceaux à ce moment-là. Et puis après, je suis parti à Paris en 90. Donc, c'était la fin de la... Il est bon, c'est Jean qui l'a mis en plus. Parce que j'ai installé un nouveau jouet à Jean. Tu viens de le dire, hein, alors. Ah ouais, attends, je vais mettre la pochette du coup. Hein. Continue, vas-y, tu peux continuer.
Et donc KLF. à ce moment-là, je suis parti dans les années 80, donc début 90, je suis parti à Paris. C'était la fin du Palace. C'était pas la grande époque du Palace, mais c'était quand même le Palace, Oui. où il y avait pas mal de soirées sympas. Il y Tu avait veux un dire, after excuse-moi de te génial qui couper, s'appelait tu veux dire que la grande époque du Palace, c'était ce qu'on appelait l'époque acid house anglaise, un peu 87, Non, Hardison, c'était tout même ça. avant. Je pense voilà, la grande époque du Palace, c'est plutôt 85, 87. Il y avait encore Fabrice Emmer qui était le directeur, qui est encore vivant. Donc moi je l'ai pas connu. On a parlé, je l'ai pas connu. Moi j'ai plutôt connu la fin du Palace, où il y avait quand même des gros événements. Hein. Il y avait des gros trucs. Il y avait des grosses soirées et il y avait surtout un gros after en dessous du Palace qui s'appelait le Kit Kat, qui était un truc dément où là il y avait des DJ qui jouaient house et techno. Voilà, c'était la grande époque aussi à Paris à ce moment-là. Et il y avait le Boy, où j'ai travaillé. Alors, où j'ai travaillé avec mon meilleur ami de l'époque, qui était vestiaire là-bas, où je faisais du vestiaire avec lui. Et ça, c'est bon, ça. C'est d'autres. Ah ouais, T'en as récupéré des portefeuilles, pas volé, je parle, mais tombé par terre, des trucs, t'as dû en choper, non? Ah bah dans les vestiaires, il se passe plein de choses. Hein. Alors, j'ai une question, Fred, un petit aparté sur les vestiaires. Est-ce que c'est vrai que souvent c'est des concessions qui sont données? Alors, à Paris, très peu. Ah, parce que À Paris, très peu, parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire dans les vestiaires, parce qu'à Paris, il fait très chaud en club, donc les gens posent rapidement leur veste, et donc en fait, le vestiaire, c'est quand même c'est quand même un poste important financièrement pour une boîte, pour un club. Hein. Quand vous avez un club de 1000 ou 2000 personnes et que vous avez 1000 ou 2000 personnes qui vont poser une veste et peut-être un sac et un machin, tu fais le calcul, ça te paye pas mal de choses. Donc Okay. c'est pas, mais ça marchait comme ça à un moment, mais je crois que ça marche quasiment plus les concessions. Les patrons de club ont compris quand tu faisais de l'argent avec les vestiaires. Ouais, c'est clair. Il y a très longtemps. Voilà, Et c'était donc juste la partie. moi moi d'ailleurs Cloakroom vient du nom vestiaire. Je vous expliquerai pourquoi aussi tout à l'heure. Et oui, les Cloakroom c'est des vestiaires aussi. Et donc en fait, si tu veux. Donc quand j'étais au Boy, c'était aussi l'explosion house techno à ce moment-là à Paris. Donc Laurent Garnier était tous les jeudis soirs au Boy, les soirs incroyables. C'était bien avant le Rex. Hein, attention, le Rex a commencé à exploser dans les années 91-12, je crois. Et déjà en 90, 88, 90 au Boy, il y avait déjà de la techno, de la new beat et des choses comme ça. Oui, c'est ça. Il y avait Marco qui jouait. Avant, qui est Laurent Brainwasher, ouais. Voilà, Laurent Brainwasher aussi qui était là-bas et Laurent Garnier qui faisait les incroyables de Jean-Claude Lagrèze. Laurent Garnier qui à l'époque ne mixait pas très bien, faut le dire, mais par contre qui avait des scuds incroyables et puis qui avait non mais en fait j'attendais ce jeudi là parce qu'il arrivait toujours toujours très énergique et il avait toujours des morceaux, je pense qu'il devait ramener de Londres à ce moment-là, qui étaient dingues. Et à l'époque je trouvais pas qu'il avait un talent de DJ dingue, mais il avait par contre il avait une facilité d'amener des morceaux et des fois certains DJ, j'en ai vu une récemment, je vais pas la citer, mixaient pas très bien, mais les morceaux choisis étaient tellement bons et tellement bien installés dans la programmation que ça valait 10 000 fois un bon set DJ. Alors, bien calé. ça dépend, c'était à quelle époque. Tu peux citer si c'était il y a longtemps. T'as cité Laurent Garnier. Ah donc, oui, du coup, Garnier c'était en 87, 88. Ah non, parce que là c'est récemment. C'est récent. Ah ouais, non, écoute, c'est tout à ton honneur. Hein. On va pas citer. Voilà. Mais ça n'empêche que je suis allé voir, je voulais écouter parce que j'entendais parler de cette DJ partout. Je voulais la voir en vrai, je voulais voir ce que c'est. Et j'étais un peu déçu sur la technique. J'ai dit en fait elle s'est pas mixée en gros, c'est un peu ça. Elle les amenait un peu facile, des fois ça me semblait un peu décalé. Mais par contre musicalement, les morceaux amenés à un moment du set étaient tellement prenants et prenaient tellement public qu'on en oublie le reste. Et pour moi c'est aussi. Voilà, c'est exactement ça. Ça peut être du DJing aussi. Je veux dire, c'est pas parce que des fois c'est pas super bien calé. Les morceaux choisis des fois rattrapent un peu le calage, un peu raté, quoi. Je trouve. Après, bon, évidemment, si c'est complètement décalé, c'est pas la peine. Là, on est pareil. Je parle de petite imperfection. Hein. Quand je dis Garnier, m'a pas transcendé en 87, il mixait. Je veux dire. Mais j'étais pas en admiration comme je pouvais être pour Marco à ce moment-là, qui était le résident du Boy, qui enchaînait les morceaux et il enchaînait la soirée. Il faisait quand même de minuit 6 heures où ça s'enchaînait non-stop et on a l'impression que c'est toujours la même bande son du début jusqu'à la fin. Quoi. Je vais envoyer l'extrait à Laurent quand même pour qu'il soit au courant. Ouais. Thomas, tu peux m'amener mon chargeur? Ah ouais, faut pas que tu tombes en panne de courant. De batterie là. Sur le Mac, hein?
Ouais, sur le Mac. Ouais, bon, ouais, à éviter, ouais. Ça Bon, va, alors l'avantage, ouais, tu vois, ouais. c'est qu'on a l'habitude, c'est pour ça que tu as tu parles avec tes AirPods, parce que comme ça, au Mes moins, AirPods, c'est un autre ouais. canal. Si ton image disparaît, on continue à t'entendre, et ça, c'est la magie. D'accord. Juste pour info, je tenais à dire à tout le monde que normalement, Fred Bissay, ce soir, aurait dû être avec nous dans le studio. C'est ça. Je voulais préciser, on va vous montrer un peu le studio vite fait, mais Pour la Mais- soirée de la semaine prochaine, en fait. qui n'aura pas lieu. Mais voilà. C'était au Jazz à Montpellier. Bon, c'est reporté, on va dire. Ça n'y a pas de raison que ça Ouais. soit C'est ça. Alors, normalement, elle est reportée au 18 février. 18 février. Ouais. C'est Tout pour va la bien. Temple. Ouais, 18 février. Pour la Temple, ouais. Ouais. En fait, oui, voilà. On le savait un petit peu en amont. Hein, avant ça faisait 15 jours, 3 semaines corrects. On nous disait que ça allait fermer rapidement. Et c'est ce qui est arrivé. Je suis pas connecté à Thomas. Là. Excusez-moi, je parle à mon Vas-y, non, technicien. vas-y, Je suis pas. Parce que Fred je a suis son pas propre connecté, service hein. technique sur place, hein, c'est la classe quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il se déplace, mais il a son staff technique à côté. Ouais. Tiens, en attendant, je montre un peu le studio, allez, parce que je sais que vous étiez nombreux. Alors, on en parlera sur une autre émission. Hein, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà, on a quand même bien bossé. Hein, on voit notre Jean Bruce. Voilà, j'ai installé un jouet à côté de lui. Hein, enfin, il est bien, il est bien installé. Vous êtes fous. Voilà. Voilà, et ça c'est l'autre côté, là c'est moi. Donc voilà, donc vous voyez des écrans partout, et des comptes. Bon, c'est devenu une vraie radio en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc du coup, on fera une émission spéciale. Hein, c'est prévu. On invitera tous ceux qui ont participé à la construction de ce studio de radio. Donc ça c'est prévu. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Et que ça c'est important, c'est que maintenant, en fait c'est pas maintenant, il y était depuis, on a un Instagram. C'est vrai qu'on ne l'utilisait pas, je vous mets l'adresse. Donc c'est Nocturbus Record tout simplement. Donc abonnez-vous parce que c'est promis, on va mettre plus de contenu d'habitude, on va y mettre parce que maintenant, soi-disant que tous les jeunes sont sur Insta et plus sur Facebook. C'est le problème. Voilà. Moi, je viens de lancer une page Instagram il y a pas longtemps. Toi aussi. Ah, mais écoute. Plus personne va sur Facebook. Alors déjà que j'étais pas très Facebook parce que bon, j'ai un peu du mal avec tout ça, mais j'avais un peu une page Facebook que je faisais vite fait de temps en temps quand ça me prenait. Et en fait, récemment sur un mix à Tours, j'ai toute une bande de jeunes qui sont venus après mon mix. Ah, c'est génial, machin. T'as un Insta? T'as un Insta? Bah, j'ai un Insta perso. Allez. C'est pas si ça vous intéressait. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai créé ma petite page avec mon Insta aussi parce que il y avait mon Insta Fred Bisside et maintenant j'ai mon Insta DJ Fred Bisside. Voilà. Pour que je puisse aussi communiquer avec toutes ces jeunes Sur la générations musique, qui ouais, communiquent bien comme sûr. ça. Et ouais, il faut se mettre à la Ouais, bien page sûr. des réseaux sociaux. Sachez aussi, T'as un petit bisou, Vas-y. t'as un petit bisou de Fred de 7. Il te fait Oh, salut. Fredo. Ah, bah oui, bah. Fred, coucou Fred. Qui devait être vendredi prochain avec nous sur Paul Temple. Et c'est vrai, voilà. D'ailleurs, Fred, peut-être qu'un jour, va venir ici, dans le studio. Oui. S'il a envie de venir S'il de a 7, envie. parce que c'est tellement loin, 7 Est-ce de que t'as Béziers, envie, tu sais. Fred? T'as envie, Fred, de te déplacer? D'ailleurs, Laurent Garnier était à 7 hier ou avant-hier hein, pour le Off the Record, son reportage. Voilà. Une C'est un ville, super film d'ailleurs. une ville mise à l'honneur tous les jours sur TF1 avec des Parisiens qui jouent dans une série. Ça, c'est juste une partie parce que Jean-Bruce m'a fait très rire quand il avait sorti ça la dernière fois. De quoi? Ah. La série de 7 qui passe sur TF1 à 18h. Demain nous appartient, tout ça. Demain nous appartient. Ouais, voilà. Ça se passe à 7, mais y a avec pas des de 7, Parisiens, avec T'as pas la des gueule. Parisiens avec un accent parisien. Alors, on n'a rien contre l'accent parisien, hein, attention, hein, mais parce que moi je suis un appareil en plus. Mais c'est vrai que c'est voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est C'est incohérence. la magie de la télé. Hein, Voilà. c'est la magie de la Que télé. ça booste Lille, Allez, que ça booste Lille. juste et une puis c'est dernière bon, annonce ça suffit, aussi. c'est ça. Alors, on l'a pas fait ce soir, mais sachez qu'on diffusera aussi bientôt en même temps sur Miss Cloud. Pourquoi? Parce que Miss Cloud, c'est génial. Il n'y a pas de coupure. Ils ont les droits Il y a avec pas de coupure, tout. ouais. Ils ont les droits avec toutes les majors, enfin les principales en tout cas. Et on fera des émissions entièrement musicales bientôt. Hein, il n'y aura pas que des interviews où on sera que sur Miss Cloud. Comme ça, on sera pas embêté. Il y aura peut-être même des mix exclusifs de DJ. Hein. Bien sûr. Voilà, on en parlera plus tard. On met tout ça au point. Donc voilà, on essaye de se mettre à la page nous aussi. Hein, tu vois, Insta, Miss Cloud. Bon, Miss Cloud, ça fait un petit moment qu'on y est. Il y avait les podcasts qu'on va essayer de relancer. Ça fait beaucoup de choses à faire, mais on s'occupe plutôt du label en ce moment parce qu'on aura des choses à vous annoncer dans pas longtemps. Voilà, c'était une petite aparté pour C'est bon, t'as branché le. brancher. Ouais, c'est bon. Ta batterie, c'est bon? C'est bon, Fred, ça tombera C'est pas en panne génial. la caméra. C'est bon. Oui, je suis bon. Ah, génial. Tout est reparti.
Voilà. Alors, j'en arrive à une question que je pose à tout le monde. C'est la fameuse question maximum, puisque là on est, si tu veux, on fait chronologique, on est vers 90-92, on va dire. Est-ce que c'est une radio qui te Alors parle? attention, parce qu'il y a un jingle. Ah oui. Alors, attention, petit jingle, Fred. Allez, et tu réponds après le jingle. Alors attends, que je me trompe pas, c'est bien celui-là. La question maximum. Maximum. Voilà, ouais. On plaisante pas avec les jingles. Voilà. Ah bah ouais. Bah Et oui, même le Maximum, logo. oui, c'était la radio du boy pour moi. Musicalement, il y avait un peu la même chose. Il y avait beaucoup de morceaux qu'on entendait sur Maximum, qu'on entendait au boy et ailleurs. Avant FG, même, je crois, parce que FG, c'était à peu près, ça est arrivé juste après. Mais d'ailleurs, je me demande si Maximum, c'est pas une déclination d'FG. Je sais plus comment ça s'est passé à l'époque. Mais oui, c'était un peu la radio, un peu branchée. Où on avait des beaux morceaux électro qui passaient. Donc j'ai connu un peu cette radio, même si je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup la radio. Hein. Moi, je vais chercher mes disques tout seul dans un magasin de disques et puis je commence à fouiller, je fouille, je réécoute 10 fois, 15 fois, 20 fois. J'attends de trouver le bon morceau. Il y avait les soirées Maximum au boy, effectivement. Donc tu as dû croiser Joachim Garraud, toute l'équipe, Fred Rister. Alors, ils ont dû me croiser plus que je les ai croisés, puisque moi je travaillais au vestiaire, donc ils sont passés devant moi. Voilà. La veste, te plaît. Il y a beaucoup que j'ai croisés qui sont passés devant moi. Alors, ce qui était rigolo, c'est que tu. Non, après Vas-y, pardon. Non, c'est juste que je disais que ce qui devait être marrant, c'est que tu voyais, la première fois que tu voyais la personne rentrer, il était sauve, donc c'était salut, hein, et à la fin, ça devait être veste là, puis t'as son pote qui arrive, non, mais c'est pas celle-là. Donc t'as dû en croiser des mecs. Je peux pas vous dire. Tout ce qui se passe au vestiaire reste au vestiaire. Ça fait quoi? Exactement. Gens qui balancent des jingles, mais si j'avais baissé le son, vas-y. Tu peux. Non, vas-y Fred, je vais pas te couper. Tu étais en train d'expliquer quelque chose d'intéressant. Non, je disais que c'est le secret de vestiaire, donc je peux pas raconter ces choses-là. Mais en tout cas, j'en ai vu passer. Oui, Joachim Garraud était là aussi. Et je vous dis, c'était un peu pour moi les débuts de Laurent Garnier qu'on a retrouvé après au Rex, où là il s'est installé complètement en tant que DJ représentant de la techno française. Quoi. Ok. Ça, c'était la question qui tient à cœur à Jean-Bruce à chaque fois. Oui, mais disons que je la pose à tout le monde. Après, on la développe. Après, c'est juste que Maximum, c'est la première radio en France, on va dire nationale, on va dire. Hein. On va pas parler des petites radios locales qui avait commencé à passer des exclusivités, c'est-à-dire que ça passait par exemple justement c'est tous ces morceaux là, Technotronic, Pleasure Game, rappelle-toi le Dormeur de Servier, tout ça passait d'abord sur Maximum. Ça passait d'abord sur Maximum et après les autres ils étaient là, c'est quoi ça, mais faut qu'on le passe nous aussi, ce qui n'existe plus aujourd'hui. 3 et 6 mois avant tout le monde. Ouais, c'était quand même la folie. Ouais, mais bon, c'est vrai que si t'écoutais pas trop la radio, bon voilà quoi, c'est globalement. Bah moi, alors à l'époque de Maximum, donc que je travaillais au Boy, etc. Je sortais beaucoup aussi, donc j'écoutais beaucoup ce que les DJ jouaient, donc ça soit au Kit Kat, au Palace, au Boy. Il y avait d'autres endroits, il y avait la Luna, où Laurent Garnier jouait déjà aussi, qui était un tout petit club gay, dans le 11e, où alors je crois que là c'était les mardis ou les mercredis, je sais plus, et j'y allais tout le temps, toujours. Alors moi vraiment pour le coup Garnier, j'ai découvert son oreille musicale, puisqu'en fait il avait toujours des morceaux de dingue qu'on n'entendait peut-être même pas encore son Maximum. Il avait toujours des sons à part, et c'était assez incroyable. C'est d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'il s'est fait reconnaître, parce qu'il avait toujours des sons en avance sur les autres, quoi. Moi, je veux dire, quand il venait aux Incroyables du Boy, il amenait de l'acid house avant qu'elle soit arrivée en France, quoi. Oui. C'était vraiment ça, quoi. Oui. Donc moi j'écoutais Maximum certainement, mais c'est pas là-dessus que j'entendais mes morceaux. C'était vraiment dans les clubs ou chez les magasins de disques. Et alors, de coup dans ta chronologie là, nous on t'a vraiment surtout connu, si tu veux, tu étais un peu une figure un peu incontournable du début des soirées, on va dire. Dans le sud, donc je sais que tu étais résident au Phébus, donc là on fait un petit saut en avant, mais et tu as pris la suite de Didier Sinclair. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette époque-là? Alors ça s'est fait un peu par hasard. Je suis revenu de Paris, donc je travaillais à l'Esclave à Avignon, où j'arrivais avec ma musique, etc. Puis je suis parti d'Avignon fin 92, je crois. Je suis venu à Montpellier pour une histoire d'amour. Et de là, cette personne-là était très proche de Didier Sinclair.
Et il m'avait dit, mais Didier va partir, il va monter à Paris, si tu veux, machin, je peux te faire travailler au Phébus. Et ce garçon, c'était Laurent R, hein, si ça vous intéresse. Ouais. D'accord. Et donc Laurent, voilà, qui était mon petit ami d'époque et qui était déjà DJ dans sa boîte de son père, m'a dit, mais vas-y, je vais te faire un travail au Phébus, etc., etc. Et il y avait, à l'époque de Didier, il y avait Jérôme Lassourie qui était déjà en place là-bas. Oui, aussi. Ouais, qui était. Jérôme, on lui fait un bisou d'ailleurs. On est en contact. Ah ouais, bah nous aussi on l'embrasse. Ouais. Il regarde l'émission. Aussi. Normalement, il regarde les émissions. Super DJ. Ouais. Et donc, à ce moment-là, Laurent m'a dit, je vais te faire travailler au Phébus. J'ai dit, bah vas-y. Et je suis arrivé au Phébus, donc un peu on était un peu en duo avec Jérôme pendant un moment. Et puis après, j'ai pris mes marques. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé, alors, avec ma musique à l'époque, était house, où il y avait de la techno. C'était très bizarre, les gens jouaient techno, et moi j'étais une espèce de house garage. On me regardait un peu comme un ovni, mais j'ai pris la suite du Phébus jusqu'à la fermeture. Donc ça devait être 94, voilà, 94, voilà, où j'ai commencé. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars dans un club? J'avais plus trop envie parce que j'avais pas de me retrouver dans un club généraliste, parce que c'est ce qui pouvait m'arriver à ce moment-là, hein, quand le Phébus, qui était un club hyper pointu, branché, où à l'époque on recevait beaucoup de DJ, hein, Gardier était venu, les Pingouins, c'est déjà des soirées à l'époque là-dedans où ils invitaient beaucoup de DJ, on a eu Darren Emerson, je crois que c'était venu. On a vraiment des trucs sympas. Il y avait Fabrice G aussi qui faisait des soirées là-bas. Ouais. À cette époque-là. Donc, quand on voit passer tout ça, qu'on entend tout ça, on n'a pas envie d'aller dans un club généraliste derrière, se dire bon bah je vais remettre du Claude François ou des choses comme ça. Et j'ai dit bon bah je me lançons-nous dans des soirées quoi. Voilà. Et j'ai lancé mes premières soirées techno sont parties. Et voilà, et c'est là que vraiment arrive comment dire le cœur de ce qui fait qu'on te connaît et qu'on te exactement. Que tu es la figure, je dirais, incontournable de cette époque. Vous voulez qu'on mette des flyers un peu là? On va montrer les flyers. Soirée Positive Évolution dès 94 en fait. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, en mai 94, avant la première Positive, j'ai fait 2 soirées tout seul à la suite du Phébus. Mais en fait, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à travailler seul, bizarrement. J'ai toujours besoin de trouver quelqu'un soit qui me pousse, soit qui me tire, soit qui est un peu plus. Je vais pas me mettre en avant, donc qui est un peu plus de bagou, etc. Et j'avais à l'époque Lionel des Positifs pour ceux qui l'ont connu, qui était un mec qui venait au Phébus tout le temps, qui avait une grande gueule, qui était très engagé, etc. Et avec lui, j'ai dit, vas-y, on se lance. On est parti à se lancer. C'est soirée Positive Évolution. Ouais. Alors attends, je vais essayer de trouver le flyer. Tiens, je regarde sur le retour là-bas, Jean, dis-moi, je vais les faire défiler rapidement. Ça oui. Ah, mais regarde, non, sur le retour. Dis-moi jusqu'à ce que tu... Non, mais tu étais sur Positive Évolution. C'est lequel? Avec le bonhomme, là. Ouais, il y en a plein. Celui-là, là? Non. C'est Partizone, ça. C'est Partizone Positive. Ouais. D'accord, ça y est, c'est celui-là. Voilà. Tu arrives à voir toi aussi, Fred, là, sur ton retour, son petit retour? Oui, bien sûr, oui, ça c'est vers là. Il y avait Bisséry, je me rappelle, etc. Ouais. Attends, vas-y, mollo, là, parce qu'il y en a beaucoup, là. Ouais. Non, ça y est, mis, parce que si tu regardes Facebook, t'es en retard, alors que là, t'es en direct. N'oublie pas. Et ouais, il y a toujours une latence entre le direct et... Il y en a d'autres, on en a... Ouais, il y en a d'autres, ils sont... Attends, je vais les mettre. Pour le coup, j'ai pas perdu tous mes flyers. J'ai 2 classeurs pleins de flyers. Ça peut nous intéresser. Ça aurait été intéressant, ça. Mais tu les as pas scannés? Alors, je les ai pas scannés, je suis un feignant. Est-ce que ça, c'est une positive? Non. Ça, c'est Tracker. Ça, c'est une positive. Alors, positive Club In. C'était quand on retournait en club. C'était un petit club qui s'appelle l'Underground, qui était l'ancien Rimmel à Montpellier. On faisait une petite soirée le lundi, je crois. Donc, ça s'appelait Club In. Parce que positive avait plein de noms. Il y avait les positives, donc, qui étaient en teuf. On a eu les Club In. On a eu les rats, rien à péter. Où là, c'était vraiment les teufs avec un bout de papier. Et c'était souvent Aladdin, des choses comme ça qu'on mettait en avant. On a fait plein de soirées. On a fait After to the After, qui était l'after de l'after des Borealis. Ouais. Et qui était un gros carton sur la deuxième Borealis. On s'est dit, on va jamais avoir personne. Parce qu'on s'était dit, il y a toujours l'after après l'after. Parce qu'après l'after, il y a toujours des gens qui veulent chercher un after. On s'est dit, on va vers l'after après l'after. Et en fait, on s'est retrouvés. J'en ai mis une autre là, pareil. Ouais, c'est Club In, ouais, c'est pareil, c'est une positive. À partir du moment où j'étais dessus, c'était une chance sur 2 sur une positive. Tu vois, vas-y, c'est là aussi, je suppose. Stefanovic. Positive, exactement. Ouais. Alors, c'était plus joli, c'était. Ouais, vas-y. Non, c'est juste pour dire que Stefanovic, je vous rappelle qu'on a interviewé dans cette émission. Donc, on a eu la chance
Qui a marqué l'époque. Hein. Ah ouais, non, mais il était tellement cité par des gens. Et donc, je vous rappelle, alors pour l'instant, les émissions elles sont pas sur YouTube. On y travaille, on va vous les mettre sur YouTube plus tard. Mais si vous allez sur les vidéos de Nocturbulous, sur la page de Nocturbulous, vous pouvez retrouver toutes les anciennes interviews, dont celle de Stefanovic. Voilà, en replay, vous pouvez voir tout. J'ai un autre flyer, je crois. C'est une positive, ça aussi, non? Ça, c'est positif, ouais. John Thomas. Alors, John Thomas, c'était souvent positif. Oui, c'est ça que je veux dire. Il y a des John petits. Thomas. Aladdin aussi, un petit John peu. Thomas, Vous êtes proche. Aladdin, oui, on était très proches à ce moment-là. On s'était perdu du, on a été reproches à un moment où on a fait des soirées ensemble au Rex. Et c'est quelqu'un qu'on se suit toujours, etc. Proche de sa maman, Cathy. Qui a refait nos soirées. Et Max qui faisait les sales gosses déjà, qui faisait les... ils étaient déjà là, oui, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé les positifs, les sales gosses étaient déjà en place, les pingouins étaient déjà en place. En fait, on était un peu les derniers arrivés sur le marché à ce moment-là. Au niveau du sud, surtout, tu veux dire. Au niveau du sud, je parle de Montpellier, quoi. Je me permettais pas de parler de la France. Mais à ce moment-là, en fait, quand on a créé les positifs, il y avait déjà les sales gosses, il y avait les pingouins. Et je crois que c'était tout. Après, les Maoris sont arrivés aussi à peu près au même moment. Il y a eu plein de collectifs comme ça qui sont sortis à ce moment-là. Ah, une petite question, parce que c'était, tu sais, à l'époque, c'était très trans. Alors moi, j'étais un peu, moi j'ai vécu ça, c'était génial, les raves et tout. Mais j'avoue quand même que j'étais un petit peu toujours un peu pas malheureux, mais c'est un grand mot, mais si tu veux, j'étais un tout petit peu frustré que tout soit toujours trans progressive, trans goa, trans ceci, trans ça. Alors que moi, j'étais dans les sons américains, soit c'était américain, soit c'était un peu bourrin belge. Donc c'était pas du tout le délire de l'époque. Et quel était du coup parce qu'il y avait beaucoup de tribus, on va dire, qui jouaient de la trance, de la goa, etc. Quel était un peu le son de ces positives? C'était plutôt techno quand même globalement. Alors nous, on était plutôt techno, mais alors ce qu'on faisait beaucoup, parce que moi je reste persuadé qu'aujourd'hui ça pourrait être comme ça, même si ça se fait pas. On aimait mettre des DJ de différentes, qui avaient différents sons. On essayait d'avoir une soirée qui justement évoluait dans le son, avec toujours un parti. Je veux dire, on s'est retrouvé quand même à faire jouer John Thomas ou Chaotic Ramses, qui était quand même, alors John Thomas qui était avec un groovy techno et Chaotic Ramses qui était la bonne techno qui frappe. Oui. Et on pouvait faire jouer un Ayoka qui était complètement trance, qui jouait peut-être plus sur le matin. Voilà. Donc effectivement, nous positifs, on était techno, on était ouvert un peu à toutes les formes de musique. C'est ça que j'aimais bien justement. Oui, c'est ça qui était un peu. Alors oui, il y en avait peut-être qui étaient avant, un peu tout ça. Ouais. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que c'était pas. C'est vrai quand même tendance à faire une tribu un peu dans l'esprit un peu trans, quoi. C'était un peu ça le truc de l'époque. On peut mettre quelques morceaux parce que tu m'as dans ta liste. Oui. Juste pour dire que si tout va bien, Chaotic Ramses, on l'aura dans l'émission. Enfin, on y travaille en tout cas. Oui, donc, forcément le fameux. Bon. L'Exorciste, il s'appelait avant. Il s'appelait Exorciste, exactement. Ça, c'était entre les deux, ça. Ah, c'est entre les deux. Alors, ça, là, je suis encore en Phébus à ce moment-là. Hein. Ouais. Ça, c'était vraiment le début. Ça, c'est 93. Mais attends, parce que j'aime bien respecter la chronologie. Je vais mettre Jam Spoon, qui on fait 2-3 morceaux à ce moment-là. Qui déglaguait le dance floor. Celui-là qui est encore aujourd'hui aussi. Alors il y a deux écoles, qui te diront que c'est un peu vieilli, mais t'en as qui te diront que non. Ça rappelle tellement de bons souvenirs. Ouais, ça rappelle des très bons souvenirs à tout le monde en fait. Ça joue quoi. Et pour le coup, alors je fréquente pas mal de jeunes générations et quand on leur met ça, ils adorent. Oui, bien sûr. Le morceau est long à partir. C'est de là où on voit, voilà, ils long à partir. Il y a quand même une bonne basse à un moment et puis ça. Et surtout le grand break, ce break énorme. Il faut dire que c'était tout nouveau de produire des tracks, c'est produit de folie quoi. C'est-à-dire que les Allemands là, ils se produisaient des trucs. En termes de production de mix, j'entends, c'était un truc de fou quoi. Je vais essayer de vous mettre parce que c'est un nouveau cartoucheur. Hop. Du coup, on parlait, tu vois, des choses faites à la maison. Là, on était dans une ère où c'était fait dans des gros studios avec un savoir-faire. Dans des gros studios. Ah, là, c'était autre chose. Ouais, c'était autre chose. On rentrait dans c'est l'évolution. Hein. On commençait à rentrer dans l'évolution de la musique techno. Quoi. On commençait à avoir des grosses machines, des gros studios, des grosses productions. Et puis la techno grandissait en même temps. Quoi. Je veux dire, ni plus ni moins. Hein. Les teufs, je veux dire, ont explosé à ce moment-là. Il y avait quand même. Moi, je me rappelle quand on faisait des positifs, il pouvait y avoir 2-3 teufs le même soir et il y avait toujours autant de monde partout. Quoi. C'est vrai, ouais. Donc ça commençait à exploser de partout. Quoi. Ouais, les positifs, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la période de l'âge. Alors bon, on va pas parler. C'est une vérité, c'est un âge d'or, on va dire, des raves, parce que c'était. Carrément. Et c'est vrai que, on va dire, fin 93 jusqu'à,
Peut-être fin 96, 96, 17. moi, Ouais, voilà, on ouais, va dire moi, ça. ouais, Voilà, on est ça, d'accord, ouais. on est d'accord. Là, il s'est passé, donc on peut parler un peu comme l'époque de la New Beat avant, ou de la New Wave. Il y a Un eu mouvement, 2-3 années ouais. où c'était la folie. Mais à la folie, et puis tout, il y avait pas de clans musicaux. Je veux dire, comme tu dis, il y avait des tribus. Donc il y avait par exemple les Maoris qui étaient quand même plus trans. Et Mais Dragon malgré Ball, tout, tu et, retrouvais un peu les Dragon Ball, etc. Mais tu Ouais. retrouvais un peu des DJ de chaque tribu dans toutes les soirées. Je veux dire, il n'y avait pas ce truc où on était soit très dark musicalement ou soit trop transouillette de l'autre côté. Il y avait quand même beaucoup de soirées où il y avait des mélanges comme ça. Moi, c'est ça que j'aimais bien à cette époque-là. Les gens se lookaient pour sortir. Voilà. Ouais, on il y se avait déguisait, beaucoup quoi. de couleurs. C'est vrai. Ouais. Ça sifflait. il y la avait déco des- était importante, la déco, les. Ouais, la déco est importante. Bah, c'était les débuts des Nuits Blanches aussi à ce moment-là. Hein. Je veux dire, les Nuits Blanches qu'on fait toutes pas mal de performances, je veux dire, et de déco dans pas mal de soirées à ce moment-là. Oui, les performeurs, Donc, c'était purée, plutôt c'est pas vrai. mal. Oh là là. Ouais. Les nuits blanches, il y avait pas Nuits que. blanches. Mais Il n'y avait pas que, il y avait pas que, mais il y en avait pas mal. il y en avait qui faisaient des fois des choses un peu en amateur, j'allais dire, et qui faisaient Ouais, des trucs super. Avec quoi. leur bolas, ce truc-là. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'était un ensemble. Le look, maintenant on dirait des scénographies, mais à l'époque non, c'était plutôt la déco, c'était pas Ouais. scénographie. Ouais, c'est ça. Ouais. Les déco, le son. Ah, qui commençait à être- on entend encore Sven Vatt là. Ah ouais, c'est la bonne version du coup. C'est la bonne version. Ouais, Esperanza, ouais, la bonne version. Alors regardez, Celle que là je c'est un mettais peu en tout plus cas. tard que tout à l'heure. Hein. On l'a vu en 84. Ouais. Et maintenant, attention, c'est Sven Vatt. regardez-le, c'est pas 94, pareil. Hein. C'était 94. 80, je vais te dire 95. 95. On l'avait d'ailleurs pris pour un flyer, nous, cette photo. Ah oui, c'est vrai, ça Ah, fait très beaucoup, flyer ouais. d'époque. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, Et ça, Voilà. c'est très époque aussi, les fringues, le t-shirt, la Ah, coupe, là, on y ouais, était, exactement. les Là, on est bijoux, complètement dedans. Ouais. la barbichette, on y est, on va dire, c'est Voilà. hyper marqué d'une époque. Donc on est passé. Alors attendez, je le retrouve. Il était où Il était là. Voilà. Regardez, on est passé de ça là. À... Donc là, c'est à l'époque où il n'avait pas encore découvert la techno. Et après, hop, sacré Zenvat. Alors ce morceau, tu dis celui-là fait partie des, Ouais, bah en fait, c'est pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert redécouvert Svenbat, on va dire, puisque l'Esperanza, alors la version originale est moins prenante, mais je trouve que celle-là, elle entraîne, quoi, elle donne envie de danser direct, et c'est un peu trans quelque part, mais malgré tout, il y a une espèce de groove toujours, et puis sa voix là, Esperanza, voilà. Ça fait partie des morceaux que j'affectionne, quoi, on va dire, et que j'adore. Ouais. Putain, c'est le bon moment pour te demander les artistes qui t'ont influencé. Alors, Là, on est dans la bonne techno, question. du coup. Ouais, donc Techno bonne au question. sens large, house. Alors, je dirais que musicalement, comme je te disais tout à l'heure, Laurent Garnier, à époque du boy, avec tous ces morceaux un peu différents de ce qui se jouait déjà, Ouais. c'est-à-dire malgré que Marco, il arrive toujours avec des morceaux différents. Donc là, j'ai dit tiens, il amène des choses sur. Il avait déjà ce côté un peu aussi disco. Je me rappelle plus sur des morceaux qu'il mettait. Je pense pas qu'il mettait Donna Summer à ce moment-là, et Feel Love, qui mettait beaucoup, qui est un morceau que j'adore complètement, comme beaucoup, parce que ça reste une Bien vraie sûr. base. Georges Donc, Moroder Garnier- derrière et Ouais, voilà. Et je pense que Garnier, l'influence, elle est dans le fait qu'il jouait sur un set, on avait plusieurs sonorités. C'était pas un set, on savait qu'on allait juste faire boum boum et tout. Il nous a navigué, donc je pense que ça fait partie des gens qui m'ont influencé musicalement. Et après, j'ai plus admiré qu'être influencé. Il y en a que j'admire parce que Oui. par cette technique, il y en a que j'admire pour leur son, mais j'ai pas vraiment d'influence. Mon influence, elle est comme elle vient en fait. C'est un moment, j'ai envie de décider, je décide de mettre un morceau qui est pas du tout dans les clous du moment, mais moi qui me convient, je le mets. Et Je donc, n'ai jamais posé de questions, quoi. et les artistes que tu admires, alors, du coup, on va dire ça différemment. Pas les DJ qui t'ont influencé, mais les artistes que tu admires, on va dire plutôt. Alors aujourd'hui ou par le passé en général? Ce qui te vient pas. Oui, peut-être à l'époque, oui. À l'époque, moi, j'aime toujours d'ailleurs John Thomas, évidemment, qui pour moi reste un grand DJ français, un des plus grands même. On lui fait un bisou aussi. Voilà, je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il mérite. Alors peut-être qu'il va pouvoir rebondir et je lui souhaite parce que c'est quand même un grand DJ parce qu'il a ce groove
ce groove en lui. Alors moi j'aime le groove bizarrement, même si la techno est des fois moins groove, mais il y a une techno groove que j'aime. Tout à fait. Et John avait cette facilité à amener du groove dans tous ses sets. C'était hyper chaleureux sur une techno avec des pieds très durs. Donc évidemment John Thomas. Après dans les DJ, bon, Laurent Garnier, je ne vais pas le citer toutes les 5 minutes, mais bon effectivement il fait partie des DJ pour moi emblématiques parce que il ne joue pas que de la techno, il joue de l'électro et dans le sens large, donc et c'est super intéressant à écouter, quoi. C'est, je veux Il dire, peut te celle de sortir un regarder morceau de rap, il peut te sortir un Nirvana en plein. Enfin, bon, ouais, c'est ça, mais en fait c'est bien amené. Je veux dire, moi je suis pas fan de rap en plus, donc il est capable de me faire danser sur un truc que j'aimerais pas, quoi, au départ, parce qu'il va l'amener d'une façon, parce que il a cette capacité que peu de DJ ont. Attention, parce que des DJ ils peuvent faire que de la techno et point barre, une autoroute comme Charlotte DeWitt que j'adore, mais qui joue. Tu joues une espèce d'autoroute et ça, on attrape Charles de Witt, on monte, on va jusqu'au bout, hop, et on saute. Voilà, c'est. Ouais, donc j'appelle ça locomotive. Dire, la techno-locomotive. Voilà. Mais ouais, mais elle est de force. C'est-à-dire, Charlotte de Witt, c'est que on se dit, ouais, bon, ça va être toujours la même chose, mais quand elle t'attrape, tu peux pas descendre du train, quoi. T'es parti. C'est-à-dire, t'es parti, elle ralentit de temps en temps, elle repart. Donc c'est voilà, il y a des DJ comme ça qui sont forts. Carl Cox, ne parlons pas, voilà, qui est au-dessus de beaucoup techniquement, musicalement. Carl Cox, alors on l'a vu dans les arènes de Dib à l'époque, Deborah Alice, il retourne les arènes en 2-2, il fait une oblette et il te la retourne 3 fois. Et pour l'avoir vu au Rex en petit comité, donc sur une soirée gardée, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, qu'il y ait 200 ou 5000 ou 10 000 machin, c'est la même chose. Donc voilà, et ça fait partie des DJ que moi j'admire complètement. Après, il y a Coincide, Corinne, qui est une DJ aussi qui n'a pas eu la carrière qu'elle mérite, parce que musicalement, je vous dis, c'est une encyclopédie musicale. Elle a un vrai feeling avec la musique et elle mixe très très bien. Donc voilà, c'est des DJ qui sont hyper intéressants à écouter en tout cas. Et puis même au niveau conseil, quand elle t'écoute, bon, quand elle te parle, t'as envie d'écouter ce qu'elle te dit parce que c'est pas pour te le dire, elle te dit pas juste pour elle te donne un vrai avis, quoi, éclairé, des vraies raisons. Donc après, j'ai pas d'admiration pour d'autres grands DJ. En fait, c'est un peu des. Et si on sort des DJ, mais des compositeurs, des producteurs, alors tu vois, chez les Américains, les Allemands, mais pas des DJ forcément. Alors, moi, chez si le producteur DJ de Beyer, par exemple, pour le coup, alors j'aime beaucoup ses productions, et ça a bien évolué avec le temps. Je me rappelle de tes trucs à l'époque de Carré Lekebouche ou jusqu'à aujourd'hui, il y a un truc qui est passé. Et voilà, en tant que producteur, j'aime bien en tant que DJ aussi. J'aimerais d'ailleurs pouvoir le ramener à Montpellier, c'est compliqué parce que tous ces gros DJ là travaillent beaucoup avec des gros festivals et ils ont du mal à revenir. Ça, c'est ce qui me gêne un petit peu d'ailleurs, c'est que les gros DJ ont du mal à revenir sur des trucs à taille humaine, c'est un peu dommage. Ouais. On perd ce truc-là, qui est pour moi important. Je veux dire, je peux comprendre que des DJ aient envie de jouer devant 5 ou 10 000 personnes et financièrement, c'est plus intéressant pour eux aussi et pour leurs bookers, etc. Mais je trouve dommage qu'ils perdent quand même l'essentiel de leur métier, qui est quand même d'avoir un contact avec le public, quoi. Attention, parce qu'on risque de parler des agents et moi je serai obligé de dire du mal. Voilà, parce que très souvent, Fred, c'est pas forcément les DJ malheureusement, c'est les agents. On le sait. Et voilà, et souvent il y a des DJ qui, voilà, ils ont leur agent. Et c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que t'as un gars qui est derrière et qui dit oh non. C'est quoi ça Cloakroom à Montpellier ? Non, c'est bon. Voilà. Ça on le vit tout le temps. Ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Après il y a certains agents qui sont plus cool que d'autres. Ouais. Parce qu'à force de travailler avec eux, ils comprennent que ton intérêt n'est pas que financier, parce que prendre une grosse poiture qui va te coûter très cher, finalement, c'est pas ce qui va te rapporter le plus, mais ton intérêt, c'est de faire vivre un moment aux gens. Moi, je prends l'exemple qu'on a fait Laurent Garnier au Tropisme. Oui, ouais. C'est pas le jackpot qu'on imagine. On gagne de l'argent, il n'y a pas de problème. On sait que tu sais que tu vas gagner de l'argent, mais par contre, le moment vécu à ce moment-là, entre, je pense, Garnier et la foule du Tropisme, c'était quelque chose de beau parce que Garnier était proche des gens. Garnier est un des rares d'ailleurs à faire beaucoup des petits clubs, des gros clubs. C'est encore un des rares. Laurent préfère le club. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'il m'a dit, parce que justement, on discutait là-dessus. Il me disait, moi, je suis quelqu'un qui est esprit club. Déjà ce qu'il appelle lui les SMAC, c'est-à-dire lui il appelle ça les SMAC, les salles de spectacle un peu là où t'as une grande scène et autres. Un personnel. Quoi. Voilà, c'est un peu personnel. Ouais. Il y joue, mais ce qu'il aime le plus, c'est le club. Et je pense que des gens comme Laurent Garnier, heureusement, il y en a d'autres aussi, qui aiment ce côté-là. Ce que tu disais, c'est ils aiment encore ce côté proche du public proche du public, voilà. C'est un vrai débat. C'est un vrai sujet là qu'on aborde.
Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas mixé devant 10 000 personnes. Le plus gros que j'ai mixé, c'est devant 2000 ou un truc comme ça, 2-3 000. Mais effectivement, devant 2-3 000, on ne ressent pas ce qu'on ressent devant 1000 personnes. Je veux dire, ou 500 000. C'est pas la même chose du tout parce que 2-3 000, vous avez toujours ceux du début. Vous allez voir lever les mains et crier. C'est certes, mais je veux dire, quand vous êtes dans cette espèce de rapport, je veux dire, le tropisme est un bel endroit pour ça parce que la scène est quand même proche. On est vraiment proche des gens et on ressent. Celui qui est dans un cours, on le ressent, comme celui qui est devant, on ressent tout le monde, quoi. Et donc, je pense que c'est l'esprit DJ. Pour moi, DJ, c'est ça. Avant de faire des grosses scènes, avant tout, un DJ, c'est être proche de son public. Et c'est vrai que pour moi, des mecs comme Garnier ont encore cet esprit-là. Et il y a beaucoup de DJ, comme tu dis, certains agents mettent leur veto parce que c'est pas assez rentable, parce qu'on ne peut pas avoir le gros cachet, parce que ça ne le fait pas de jouer dans un petit club alors que dans la foulée, il va faire un gros festival. Ouais. Et c'est un peu dommage. Bon. Parce que j'aimerais qu'on trouve des artistes qui savent jouer, qui sachent encore jouer. Ouais, surtout que du gros festival et dans les petits clubs. Les plus grands, tu vois, j'ai un petit exemple. J'étais allé à Londres avec Fred Umvelt et Michel, The Hacker. Et en fait, tu avais une soirée organisée par Def Clark. Alors Def Clark, il a le mauvais caractère qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, c'était une soirée électro, mais électro, la vraie, pas le mot électro qui veut rien dire, l'électro, donc que de l'électro. Et en fait, il y avait quoi, quelques centaines de personnes dans la boîte. Et ils ont fait une soirée pure électro avec Umvelt, The Hacker, 524 et Def Clark. Mais je suis sûr qu'il a même pas pris d'argent, quoi. Il l'a fait et tu vois, pour moi c'est un exemple de ça suit ce qu'on dit. C'est quand tu vois qu'un mec comme Def Clark peut le faire, un mec comme Laurent Garnier. Alors pourquoi ceux qui sont quelque part, en plus des fois il y en a qui sont à la mode et qui sont très chers, mais après on les oublie assez rapidement. C'est un phénomène de mode aussi. Je vais revenir sur les agents parce que t'en as qui n'ont pas beaucoup de personnalité, ils savent pas se gérer parce qu'il y a aussi ça. Genre ceux qui sont un peu immatures, ils ont leur agent derrière et ça peut se comprendre aussi. Ok, il fait tout, tu vois. Bon, il prend tes dates. Et t'as ceux qui ont un peu la tête sur les épaules, qui ont un peu plus de maturité, qui savent plus ou moins se gérer seuls. Genre Laurent Garnier et autres, qui a son agent, mais c'est un pote à lui, en fait, et il peut très bien faire une petite soirée à côté, en douce, sans problème, voilà. Mais c'est vrai que si le DJ, une grosse star, il sait pas gérer parce que souvent, on va le dire, des fois il y a un peu de drogue derrière, tout ça, ils sont un peu perdus. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui les manage, sinon ils font plus rien. Et le jour où cette personne s'en va, c'est très souvent, il y en a, on n'entend plus parler. Parce qu'il s'est fâché et c'est un peu dommage. Je vais juste donner juste un petit truc. Il est possible que samedi prochain, Laurent Garnier fasse une petite surprise à ses fans. Je dis ça, je dis rien, je vous dirai ça. On restait. Voilà, dans la semaine. J'ai rien dit, mais il y a des chances que Laurent fasse plaisir à ses fans samedi soir. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Vous aurez peut-être des nouvelles dans la semaine. Voilà. Bon, pour revenir donc sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est un vrai débat parce que. T'as beaucoup de stars, je pense aussi, qui aimeraient jouer revenir sur des trucs, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que c'est très compliqué à organiser et les agents. Et en plus, on va parler du Covid parce que ça aussi, je pense que t'as galéré avec ça. Laurent, par exemple, justement, pour parler de Laurent Garnier, il m'a dit 2 ans de date. C'est-à-dire que tout s'annule. Il faut rebooker les dates. Et imaginez le casse-tête pour les DJ, les agents en ce moment, c'est tout s'annule, donc ils en ont plein le cul, faut le dire. Et toi, alors Fred, justement, toi, comment parce que là on a un peu avancé dans le débat, mais bon, allons-y puisqu'on en parle. Comment toi, en tant qu'organisateur, comment tu le vis tout ça? Alors, évidemment, c'est hyper compliqué. On est passé à faire plein de choses, à tout s'est arrêté du jour au lendemain. On a cru un moment que ça allait revenir et bon, on s'aperçoit que ça repart. Et puis, alors, je suis pas un gros orga, j'ai pas des millions en jeu, donc c'est beaucoup moins compliqué, je pense, que pour des gros festivals ou des choses comme ça, où je pense à I Love Techno, même s'ils ont les reins solides, on n'a pas de problème là-dessus. Ça va être encore plus compliqué pour eux parce que faut tout relancer. Quelques mois, ça décale leurs 20 ans, leur date d'anniversaire, je sais pas quoi leur dire. Donc c'est plus compliqué. Après, moi, c'était compliqué dans le genre où, effectivement, au moment où on relançait les Clocrooms, là, depuis la rentrée, on faisait Paula Temple, on avait Sama Orex, on enchaîne avec normalement Manuel Bala à Tours. Tout pour l'instant repart en suspens. Le problème, c'est que Paula Temple, on a réussi à la recaser sur le 18 février, on a eu de la chance. Sama, qui est un peu DJ, qui est en train d'exploser de partout,
On a réussi à la rebloquer un peu sur le Rex. Bon, on voulait la faire à Montpellier, on sait pas si on pourra le... Il y a plein de choses comme ça parce que, il fait comme tu dis, il faut recaler les dates de l'année dernière qu'il faut recaler. Un an et demi, voire 2 ans de date en retard. C'est Et pour Laurent Garnier, on a eu ce même problème. C'est-à-dire, on l'a fait au tropisme en 2019. Ouais. On espérait le refaire en 2020, mais comme ils ont beaucoup de retard, on pourra peut-être le faire en 2021, mais on n'est pas sûr parce qu'on sortait en 2022. Ouais. On a le même problème. Voilà. C'est compliqué. C'est une situation qui est très Mais compliquée. quand on même, voit pas le bout en plus. on en parlera après d'électropisme et des cloakrooms, mais c'est vrai que tu as quand même fait, quand même du beau travail sur au niveau de c'est des gens que tu as réussi à faire venir, on quoi. a le flyer, Surtout le format journée et tout. Bon, ça c'est vrai que c'est vrai que c'est un concept intéressant. On était venu, c'est là qu'on t'avait vu la première fois. Je sais pas, on était venu juste te voir, te saluer, te dire qu'on voulait près de la caisse. t'inviter. Près de la Ouais. caisse. Non, c'était pas celle de Laurent Garnier. Non, c'était celle de. Non, c'était une autre. De The Hacker. The Hacker. Scanix et. La première. Ouais, la première. Alors. voilà, c'est Ouais. ça. La première. C'était en mai 2019, c'est la première qu'on a fait. Avec Mysteries, avec Michel. Le lieu déjà est superbe. Ouais. Le lieu est superbe. Après, le mode brunch comme ça, pour les gens de ma génération, C'est tout à je fait. pense que c'est super C'est intéressant le top. parce que Ah, mais on peut quand même sortir et avoir une vie de famille ou une vie C'est ça. être occupé, travailler, donc c'est vachement bien. Tu peux danser, Ça tu peux permet aussi manger, boire voilà. un coup Ça isolé, permet aussi à parler. des jeunes, ça permet aussi à des jeunes de pouvoir de se mélanger à cette génération-là, qui est pas la génération passée. Après, nous, ce qu'on voulait faire à ce moment-là, on voulait vraiment que ce lieu marche. Bon, maintenant, il marche plus que il n'y a pas besoin de nous pour marcher. Mais quand on a fait des dimanches électropisme, on voulait vraiment, c'était pas un truc pour gagner de l'argent, hein. C'est vraiment, on voulait imposer Cloakroom à Montpellier en se disant, on va faire un truc différent. On voulait pas faire une teuf, on savait pas trop où on voulait aller. Et quand mon ex s'associait avec qui j'ai sur les Cloakrooms a trouvé ce lieu, on y est allé, on a dit c'est là où il faut se lancer. On a fait des gros plateaux, on a fait donc The Hacker, on a réussi à faire un alien, on a fait Guy Borato, Ouais, on a fait Zima Capitalic, là où c'était pareil, c'était bon. Hein. Ouais, je vais remettre le flyer, attends, Manu, flyer, The Driver, le flyer avec Guy Driver, Borato, on a regardez fait, ça quand même, c'était sympa comme soirée. Hein. Alors c'était c'était les dimanches. Oui, c'est une journée en fait. C'était la journée. C'était une Voilà, journée, donc Guy Borato, tu vois, donc c'est quand David même... Asco aussi, oui, bien sûr. Le Coincide dans le coin droite, là, que vous voyez. Ouais, Ska. Qui effectivement. Stéphane Gentil. Voilà. C'était les dimanches électropisme, c'était un concept. Donc en plus les gens faisaient leur soirée. Alors les Montpelliérains sont des gros fêtards, il faut le dire. Donc ils faisaient leur soirée et souvent ils voulaient pas finir le week-end, un peu comme à l'époque quand on voulait pas finir on a un after et là du coup ils finissaient. Ils se retrouvaient là-bas et le lieu est sympa en plus. Voilà. Ouais, le lieu est Voilà. super. Et puis après, il y a d'autres organisations qui sont venues sur place et le lieu, en fait, c'est vraiment ouvert à plat et c'est vachement bien pour ça. Et il y a quand même, il y a un extrait, on était là, on a filmé parce que je croise Michel, The Hacker, il me dit, tu sais que, parce qu'en fait c'est un grand fan du Dormeur doit se réveiller, il me dit, je l'ai là, j'ai fait, tu vas le jouer alors. Ouais, et il l'a joué ce soir-là, le Dormeur doit se réveiller, alors une version... c'était un bootleg, mais et ça l'avait fait. Et il y a la vidéo, je crois qu'on l'a sur, on l'a sur le mur. J'aurais dû la mettre de côté. Mais on la mettra sur le YouTube. C'était chouette. Mais je pense que pour les DJ qui sont venus, en tout cas, je l'espère, dans l'ensemble, je pense qu'ils adoraient l'endroit aussi, parce que pour le coup, il y avait cette proximité avec le public, tout en étant quand même au-dessus du public et donc pas embêté, parce qu'il y a aussi ça, hein, quand on est DJ, des fois on est un peu embêté, c'est un peu chiant. Là, on est quand même en dehors, mais on est quand même proche. Donc, l'endroit est idéal pour créer une ambiance qu'il y a à chaque fois sur cette tropisme. Hein. Je veux dire, même la dernière qu'on a fait là-bas, c'était Camille Minogue, un groupe techno-oriental, etc. Et on était dehors et malgré tout, on a réussi, il y a une petite ambiance qui se crée. Les gens vont là-bas avec une espèce maintenant de ça va être bien cette tropisme. On y va, ça va être bien. Je veux dire, il y a ce truc qui s'est créé. Alors, c'est nous et en partie les autres orgas. Je pense à Lucas Ruiz, des choses comme ça qui font des trucs là-bas. Voilà, ce lieu est un rendez-vous maintenant. Ouais. Voilà. Il n'appartient pas à Cloakroom d'ailleurs, il appartient au tropisme d'ailleurs. C'était les dimanches les tropismes by Cloakroom à Vite. C'est ce qu'on avait lancé. Puis après, tout le monde a fait ses dimanches et l'endroit est super et j'espère qu'il va rester longtemps une référence à Montpellier parce que je voulais faire un truc en mars. Bon, avec cette histoire de Covid, tout est foutu tombé à l'eau. On devait avoir un gros DJ.
un peu à la Laurent Garnier. Il se trouve que le Covid est passé par là, donc ça va se décaler à, je ne sais pas, peut-être fin d'année prochaine. Mais je pense que c'est un endroit où on peut amener des gros DJ, ce que je disais tout à l'heure, qui vont retrouver le plaisir de se retrouver, d'avoir un public, une scène, quelque chose qui correspond à ce qu'ils ont aimé à un moment de leur vie ou qu'ils aiment toujours, j'imagine. Il y a une ambiance un peu, c'est vrai, comme on en parlait un peu entre guillemets à l'ancienne, hein, c'est pas péjoratif dans ma bouche, au contraire. C'est ça, carrément, c'est carrément ça. Et où finalement tu peux discuter, boire un coup, te faire une pause d'une heure, avoir des gens et échanger. Tu peux boire un coup, tu peux être dans le bazar, te bélier à la foule, écouter, danser. Si le seul petit bémol, c'est peut-être le son qui mériterait d'être plus... Alors, il mériterait, mais il ne pourra pas. D'accord. Parce que le problème qu'il y a là-bas, c'est que, en fait, s'il fallait sonoriser cette halle, ça coûterait une blinde parce que les plafonds sont très hauts, tout est très haut. Ouais. Et le problème du son, c'est qu'ils sont au milieu quand même d'habitation. Donc, ils sont limités par le son. Alors après, je suis pas dans les petits papiers de Vincent Assé. Je pense que par la suite, il a d'autres projets et j'espère qu'il y arrivera, mais effectivement, on ne pourra jamais aller plus loin que ce qu'il y a eu, par exemple, que pour le regarder, on était au max au niveau du son. Voilà. On ne peut pas faire plus. C'est un peu dommage, mais bon. Oui, bien sûr. Après, pour le coup, pour venir de l'époque des teufs, je me rappelle avoir fait des teufs où on n'avait finalement pas beaucoup de son parce que ce jour-là, il n'y avait pas. Et malgré tout, les gens avaient envie de s'amuser, donc ils s'amusaient. Je veux dire, moi, quand les gens veulent s'amuser, alors, si le son est pourri, c'est autre chose, la qualité du son. Si le son est pas assez fort, on se rapproche d'une enceinte ou finalement, c'est malgré tout embringué et puis ça marche. Oui, non, bien sûr. Non, je parlais pas forcément du volume, mais tu as raison. L'essentiel, c'est que ça ait lieu, ce qui est déjà, j'ai presque dire un miracle. Donc, c'est déjà, voilà. Non, c'était une petite remarque, c'est vrai, mais sinon, voilà, c'est super. Alors, on va revenir là où on en était. J'ai une petite question. Les positives évolutions, ça a été quelque chose de fou, mais ça s'est arrêté en 98, si je dis pas de bêtises. Alors, pour pas dire de bêtises, ça s'est arrêté en réalité, ça a dû s'arrêter en 2000. La dernière positive, je te dirais qu'elle est en 2003. Je crois, 2003 ou 2004. En fait, il se trouve que donc j'ai lancé ces positives, donc j'ai créé ces positives à la sortie du Phébus. J'avais fait 2 soirées tout seul. J'avais appelé ça comme gourou organisation. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là j'avais choisi ça. J'avais fait venir Stefanovic dans une petite badade. Et ça avait pas mal marché, mais seul, j'arrive pas. Je suis quelqu'un qui ne sait pas travailler seul. Hein. C'est mon gros problème. Donc j'avais ce pote, Lionel, qui avait une grande gueule, qui savait beaucoup se vendre, qui avait tout ce truc-là que j'ai pas. On s'est mis ensemble, on a créé les positives. Alors positives parce que lui, il travaillait pour Act Up à l'époque. Il y avait le côté positif de séropositif et aussi positif de la vie. Et évolution, ouais, exactement. Donc on a dit l'évolution positive des choses, on l'a inversé, on a fait positive évolution. On trouvait ça plutôt sympa. Et lui, ça lui rappelait un peu son combat. Et puis moi, j'ai l'évolution des choses parce que je vois toujours les choses. Je suis quelqu'un de plutôt positif dans la vie, donc on trouvait que c'était pas mal, ça sonnait bien. Oui, on s'est lancé là-dedans et sans vraiment y réfléchir. En fait, pendant on va dire 94 à 97, on les a enchaînés. S'il n'y en avait pas une toutes les 2 semaines, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, je crois qu'on a fait une positive toutes les 2 semaines pendant notre stop, mais des petites, des grosses. Donc, je te disais, il y avait les clubs les rien à péter où c'était beaucoup plus limité. On a fait Gramont. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. On avait fait Gramont avant les Pingouins. On avait fait Gramont. On avait réussi à avoir Gramont donc avec Act Up et on avait fait une soirée qui s'appelait Cry of Freedom où on avait Didier Sinclair, Kenny Larkin, 100% Isis. C'est un flyer avec une planète qui s'ouvre en fait. C'est une planète qui s'ouvre comme ça en 2. Et on avait fait Gramont là, on avait atteint de plus gros scores parce qu'on avait fait 2000 personnes. C'était un énorme score. Ah ouais. Voilà. Ouais. On a fait Gramont. On a fait une soirée Carcox. Carcox c'est finalement pas venu. C'était un Alpha Loisir ça. Et c'était finalement Jack qui s'était marié avec Lady Barbarella. Voilà. On a fait plein de trucs différents en fait. C'est vrai le fameux mariage. Ouais, le fameux mariage où Karl Cox, en fait, on reçoit le fax, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. On reçoit le fax comme quoi, finalement, il a raté son avion, il a eu l'accident avant de prendre son avion. Donc, il ne vient pas. Donc, dernière minute, avec qui on va marier Lady Barbarella. On appelle Jack, qui à ce moment-là nous a sauvé la bise. Il est venu sur cette soirée Alpha Loisir où c'était blindé, c'était super, d'ailleurs. Avec ou sans Karl Cox, c'était super quand même. Excellent. Donc positif, c'est plein de choses. Hein. On a fait vraiment du gros, du petit, des trucs où on était 200, des trucs où on était 1000. Voilà. Mais on n'a jamais cherché à faire du succès. En fait, on voulait
se faire plaisir et faire plaisir aux gens de l'époque. On De la était un peu en qualité. concurrence, donc, alors, je sais pas si c'était de la qualité, en tout cas, c'est ce que nous on aimait. Voilà. Ben là, tu vois, on a C'est le rendu que ça donne en tout on cas. a Bobby là qui nous dit très bonne teuf, les positives, jamais déçus. Nicolas, Ouais, c'est ça, les gens- Ça avait réputation d'être des teufs de qualité. Et voilà. Et c'est ça que nous aussi on et cherche puis- à faire. et puis les gens étaient contents de se retrouver, un peu comme au tropisme, les gens étaient contents de se retrouver. C'était la bande qui venait au positif, c'était toujours les mêmes qu'on retrouvait, le noyau dur, et puis après, tu avais les autres qui arrivaient derrière. Et puis après, il y avait toujours cette petite guéguerre parce que les pingouins étaient installés depuis longtemps et on faisait un peu d'ombre aux pingouins ou des choses comme ça. Mais c'était une guéguerre un peu de gamin. Hein, parce Mais après, que ça pour moi, à l'époque, c'est motivant aussi, c'est entre guillemets c'est guéguerre, motivant c'est-à-dire que aussi, ça te et- pousse à faire toujours mieux. Donc, au final, c'est que de la qualité. C'est-à-dire que je peux comprendre à l'époque les pingouins étaient les seuls et puis après au fur et à mesure tout le monde s'installait puis moi je suis un peu con, faut le dire, je suis un peu de tête de con et je fais pas de courbettes et puis je fais des choses des fois sans réfléchir, sans vouloir faire du mal et du coup il y a des moments où c'est sûrement mal parlé et puis après par la suite ça s'est arrangé et puis maintenant je suis nostalgique des pingouins aussi comme beaucoup de l'époque quoi. Ouais. Qu'on essaiera de Ouais. recevoir parce Ouais. que alors en fait ce qui est On va faire compliqué une c'est que spéciale c'était pingouin. d'avoir les deux en même temps, C'était c'était c'est prévu en fait parce qu'en fait bon j'ai eu Willy et il m'a dit c'est que les deux en même temps ça va être compliqué mais moi j'aimerais bien faire les deux en même temps parce que ce serait super. faire une émission avec d'un côté Steph et Prévis ça serait redondant Je pense et, que ça peut être vraiment ouais. chouette. mais on va y travailler parce Ah ouais, que bah. il y a tellement de choses à dire. Oui. Et à mon avis, eux, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et puis moi, faut rendre à César. Je pense quand même qu'ils sont quand même à l'origine de beaucoup de choses au niveau des teufs. Je veux dire, quand on parle des grosses rêves à Paris, etc., les teufs, les machins, on a juste oublié que les pingouins étaient là. Hein. Ben oui. Petite question Fred, j'ai appris donc le New York Club à Pézenas. Mm-hmm. Où il y a les premières moralistes. Voilà et Et où t'étais- on a fait les premières positives aussi. alors c'était au Takehouse Non. ou C'était au New York Club. Non, pas au New York Takehouse, Club. pardon, au Clubhouse. Au club. Ouais. Non, en fait, pas le petit club, au grand club. Au New York. D'accord, ok. New York. En fait, la première positive, c'était, alors si je me trompe pas, c'était Lux Slater, notre invité à ce moment-là. Ouais, Lux Slater. On avait fait Lux Slater. Et la deuxième, on avait fait On doit avoir le fly, hein, que quelque des, que, Oui, mais bon. ouais. Alors moi je l'ai, c'est un fly bleu avec une tête et machin, Ouais, Lux ouais, on Slater et je sais plus qui y avait. Et après la deuxième positive là-bas, j'étais pas sur l'event puisqu'on avait donné honneur aux femmes et c'était à l'époque 100% Isis, Princesse Julia, Miss Modica, je sais pas si vous les connaissez à l'époque. Oui, vous bien vous rappelez. sûr. Voilà, donc c'était les premières positives officielles au New York à Pézenas. Ok. Voilà. En fait, parce que c'est Sébastien que j'ai eu au téléphone et qui m'a dit mais si tu reçois Fred, c'était un grand client du New York. Alors déjà j'étais client. Et surtout, parce qu'il y avait, voilà, et après, on s'entendait bien avec Steph qui était le patron, il y avait Sébastien, il y avait aussi à ce moment-là, comment ça s'appelle, Tom Brooks, Christophe. qui était derrière là, et qui venait avec ses disques pour essayer de mixer tout le temps. Et qu'après, Démarrer au Takehouse. Ouais, on le recevra bien sûr, il a Christophe commencé ici, avec on en parlera de tout Et ça. donc c'était quand même une espèce de bande. Franchement, on rigolait bien. C'était un endroit. Moi, j'y allais tous les. Je crois que c'était les jeudis. C'était des bandes où tout le monde. On se faisait la route de Montpellier. On allait tous les jeudis. Et puis après, les pingouins ont fait leur premier Boralis là-bas. Ouais. Et je crois que c'est plus ou moins dans la même année où nous on a fait les positives, plus ou moins sur le même mois. Alors, sache que si t'es nostalgique de la première Boralis, Sébastien a mis sur son mur et sur son Miss Cloud l'enregistrement Ouais, audio. il avait filmé. Et Ça, c'est une grosse exclue. des vidéos aussi. Il a Parce que je quelques suis un peu vidéos, mais toujours, pas- ce qui se passe. Pas en entier, mais il a quand même des vidéos. Mais il y a le mix, on entend la sirène, la fameuse sirène que les pompiers s'étaient vraiment déplacés en fait. Parce que je sais pas si tu connais, alors j'arrête pas de raconter l'anecdote parce que moi j'y étais pas cette soirée malheureusement, mais en fait si tu veux, c'était dehors, tu sais, la première Boralis. Ouais. Et à un moment donné, t'as Darren Emerson, je crois, gonflable et tout. et qui balance une sirène de pompiers. On l'a entendu dans l'enregistrement hier. Et ben t'as des pompiers qui habitaient pas loin du New York en fait. Ils sont allés à la caserne. S'ils pensaient qu'il y avait D'accord. les pompiers. J'étais même pas au courant. Ouais, voilà, c'est la petite anecdote de cette fameuse soirée qui a marqué beaucoup de monde. Ouais. Il y a eu les persuadeurs ouais. aussi, les persuadeurs. Il y a eu comme soirée Pingouin là-bas. Ils ont fait les persuadeurs, les autres. Ouais, faudrait Tout ça pour dire que si on les invite, l'émission va durer 10 heures, hein, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses à raconter. Et puis surtout,
Moi, c'est quelque chose qui, bizarrement, qui me gêne, c'est on les a un peu oubliés, ces pingouins. Bon, dans la région, non, mais moi, je le vois à Paris, quand des fois, des Paris, puisque Paris est le centre du monde pour beaucoup, ce qui n'est pas le cas. Et je leur dis, mais dans le sud, il se passait des choses, avant, en 93, 14, etc. Il y avait des teufs et les pingouins, pour moi, c'est le premier festival, vraiment. Premier festival, pour moi, ça reste Borealis, quoi. C'est le premier festival français où on a eu un événement aussi gros, quoi. Et qui est devenu officiel en plus, parce qu'au début c'était un peu sur l'état de teuf, mais après c'est devenu un truc, les vrais trucs un peu comme des concerts, mais de techno. Et c'est vrai que dans le sud, c'est peut-être les premiers. On avait été dans une interview à Radio Aviva avec comment il s'appelle? Scalo? Non. Qui est à Aviva, tu sais, qui est barbu, qui est très, très sympa. Ah oui, comment il s'appelle? Bartok? Oui, Kylian. Ouais, Kylian. Kylian. On avait fait gagner, on voulait faire gagner aux auditeurs un disque de notre dernière prod et c'était notre petite interview. Et purée, moi je voulais poser une question. Je posais une question pensant que c'était tout bête. C'était quel était le magasin de disques à Montpellier? C'était pas le premier, loin de là, mais le magasin de disques et c'était un animal, tu vois. Genre je disais ça, genre allez, tout le monde va trouver. Purée, les gars ils trouvaient pas. Les gens, ah non, c'est trop compliqué, faut trouver un truc plus frais. Eh ouais, je me rappelle de ça. C'était la question qu'on avait posée, j'avais oublié ça. C'est vrai, et c'est vrai que bon, pour la culture des gens. Alors c'est pour ça que cette émission existe aussi. Hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour rappeler un peu. Rappeler des choses, ouais. J'ai des petits témoignages de Manu qui dit: les gens venaient pour la musique avant tout et pas pour voir une star. Là, on parle des positives. Des positives. De très bonnes teufs, ça oui. Ah, il faut faire une remember positive, nous dit Agnès. Ouais. Ça. Alors Agnès, c'est ma sœur. Hein. Elle essaie de chaque fois de me gratter quelque chose. Voilà. C'est la technicienne, c'est la chef technicienne qui. Alors, exactement. la bonne nouvelle, c'est qu'il est 23h. A priori, ça n'a pas coupé chez toi. Non, c'est bon. Elle a dû faire son boulot. Voilà, donc. Voilà. Ouais. C'est cool. Non, mais en fait, c'est vrai que je reviens sur ces positives. Les gens venaient vraiment pour l'ambiance positive, pas pour les stars. On a eu des stars. Oui. On en a créé. On en a aussi. On est on a l'origine de quelques-uns ou quelques-unes en tout cas. John, je me rappelle dans le sud. En fait, moi, John, c'est simple. C'est Coincide, encore Corinne, qui à l'époque elle mixait au Queen à Paris. Hein, elle a quand même eu une petite carrière intéressante. Elle a quand même mixé au Queen. Elle a travaillé au Bataclan pour les Guetta. Elle a fait pas mal de choses. Et donc je la voyais toujours. À chaque fois que je montais à Paris, on discutait. Elle me disait: oh là là, il y a un mec à Paris là. Tout le monde en parle. John Thomas. Tu vas voir, c'est super bien. Ça correspond à ce que tu aimes. Machin, faut que tu écoutes. Elle me file une cassette. Tu vois, bah oui, c'est vachement bien et tout. Elle me dit: tout le monde en parle comme le futur le regardier. Bon, l'idée fait son chemin parce que t'as Fred de 7, t'as tout le monde qui dit qu'une remember positive, bon ben voilà, a priori il faut la faire. Il y a Sébastien qui précisait que c'était sur le live de Rouen Trip, c'est vrai, les sirènes de Pompée. Voilà. Et donc du coup, je fais venir John une première fois et effectivement, comme on avait l'avantage de gens qui venaient au positif et pas spécialement que pour le plateau. Et dans nos positifs, de toute façon, il y avait toujours des gens qui revenaient. Il y avait Chris, d'ailleurs, on pense à lui, qui était là régulièrement avec. On a fait venir Jack, on avait donc à l'époque Chaotic Ramsex, donc qui était l'exorciste, qui venait régulièrement. On invite John première fois et ça se passe tellement bien que moi j'ai dit: non, il faut que tu reviennes dans 15 jours, les gens ont adoré. Et après on l'a pris quasiment à toutes les positifs pendant 2 ans parce que les gens adoraient, parce qu'il avait ses escape rooms. Et John s'est créé, on va dire, je pense dans la région, son nom, et un peu partout en France après, mais je veux dire, il s'est créé son nom sur ses positifs, comme on avait aussi Miss Kitty, je me rappelle, qui était tout au début, qui tournait pas beaucoup, et on m'en avait parlé. Avant qu'elle soit chez Technics, alors? Oui. Non, elle était déjà chez Technics. Elle était déjà. Je crois que c'est Ralph qui m'en avait parlé, qui m'avait parlé d'elle. Et on l'avait vu dire pareil quelques fois sur les positives. Je pense que si on prend des flyers, il y a des photos qui traînent. Il y a des Clément Pérez qui a mis des photos de cette soirée. Voilà. Je pense que Biscuit a dû le dire 5 fois dans l'année et John au moins 10 fois, quoi. Je veux dire, c'était des récurrents, quoi, comme Chris, Kevin, avec qui Lionel s'entendait super. Kevin un peu moins. Ouais. On l'a eu, mais moins. Lady Barbarella, on a eu beaucoup Lady Barbarella à l'époque. Après il y avait tous les gens du coin, Bissérie, tout ça, on les faisait jouer beaucoup, quoi. Voilà. Alors petit aparté pour Chris, faut qu'on le rappelle quand même, hein, on va rappeler. On a sorti pour faire un hommage à Chris, on a sorti une compile
qui s'appelle le Tribute to Chris, que vous trouverez sur Bandcamp. Il y a du beau monde, hein. Il y a 14 Hunger. On va citer quand même Escalofrio qui avait fait un track aussi, Yudi McBride qui nous avait donné un track aussi, Loloman, tout un tas de potes. Voilà, sachez que quand vous achetez sur ce site-là, tout va à sa fille. Hein. Le nom touche 0 € là-dessus. Hein. C'est tout l'argent va à la fille de Chris. Voilà. Et c'était une petite compil. C'était Loloman qui a eu l'idée avec Escalofrio. Et c'est vrai que et c'était faut le rappeler parce que c'est encore disponible sur Bandcamp. Voilà, tout ça pour dire ça. Voilà, parce qu'il nous manque. Voilà, et on pense encore à lui. Régulièrement, et pour le coup, tu vois, on parlait de DJ, moi j'étais en admiration devant Chris à l'époque, tu vois. Oui, il n'était pas le seul. Parce que c'est un DJ qui savait tout jouer, il avait une technique incroyable, il savait tout jouer, quoi. Je veux dire, il pouvait jouer de la funk comme de la techno. D'ailleurs, au mariage de Carl Cox, c'était lui le prêtre, il était déguisé en prêtre, il avait une toche comme ça, il était déguisé en pape. Il y a des photos qui traînent de ça, il faudrait qu'on les retrouve, parce que je les ai vues traîner ces photos. Moi, je dois en avoir, je crois, chez moi. Ça. Mais en fait, voilà, il a toujours joué le jeu avec nous, il a toujours été quelqu'un il s'est jamais mêlé des histoires, machin, il a toujours été très, très avenant et tout ça, il nous a beaucoup supporté, il nous a beaucoup aidé. Donc, voilà, c'est des gens, en tant que DJ, en tant que personne que j'aimais beaucoup aussi. Et pourtant, on n'était pas les meilleurs amis du monde, hein, je veux dire, c'est pas quelqu'un que je voyais en dehors de ça. Mais voilà, j'admirais le DJ en tout cas, ça sans problème, quoi. Ouais, donc c'est vrai que c'était le moindre des choses de faire ce petit projet. Ah ouais, carrément. Je pense que c'est bien. Ouais, voilà, c'était important et voilà. Et puis d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'interviews. D'ailleurs, on avait prévu avant qu'il décède, on avait prévu de faire une soirée justement sur Béziers avec lui. On voulait faire venir au Corrigan quand on faisait nos soirées au Corrigan à Béziers, ce fameux pub qui était magique, mais malheureusement, hein, c'est comme Girob aussi. Hein, Girob petite pensée pour Girob aussi, pareil. Malheureusement, il y en aura, ça va arriver, il y en a d'autres qui vont y passer. Voilà. Oui. Mais on est là pour rendre plus avance. Mais c'est un peu, si tu veux aussi, il y a le but de ces interviews qui est une idée très vieille en fait, et qu'on a mis en place que s'il y avait le Covid, mais sinon. C'est le seul truc positif du Covid, c'est la création de cette émission. J'ai toujours trouvé que la musique électronique il y avait toujours beaucoup d'amnésie, et il y a très peu. En fait, il n'y a pas vraiment d'un prof d'histoire qui t'explique les choses, ça n'existe pas. Et à mesure que les acteurs, je sais pas, vont à droite, à gauche, en fait, viennent s'installer des idées qui sont fausses, ou même on oublie. Et on s'était dit, tu vois, chaque émission, c'est pas, on passe un moment, on se régale, c'est une chose. C'est un peu une page d'histoire de. Voilà, on fait de la promo, c'est sûr, mais il y a quand même quelque part un truc qui va rester, tu vois. Et donc, moi, je dis que c'est pas. Alors, nous, on est juste les metteurs en scène, mais si tu veux, c'est vraiment on est heureux de chaque fois, on se dit, voilà, au moins ça va rester, tu vois. Tu vois, Stefanovic, par exemple, on était énormément contents de l'avoir. Et quand on mettra, c'est parce que là, pour l'instant, ils sont sur Facebook, mais c'est promis, hein, on y travaille avec Jean, c'est vrai que ça demande du boulot, mais on va les mettre sur YouTube avec un chapitrage et tout. Ça va arriver et elles seront l'histoire, voilà, il y aura ces interviews qui resteront pour on sait jamais, peut-être que quelqu'un dans 30 ans, un jeune journaliste dira, mais tiens, c'est Fred B-Side, qui c'était ce Fred B-Side? Voilà, il cherchera sur internet, oh, mais il y a une interview de 6 heures de lui. On a même des chercheurs qui utilisent, on a été, et on va les remercier d'ailleurs, c'est vrai qu'on va mettre les noms. On a déjà ces interviews pendant le Covid ont été utilisées pour 2 thèses, c'est énorme. Donc on a été cité dans 2 thèses de gens. Moi, c'est nos travaux entre guillemets ont servi à. Moi, je pensais que ça serait dans 30 ans, dans 20 ans, mais non, c'est dès maintenant que les gens, et tant mieux. Donc ça a une portée historique quand même, outre l'aspect fun du moment, la promo aussi, mais c'est vrai que voilà, c'était. On fera un peu de promo après du label. La seule émission qui mériterait d'être nationale. Il est gentil, Hervé là. Ouais, c'est vrai. Écoute, national ou pas, en tout cas, l'avantage d'Internet, c'est que c'est magique. Hein. Regardez, Fred normalement aurait dû être là avec nous ce soir dans le studio. Ça devait être le premier à inaugurer ce studio. Ça s'est pas fait, c'est que partie remise, mais on peut continuer l'interview à distance. Et voilà. Et grâce au Covid, on a créé cette émission. Qui dure, ça repart en couille, hein, excusez-moi l'expression, mais on est là et ça tombe bien parce qu'on a prévu de refaire des émissions courant janvier, hein, donc on va recevoir du beau monde. On peut le dire si tu veux, frère. Oui, bien sûr, vas-y. Non, je veux dire, on peut peut-être
peut-être si vous voulez faire une petite pause et mettre un petit morceau de de l'époque qu'on est dans cette époque-là ah oui, il y a un morceau, il y a un peu de copain. musique. Il y a un copain qu'on a dans la liste de Fred. Alors, je pense que c'est ce morceau-là. Je pense que c'est celui-là, Fred, parce que c'est vrai que tu m'avais parlé de Kid Acid. Ouais, bien c'est ça, c'est notre tarif. C'est forcément. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Voilà. Ouais, celui-là, je l'ai usé. Je vais mettre la pochette. On devrait pas être Alors ça, c'est mon striké, rip de là, sur vinyle. Hein. Sache que je l'ai ripé. Hein. Donc c'est mon rip à moi de mon disque. Hein. Et la photo. Non, ça, celle-là, je l'ai pris sur Discog. Par contre, je me suis dit, alors, et ça, c'est un copain. Peut-être qu'on aura des choses à vous dire d'ailleurs sur notre copain bientôt, hein, Jean? Ouais. Mais on en parlera à temps voulu. Faut quand même dire que ce disque, moi, je l'ai joué très rapidement. Je crois qu'il a dû sortir en 94, quelque chose comme ça, 94-95. J'étais un des premiers à le mec dans le coin. Avec, il y avait Rix aussi qui l'avait. Et en fait, c'était un peu ma signature parce que je le mettais à tous mes sets. Et alors, si je le mettais pas, je me faisais engueuler. Et j'ai quand même eu droit à plusieurs fois, pas qu'une fois, à des gens qui me demandaient mais ton disque, mon disque. Bah oui, le morceau que t'as fait. Mais non, c'est pas mon. C'est pas... Pendant longtemps, on m'a associé à ce morceau, alors que c'était pas du tout mon morceau. Et en fait, ce disque, je l'ai quand même joué. Je pense que jusqu'à il y a 5 ans, je le joue encore régulièrement. Là, maintenant, je trouve qu'il a un petit peu vieilli. Il est moins. De temps en temps, je pense qu'il faut le sortir. Ouais, regarde, on l'écoute là, il est bien, ça passe bien, François. Ouais, il repart bien. Ah, bon. Qui n'aimait pas l'acide à l'époque. Ouais. Non, puis cette montée, elle est dingue, quoi. Elle est dingue. Ouais. C'est vrai que alors ça, c'est un progressif. Ça, ça veut dire que comme morceau. Ah, j'ai joué une paire de fois. Ça a fait ta renommée même, ce morceau. Ah, c'est fou ça. C'était ta signature, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Mais il est derrière, hein, il est là. Hein. Et c'est mon rip de vinyle, hein, parce que je me suis dit, à l'avoir en bonne qualité, autant le ripper en wave. Celui-là, je l'ai retrouvé, non, par contre. J'ai retrouvé 2 fois. Dès que j'ai retrouvé, j'ai racheté 2. Voilà, visiblement, t'avais pas le choix. Il fallait que tu le retrouves. Ouais, c'est ça. Bon, il y a Agnès qui est pas d'accord. Elle dit que ça n'a pas vieilli. Ouais, elle est pas sœur qui veut que je joue à tout. Elle veut que je le joue à tous les coups. Et à chaque fois, elle me dit, mais tu vas le mettre. Bah non. J'espère juste qu'on sera pas coupé par Facebook, ça m'étonnerait. Hein. Normalement. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que je l'ai joué au Rex, ce truc. Quand j'ai commencé à faire à mixer au Rex régulièrement, et c'était dingue, quoi. C'était dingue parce que j'ai l'impression que les gens découvraient un morceau. Voilà. Et toute cette jeunesse, moi j'ai commencé les soirées au Rex, la première je l'ai fait il y a 10 ans, avec Lionel des Positifs d'ailleurs, on a fait 2 soirs ensemble et j'ai mis ce morceau, et on avait Woody McBride d'ailleurs, et c'était dingue. Ouais. Youdi qui est un copain maintenant. C'est Alors Woody, je crois que je l'ai fait avec Alada, je sais plus avec lequel des deux, je crois que je l'ai plus avec moi. Parce qu'avec Alada, j'ai aussi fait des soirs au Rex. Il revient, alors il devait revenir en France, là il nous avait dit, mais bon, avec ce qui se passe, on sait toujours pas. Avec le Covid, c'est compliqué. Ouais, bah après, c'était pour mois de mai, je crois, nous a dit. Hein. Bobby a les poils qui se hérissent. Vas-y, laisse-le un peu. Ouais, je monte un peu, allez, on se fait plaisir. Tu voulais aller boire un coup, Jean, c'est pour ça que tu voulais un track ou pas? Pas du tout. C'était pour mettre un peu de musique. D'ailleurs, toi aussi, Fred, si tu veux aller chercher à boire ou autre, tu nous dis. Voilà. J'ai une petite bouteille pas loin, alors je sors de l'écran juste pour prendre un petit. Vas-y, sors de l'écran, vas-y. Ça. C'est vrai que ce morceau. J'ai joué une paire de fois aussi. Hein. C'est pas celui que j'ai joué le plus, mais j'ai joué quand même une paire de fois. Voilà. Qui ne l'a pas joué d'ailleurs à l'époque? Qui ne l'a pas joué moi je l'ai joué à chacun de mes sets. Hein. Alors après j'avais une façon de le jouer. Ah, vas-y. Bien à moi. Et ouais. Moi je jouais beaucoup avec les basses et je jouais énormément sur les aigus en fait. J'enlevais quasiment toutes les basses pendant la montée. C'était insupportable pour les gens parce que les oreilles explosaient. Et à un moment on relançait toutes les basses très fortes et là ça explosait. Et je joue toujours d'ailleurs de cette façon-là, je ne sais pas jouer autrement. C'est-à-dire que quand même, c'est devenu un automatisme. Quand je l'ai joué au Rex, je refaisais la même chose. En fait, je ne sais pas le faire. Et si je fais pas la même chose, j'ai ma sœur Agnès qui fait mais non, qu'est-ce que tu fais? T'as pas cuté les basses. Voilà. Eh ben, comme quoi qu'un morceau, ça raconte des celui-là a marqué. Hein. Ouais. Celui-là a marqué les positives, je pense. Vraiment, c'était vraiment un morceau B-side positive. C'était dingue, quoi. C'était la signature. Celui-là, ouais, vraiment.
Eh ben écoute, ça tombe bien. Bah, heureusement que tu l'as mis dans la liste et heureusement que je l'avais dans mon truc. Bon, j'aurais trouvé le morceau, hein, mais comme si tu veux, en fait, tu m'avais dit Kid Acid. En fait, le morceau c'est Notatorious. Notatorious, ouais, c'est voilà. ça. Et c'est en fait, c'est Alors, pas Yudi McBride. Et alors, attention, c'est pas Yudi McBride, c'est Kid Acid qui a fait ce morceau. Il est dans le même EP. Alors, pour la petite histoire, parce que c'est important pour la culture. Hein, regardez, alors, attendez, je vais remettre en grand la pochette. Hein. Attends, hop. Je vais remettre la pochette, hein, je centre, je fais ça bien, hop, je remets. Donc, vous voyez, c'est Kid Acid versus DJ Esp. Donc, il y a deux morceaux de Yudi McBride, DJ Esp, voilà. Et ce morceau, c'était Kid Acid. Et que Yudi McBride avait signé. Acid, en fait. Voilà. Et c'est pour ça. C'est à savoir. Donc, c'est vrai que, et alors, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui associent ce morceau aussi à Yudi, hein, mais c'est pas lui. C'est Kid Acid qui a fait ce morceau. Parce que, moi, sur ma pochette, sur le premier que j'avais, donc c'était marqué Kid Acid. Alors, tu as une autre pochette. On va aller sur Discog, on va regarder. Tiens, regarde. Allez, tant qu'on est dans l'histoire, parce qu'on est un peu là pour ça. C'était rouge, je crois, rouge ou bleu. Non, il était noir avec du jaune, je crois. Attends. Ah, peut-être, mais c'est marqué Kid Acid, donc c'est pour ça que je me rappelle. Parce que moi, je suis très nul au niveau des. Alors, ça, c'est mon gros problème. Ouais, mais nous, on est des pros avec gens, t'inquiète, on va trouver. Ouais, c'est-à-dire que moi, tu me demandes le titre d'un morceau que je t'ai joué, je serai incapable de te le donner, je vais te donner la pochette. La couleur de la pochette. C'est visuel, toi, c'est mémoire visuelle. Ouais, je suis très visuel. Comme moi. C'est insupportable. Pareil. Et souvent, on me dit, bah alors, c'est quoi le morceau que tu as joué là? Alors, je regarde la pochette, c'était ça. Et en fait, je m'aperçois que c'était un morceau d'un artiste très connu. Ça va être Adam Beyer, je ne saurais pas que je joue Adam Beyer. C'est quand même c'est dingue. Mais en même temps, ça me rassure, parce que c'est-à-dire que je joue que ce que j'ai envie de jouer. Alors, je vais rechercher le maxi. Alors, Kid Acid, Yudi McBride. T'es sur Discog, Jean, là? Non. Ah, non. Bon, non, mais je le fais parce que je pensais que tu cherchais en même temps. Il danse là, il danse là. C'est normal, qui n'a pas envie de danser là-dessus. Ah ouais. Alors attends, je le cherche. Alors, je suis pas logué avec mon compte, donc du coup j'ai pas les petits points verts, je suis perturbé. Alors Tanconi, parce que là, t'étais aussi résident de la Villa Rouge à cette époque-là. C'était avant que tu montes à Paris. Fin des années 98, t'étais aussi résident à la Villa Rouge. Donc, tu continues un petit peu Ouais. Les positifs s'arrêtent parce que il nous arrivait un peu de misère avec Lionel. Alors, tout le monde se souvient du temple, le temple à Dib. Oui. Ah oui. Voilà. En fait, nous, en fait, on a fait pas mal de soirées donc Garnier au Fantasia à Dib. Le Fantasia et le temple, c'est le même patron. C'était Alain Moula, je me rappelle de son nom. Et en fait, ce mec avec qui on faisait des soirées au Fantasia, donc on avait fait Garnier, on avait fait pas mal de choses, nous dit si vous voulez, moi le temple, quoi, le lieu, le temple, le square, là, je suis prêt à vous vendre le fonds de commerce, vous faire des soirées, etc. Une dit deux, on voulait s'installer, on avait un peu d'argent de côté avec Lionel, et on a été voir le mec qui tenait l'underground là, à Montpellier, on lui dit voilà, Alain Moula est prêt à nous vendre son fonds de commerce, impayable en 3 fois, etc. Faut lui donner 300 000 francs à l'époque directement, et puis après on lui paiera la suite si ça marche. Ah ok, donc on se lance dans cette aventure. On était avec toute une équipe de gens, je me rappelle, j'avais une copine, la Pitoude, qui avait fait elle s'était amusée à faire des fresques sur les murs, on avait refait toute la déco, etc. pour ouvrir ce truc. On devait l'ouvrir en décembre, alors de quelle année? 97 peut-être, je sais pas, je sais plus. On devait ouvrir ça, on avait une programmation sur un mois. Et en fait, quelques jours avant l'ouverture, on apprend, ça devait s'appeler le clan, le truc, ça devait s'appeler le clan avec un Q. Oui, c'est ce qu'ils disent sur le chat. C'est ce que Hervé vient de dire à l'instant, exactement. Voilà. Hervé qu'on salue, d'ailleurs. En fait, ce truc-là, Hervé, ça doit être Hervé, je pense, le Hervé F, oui. qui était toujours là, qui était là depuis le début, qui a tout suivi, qui est toujours là aujourd'hui. D'ailleurs, Hervé, si tu peux reposter, là, j'ai oublié de le faire, tu peux reposter Hervé, si tu peux reposter, peut-être que tu l'as fait, cette interview là en live sur son groupe Facebook. Normalement, je le fais tout le temps, mais j'ai oublié. Voilà, petit message perso. Ce truc devait se faire, alors je me rappelle plus l'année, c'est 97 ou 98, on devait l'ouvrir en fait en décembre à ce moment-là, et commission de sécurité qui vient, et on s'aperçoit en fait que Alain Moula, donc gentil propriétaire des murs, nous avait trafiqué les papiers de la commission de sécurité qui étaient passés en amont. Et en fait, quand la commission de sécurité est passée, en fait, ils nous ont expliqué que tous les circuits électriques et toutes les ventilations étaient à refaire, sinon on ne pouvait pas ouvrir. Et ça, c'était 4 jours avant l'ouverture.
Donc, évidemment, on n'a pas ouvert. On a fait la soirée. Donc, Alain Moulin nous propose gentiment de faire la soirée au Fantasia, mais contre quoi il garde toutes les barres pour lui, etc. Donc, en fait, on retourne dans un de ses clubs. On lui donne encore de l'argent. Et là, on s'est pris on a perdu tout notre argent, puisqu'on n'a pas pu, évidemment, ouvrir ce club et on n'avait pas les moyens de faire les travaux demandés. C'était le déclin des positives à ce moment-là. On a essayé de récupérer les DJ qu'on avait sur ce truc-là. Je crois qu'on avait, une fois Dame Meilleur, une fois Carré des Quebouches. On a essayé de les faire un petit peu à droite à gauche, mais c'était fait tellement dans l'arrache que ça n'a pas marché. Et on a décidé à ce moment-là d'arrêter parce que on avait été au bout de l'aventure avec Lionel. Et puis moi, on était tous les deux un peu dégoûtés parce que d'essayer de faire avoir. Et à ce moment-là, encore une fois, Laurent R, qui travaillait à la Villa Rouge, me dit, mais tu sais, la petite salle de la Villa Rouge où il y avait encore Jérôme Lassourie. Alors vraiment, Jérôme, il va me dire, j'y prends toujours sa place, qui était résident de cette salle. Il voulait en faire une salle plus techno et Lassourie jouait plus house. Donc ils m'ont demandé si je voulais pas prendre un peu la salle techno. Je suis venu, Jérôme est parti, j'ai pris cette résidence pendant fin 98 jusqu'à début 2000, voire mi-2000, dans la salle techno de la Villa Rouge, qui est devenue une vraie petite salle techno, la petite salle de gauche où après est arrivé Chad, etc. Voilà. Pour dire ce qui s'est passé à la Villa Rouge. Donc du coup, c'est alors petit coucou, il y a David Asco qui nous a rejoint, qui est avec nous. David Asco. Salut David. Donc du coup, il est à deux doigts d'appeler la police parce que tu dansais et c'est interdit depuis vendredi, quand même. Ne me balancez pas les copains. Il a toujours le mot pour rire. Je regarde si GIGN ne débarque pas d'ailleurs. David, tu fais partie des gens qu'on fait beaucoup jouer aussi sur les clubs crew maintenant. Oui. Que je connaissais pas à l'époque. Apparemment, il était en parallèle. Ce que d'après ce qu'il me dit à l'époque, il était plus ou moins dans les teufs aussi, mais moi je le connaissais pas du tout. Et on s'est retrouvés il y a quelques années par rapport au club crew, et en fait, il joue régulièrement. Et c'est quelqu'un qui musicalement sait tout jouer aussi. Alors on l'a cantonné dans son truc de hard tech, d'hardcore limite. Alors qu'il joue très bien la techno aussi. Tout à fait, mais même pour même me dire house, c'est parce que nous, David, on l'avait vu jouer il y a plus de 10 ans, voire plus. Ça avait joué avec Kim Garo. Peut-être presque 15 ans. Il jouait à house, tech house, très smooth, très cool. Ouais. Donc effectivement, il est capable de. Alors des fois, on se met dans des sons, mais c'est vrai que il est capable de jouer très doux aussi. Ouais, moi, c'était un peu David le DJ qui m'a fait un peu m'embrouiller avec mon ex-associé Claude Kroub parce que il pensait qu'il savait que jouer hard tech. Je lui dis non, mais il peut jouer techno. On l'a fait jouer sur Tropisme où il a joué techno et les gens ont découvert la Lesco, mais c'est dingue ce qu'il fait. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, pareil, sait tout jouer. Ouais, parce une partie des DJ qui ont une culture du DJ. C'est ça, parce qu'en fait, il joue aussi beaucoup, avec notre copain Clément Pérez, avec Fortinanger, dans des soirées grosses techno, où ça tabasse, et surtout dans le nord, parce que dans le sud, tiens, c'est marrant, mais d'ailleurs, David, peut-être qu'on t'invitera dans cette émission, d'ailleurs, parce que je pense qu'il faudra qu'on en parle de tout ça. Du côté nord de la France, sud de la France aujourd'hui, parce qu'on a un surnom. Alors on a un surnom dans le sud de la France pour les vrais, la vraie techno, c'est le Kosovo. Le sud de la France, c'est le Kosovo de la techno en Europe. Ah, ok. Parce que c'est vrai que quand tu vas à Caen, dans des villes comme ça, c'était quoi les soirées, Jean, que faisait David c'était les fameuses. Attends. We Are Rave, non. Voilà, We Are Rave. Oui. Donc ça cartonnait partout. Par contre, il a tenté à Montpellier. David, si t'es dans le chat, tu peux confirmer. Par contre, à Montpellier, ça n'a pas été la même. Voilà. C'est parce que tout ça à cause de. C'est pas vraiment. C'est comme ça. Il y a eu le bar live à une époque qui a vachement marqué les esprits. À une période précise de notre musique électronique. C'était énorme, Seb. Là, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Mais malheureusement, les Montpelliérains sont restés un peu sur cette période-là et du coup ont eu un peu de mal. Voilà. Et nous, on a voulu refaire des soirées grosses techno aussi. Et le Covid est passé par là. On n'a pas pu la faire. Voilà. Mais bon, c'est que partie remise, bien évidemment. Parce que oui, dans le sud de la France, vous allez voir, on peut faire des soirées rave. Et nous, au Nocturbulous, on va vous le prouver. Voilà. Bon, bref. C'était mon petit cri. Voilà. Vas-y, Jean-Bruce, je te laisse reprendre. Non, c'était Fred qui. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut que je bois mon coca derrière. David Asco. En tout cas, salut David, et bienvenue dans l'émission. En fait, je comprends mieux, si tu veux, pourquoi dans la vie, des fois, tu fais on change de cap, parce qu'entre le coût des disques et le coût de cette arnaque, c'est une escroquerie, quoi, en gros, ça s'appelle comme ça, C'est une escroquerie.
Excusez-moi, j'ai raté quelque chose. C'est à moi que tu parlais ou c'était oui, c'est à toi, côté c'est à toi. Moi je crois que tu parlais de l'autre côté, j'écoute. Non, je te parle à toi. Non, parce qu'en fait, pour te voir en direct, il faut que je regarde là, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok, c'est pour Là, ça. sinon, je me vois moi là. Ouais, il y a des D'accord. Là, je décalages. disais que je comprenais pourquoi il y a eu des changements de cap. Parce que justement, entre l'histoire des disques plus l'histoire de cette escroquerie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle quand t'as fait une escroquerie, ben, du coup, voilà, c'est pas évident de se remettre rebondir. en. Alors, en fait, si tu veux, donc après ce clan, donc j'ai atterri à la villa, la petite salle techno. J'ai relancé. C'est prétentieux. Jérôme faisait très bien son travail, mais en fait, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est-à-dire de faire. Il voulait garder la grande salle pour un truc un peu plus généraliste, plus commercial, une techno plus commerciale. Il voulait une petite salle très techno à l'époque. Et donc, on a créé cet endroit vraiment très techno. Alors là, vraiment, j'étais quand même à 135, 140 BPM, hein, Ah oui. de minuit à 6 heures. Ouais. Donc, j'ai fait ça pendant un peu plus d'un an, jusqu'au moment où Alex des Dragon Ball a voulu placer Kevin. Et Alex Dragon Ball, d'ailleurs que j'embrasse, à ce moment-là voulait devenir directeur artistique de la villa. Donc, il a voulu placer Kevin et en gros, ils m'ont fait comprendre que j'étais trop techno pour le coup. C'est possible. Ah ouais. Et donc, à un moment, je me suis un peu embrouillé avec le patron de la villa en lui disant, non, faut savoir ce que vous voulez. Ça s'est un peu fini un peu en autre boudin, ou comme on dit, en queue de poisson. Bah, c'était un peu pour mais Jérôme Lasouris la même, en fait, le pauvre, hein, c'était pareil. Ouais, c'était un peu pareil. C'était à peu près pareil. Et en gros, je lui ai dit, moi, je laisse tomber. Je pars. Voilà. Donc, je suis parti à Paris. Et j'ai atterri au Folies Pigalle parce que je connaissais un mec qui s'appelait Bitchy, qui a son âme aussi, qui est décédé cette année. José Bitchy, qui faisait aussi des soirs à Montpellier dans les années 90, que j'avais retrouvé à Paris et qui m'a dit, moi j'ai des soirées au Folies Pigalle, si tu veux, je cherche un DJ résident, je sais ce que tu es capable de faire. Donc j'ai commencé à travailler pour ces soirées pitch. Et au Folies Pigalle qui était à Ouche, je suis arrivé avec une espèce de tech house un peu techno et ça marchait très fort. Pendant 2 ans, c'était vraiment super bien. Voilà. Mais malgré tout, donc ça on est en 2000 jusqu'à 2003, malgré tout j'avais une espèce de nostalgie de la teuf, de la techno, et en 2003 j'ai dit j'en ai marre, j'avais perdu mes disques depuis 2 ans, je refaisais des trucs comme ça, j'ai voulu presser mon disque, donc mon fameux seul et unique vinyle qui est sorti. Oui. On met Donc une l'extrait ou aventure quoi incroyable. Allez, soyons fous. On va j'écoute. quand même le passer. C'est un extrait, alors Ah, mais oui. Alors, j'ai trouvé que c'est le Hypnotic Mix. Version C'est celui-là électro. Enfin, ouais c'est ça, peu électro. ouais, c'est ça. Allez, on va écouter Bah vas-y, balance-le, Jean. Fred B-Side. Vas-y. Ta seule prod, en fait, on en parlera d'ailleurs, on va en parler. Ouais, c'est ma seule prod. Ouais. Du coup, on va bien la décortiquer, du coup. Et c'est To My Brother EP. Exactement. Avec, voilà, par le c'est label l'explication. Dance in New Order, qui je pense c'est ton label. Exactement. C'est mon label. Sorti en alors, 2003, mais ça. 2003. 2003, voilà. Et là, on va écouter l'Hypnotic Mix. Allez, c'est la pause musicale, on parle plus, on va écouter un petit peu le son de Fred B-Side. Le problème, c'est que j'ai pas la pochette, je l'ai pas trouvée. Rien à voir. Ah bah voilà, tout s'explique. Et c'est une bonne prod en plus, on va en parler après, on écoute un petit On va peu. Bon, écouter pas un en entier, mais on écoute un petit peu le temps que j'aille chercher à boire. Ouais. D'ailleurs, Jean, je vais te ramener à boire, je pense. T'as ce qu'il faut. This beat is hypnotic.
C'était un très bon morceau. Allez, on va se mettre un petit jingle. Allez, un petit jingle vidéo. Donc c'était Fred B-Side avec... nom du morceau, je l'ai pas, il s'affiche pas, c'est le Vidéo Hypnotic Mix. Attends, il faut que tu allumes ton micro, sinon on t'entendra pas. Allez, petit jingle, on en parle après. Je suis ouvert. Radio Punch. Radio Punch. Voilà, de retour. Donc c'était un très très bon morceau de notre ami Fred. Donc maintenant on va décortiquer ce morceau un peu parce que il y en a qu'un, mais il va falloir que tu nous expliques tout. Comment tu l'as fait? Tu nous entends? Ah, attends, C'est ouais. dommage. Vas-y. Tu nous Je entends? m'aperçois que le mastering. Je vous entends, moi. Hein. Ouais, non, vas-y, on t'entend, vas-y. Alors, comment Ah Alors, je disais que le mastering est pas dingue. Je m'aperçois à l'écoute comme ça qu'il est pas dingue. C'est un copain qui l'avait fait. C'est pas, dégueu quand même. Hein. Oh, ça sonne quand même. Pour, attends, pour 2003 ouais. Non, attends. Oh. 2003. Alors, en fait, ce morceau, c'est au moment où j'ai compris que si je voulais faire évoluer ma carrière de DJ, il fallait que je fasse de la prod. Parce qu'on a compris que maintenant, la plupart des DJ, s'ils produisent pas, ils avancent pas, quoi, il se passe rien. Donc, je me suis dit, allons-y, lançons-nous. Donc, depuis quelques temps, j'avais un logiciel, c'était Sonar à l'époque, j'avais ce logiciel-là. J'avais un petit synthé, j'avais une boîte à rythme, que Coinside m'avait donné. Et j'ai créé ce morceau, en fait, assez rapidement, une nuit. Et j'ai trouvé un distributeur. Donc j'ai fait presser 2000 vinyles. Et donc ça va expliquer pourquoi j'ai arrêté. Et en fait, le distributeur, quand j'ai apporté les 2000 vinyles, il a planté. Oh, non. Donc je me suis retrouvé avec 2000 vinyles sur le bras. Et tu les as encore là? Alors, j'ai réussi à en vendre moi-même 200 ou 300 parce que grâce à ma Z Techno Apport, j'en avais régulièrement, il me les a pris. Et j'en ai 1000, je dois en avoir encore 500, j'en ai jeté 1000, je pense. À un moment, j'en pouvais plus, quoi. C'était une dépression. Ça a mis un frein complet. J'ai dit, voilà, ça allait avec la continuité. On m'a volé mes disques, je sors un morceau. Je vais pas réussir à le faire. Ouais. Peut-être que quelqu'un. Ça a précipité bon. T'es sûr qu'il n'y a pas un concurrent qui t'a marabouté là, qui est allé voir un marabout qui a dit lui là, tu lui jettes le sort. C'est possible. En tout cas, ça a marché. De fou. Faut lui expliquer que ça a bien marché. Donc ce vinyle n'est jamais vraiment sorti. Je trouve ça absolument stupéfiant. Ouais, stupéfiant. Et du coup, j'ai réussi à en vendre 200 ou 300, je sais plus, grâce à. C'est déjà pas mal. Ouais. J'ai récupéré mes billes quand même, donc au final. Mais c'est bien, ouais. Après, c'est un morceau que j'avais fait moi tout seul. Et comme je te dis, je sais pas travailler seul parce que je suis pas très dégourdi. D'ailleurs, j'essaie de travailler sur des nouveaux morceaux avec d'autres gens actuellement. Qui sont un petit peu moins techno, avec des voix, parce que moi j'aime beaucoup les voix d'ailleurs. C'est ta voix là qu'on entendait dans le morceau? Ouais, c'est ma voix, ouais. Cette piste était hypnotique. Et en fait, c'est un peu achevé mon truc, et là, là, on est en 2003. Mon frère vient de décéder, en fait. Donc, To My Brother Happy, c'était un peu, l'occasion de lui rendre hommage à ce moment-là. Et en fait, je m'aperçois, ça marche pas. Donc, ça m'a mis un deuxième coup de poignard. J'ai dit, il est temps que j'arrête un peu tout ça. C'est vraiment idiot parce qu'en fait, si tu veux, surtout à cette époque-là, avec un distri international, t'en aurais vendu, peut-être pas tout, mais t'aurais vendu plusieurs centaines de copies et c'est vrai que ça t'aurait peut-être mis une petite dynamique parce que là, c'est vrai quand t'es pas distribué, nous on le voit. Nous, on vend aux fans sur Bandcamp nos prods, mais comparé à ce que les distris nous envoient, ça n'a rien à voir. Le dernier qu'on a fait, en un mois ça part. Celui d'avant dans 2 mois, mais nous, s'il fallait qu'on écoute tout, on les aurait encore sur les bras. Ça change tout un distri et après il y a plein de gens qui veulent te l'acheter dédicacé. Alors envoyer des messages privés. Tu as pas de Bandcamp. Je sais pas si Fred le fait. Tu as pas de Bandcamp. Non, pas du tout. Après, il y a un truc qu'on pourrait pu faire, genre, on en met en vente sur notre Bandcamp. Et non, mais sérieusement. Ah oui, et c'est toi qui. On en parlera. On te distrie. On peut te distribuer sur notre Bandcamp. On en parlera après, pourquoi pas. On en met une dizaine, une quinzaine en vente. Je les offre. Oh, pourquoi pas. On peut aussi. Vu la prod pour l'époque, ça partait tout seul, Nicolas avait dit. En fait,
ce morceau, je l'avais fait avec un mec qui s'appelle Bruce, DJ Bruce, je sais pas, qui est originaire de Béziers aussi à la base, mais qui est à Paris depuis longtemps. Bruce de Béziers. Studio. C'est bizarre. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. Bruce de Béziers. Il s'appelait. Alors, T'es sérieux? c'est Gaël Bruce. Ouais, il s'appelait Bruce. Il s'appelle Bruce, DJ Bruce, et son vrai nom c'est Gaël Bruce Seller. Oui. Il est du coin. Et Bruce. Attends, il vient à l'époque. Bah oui. C'est pas normal que je connaisse pas, quand même. Comment ça, tu es en train de nous dire qu'il y a 2 Bruce Il y à a Béziers? 2 Bruce, Bah oui. il y a un doigt, il n'a pas à rester qu'un. Alors, c'est lui, connu, il a pas fait fascinant. sa carrière en tant que Bruce à Béziers, il a fait à Paris, mais il était de Béziers. Parce que c'est comme ça D'accord. Ah, c'est qu'on marrant, avait ça, sympathisé. Bien, mais moi je suis du coin. Bon, et le tout, deuxième j'avais Bruce toujours de les Béziers, il faut qu'on petits- parle. Ah, mais c'est marrant, ça, c'est une anecdote, là, dis donc. Tu m'apprends un truc, là. Et donc, il mixait. Alors oui, ce qu'il mixait à l'époque, je sais plus, à Paris, je l'avais rencontré. Et en fait, on avait sympathisé. Et donc, j'ai expliqué que je faisais des morceaux. Et lui, il m'a aidé un peu à les terminer, on va dire, à ce que ce soit un peu plus écoutable. Bon, après, c'était pas encore pour moi assez écoutable, mais bon, j'étais quand même assez fier de ce morceau, je l'aimais bien. Un truc hypnotique comme j'aime, c'est-à-dire que ça tourne, ça Non, tourne. mais ça tourne, honnêtement, ça attends, monte doucement. regarde, je remets un petit peu. Rien que le début sonne, quoi. C'est. Non, mais attends, il y a plein de. Ça se bouscule. Bon, alors, écoute, rapprochez-vous de. Je sais pas sur quel. Comment ils te contactent, les gens, pour le disque, là? Non, mais attends, mais sans déconner, Fred. Si tu veux, on en met sur notre bandcamp, hein. On prendra 0 Oui, dessus, mais on pas s'en de fout. souci. Hein. Non, Tu nous en enverras, on revient. Et, Tu sais, pour moi, c'est perdu, quoi, depuis longtemps. Et après, ça me ferait plaisir si les gens l'écoutent. T'as et Nicolas l'ont, ça fait Dranet toujours qui te plaisir. propose un remix. ça y est. Ah bah voilà. Bon, en fait, tu sais quoi? Ouais. On va Faut que je redistribuer. retrouve les bandes d'origine. Faut que je retrouve On les va appeler bandes le d'origine. distributeur et on va distribuer le disque et on va le ressortir avec des remixes versions. Le disque inconnu qui ressort avec des versions remixées. Ce serait marrant. Hein. Écoute, ça peut motiver, peut-être te motiver comme si tu fais de la prod en ce moment. Bah écoute, ça peut te donner une motivation. Regarde, visiblement, t'en as qu'à attendre là. Bon bah voilà. On fera ça. Fade Beside. Ça peut être rigolo. T'aimerais faire un featuring? Ah, bah, c'est une de mes Pourquoi questions. pas. En fait, ça. je suis ouvert, je suis un peu ouvert à tout. En fait, mon problème, moi, si j'ai un problème, c'est qu'on pense que je suis. Ça m'a beaucoup desservi d'ailleurs quand j'étais Fred Beside à Montpellier. On pense que je suis prétentieux, alors Ah qu'en bon. fait, je suis timide. Là, je suis très à l'aise parce que je suis sur mon canapé, en fait, dans le canapé de ma sœur. Fais le canapé de ta sœur, ouais. Il est confortable, Oui, en voilà. plus, a priori. Voilà, je suis très à l'aise. C'est-à-dire que là, je suis très à l'aise, alors que en studio, je pourrais l'être parce qu'on donne de l'activité, mais dès qu'il y a un peu de monde, je suis un petit peu réservé. Beaucoup moins qu'avant, heureusement, parce que j'ai fait du théâtre pendant 2 ans, ce qui m'a permis de m'ouvrir. Et moi, j'avais un peu cette réputation à Montpellier, hein, mais Fred Bussel, c'est un con. Alors que j'étais pas un con, c'était juste j'étais timide, j'osais pas regarder les gens, je passais au milieu. Qui a dit ça Bon, il y en a pas mal, mais bon, après, c'est pas grave en soi, hein, ça m'a pas empêché de vivre de mon mix, de faire ma petite carrière et d'être heureux de ce que je faisais. Mais c'est vrai que ça a été un peu desservi. Et j'ai compris tard, hélas, qu'il fallait un peu plus s'ouvrir aux autres, qu'il fallait faire des featuring, comme tu dis, peut-être travailler avec d'autres et pas rester cantonné à mon truc de positif tout seul. Et c'est d'ailleurs, quand j'ai arrêté Positive, on y est revenu avec Lionel, on a voulu faire une Remember Positive, je crois 2003, c'était passé à l'Orange Métallique. On avait fait venir un mec de l'Est qui s'appelait Jacob Milder à l'époque, qui était un super DJ. Je sais plus qui il y avait d'ailleurs. On voulait faire venir Biscuitid, mais Biscuitid était à l'époque trop cher. C'est-à-dire, je l'avais contacté, je lui ai dit, ouais, Caro, en fait, on voudrait faire un peu les 10 ans de Positive. Voilà, un peu une soirée exceptionnelle. Est-ce que tu pourrais venir tout, faut voir avec mon agent. Oui, mais faudrait pas que tu nous assassines parce que, voilà, on part de rien. Et ouais, Non, on non, va mais y a pas de reparler problème, à nouveau des agents. Voilà. Donc, je lui laisse un message et quand j'ai contacté l'agent, on avait un prix d'habit qui était au-dessus des 15 000 euros. Donc, je t'explique bien que j'ai dit, bah non, enfin, c'est pas vraiment. Ouais, surtout que c'était l'idée, l'époque où, avec c'était The Hacker, faire. ils étaient en plus dans le haut de l'affiche, et voilà, quoi. Alors, Ouais, c'est ça. Donc, juste pour te dire, il y a Sébastien qui dit que la basse tourne fort sur ton disque. ah bah voilà, il faudrait qu'Assez Basse à ce moment-là, j'aurais dû travailler avec Assez Basse et je pense qu'on aurait dû faire quelque chose de plus. Il te refait un mastering. Ouais, mais j'ai plus les pistes. Hein. Les pistes sont dans On l'ordinateur. s'en fout, qui doit partir à la on poubelle. lui donne ça, il refera un mastering, il est fou, t'inquiète pas, D'accord. c'est refaire le Et mastering. t'avais et fait tout. ça avec une boîte, avec un sampler. Tu te rappelles du matériel, exactement le matériel que t'avais utilisé? Alors, j'avais le question logiciel matos. Sonar. J'avais T'avais la quoi 909 de Coinside. Ah, t'avais la Terre 909. Ouais, de Coinside qu'elle m'avait passé. Et j'avais un synthé, alors c'était quoi? C'était un Korg, je sais plus ce que c'était, non, plus du tout. Voilà. C'était vraiment, il y avait très peu de choses, et après c'était tout dans Sonar.
Ah ouais, d'accord. S'il insiste, Sébastien, en disant qu'elle est terrible, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Sinon, il insiste pas, Sébastien. Je peux la remettre. Hein. Eh ben, Ça va devenir notre fond sonore en fait. On se fera pas couper. voilà. Parce On que va là, redonner alors, une là, on est sûr de deuxième pas se faire vie au couper. morceau. Regarde, ça vient de notre Ah bah là, bête c'est sûr. sonore. On va lui redonner une deuxième vie. Toi, c'était Et ça pas prévu fait- ce soir. Hein. ça fait être le générique d'une émission. Hein. Ah ouais, bah regarde, là ça va être notre bête sonore, Ah on va ouais le garder. Ouais. Ah, cool. Mais c'est vrai que ça. Bah, dans- Attends, mais ça fait vachement. Maintenant que tu le dis, ça fait. Attends. Sonar plus 909, pas besoin Ah. de plus, il dit Nicolas Dranek. Et oui, on retrouve Fred B-Side en direct. Ah, mais sans déconner. Attends, mais ça le fait trop. Ouais. Et oui, Radio Punch en direct Bah, avec attends, Jean-Bruce, c'est parti. attends, Donc on il faut- reçoit aujourd'hui Il faut Fred qu'on ait les B-Side. autorisations. Il nous faut les autorisations. Oh. Ceci dit, c'est bon, vous les avez. C'est vrai que ça fait Bon, musique de mais c'est reportage. Et en direct Exactement. la Remember de la Positive, nous allons interviewer Fred B-Side. Ouais, moi je dis, je valide, allez, on le garde. Je le garde dans le cartoucheur. Yeah. Et donc, on va peut-être aborder le passage où justement, t'as lâché, entre guillemets, parce que t'es revenu, heureusement. Ah, j'ai lâché. Non. Mais Bah, t'as lâché. bon, heureusement, je sais pas. Bah, complètement. Tu peux En nous dire ce que tu as 2003, fait donc, alors bon. justement, on sort peut-être un peu de la Alors, musique, mais tu peux nous dire voilà. au niveau de la télé, Alors, tout ça. En fait, donc je perds mon frère en janvier 2003. Je sors ce morceau dans la foulée parce que je voulais un hommage et puis parce que je voulais faire un morceau. Ça marche pas. Il y a cette histoire de distributeur qui me plante. Je me rappelle plus comment s'appelait le distributeur. C'était pas La Baleine, mais je sais plus comment ça s'appelait. C'était Donc à ce français. moment-là, il me plante. Ouais, c'était un distributeur Ouais. français. Ouais. Et il était dans le 11e, je me rappelle. Et en fait, du coup, il me plante. Je galère. Il y en a un qui nous a donné le nom, je crois. Il a dit ça serait pas et il a dit le nom. Et je sais plus. C'est pas ELP le distri? Ah, je sais plus du tout. Bon. J'avais un contrat qui servait à rien puisque il a déposé le bilan et je dis mais je fais quoi moi? Ah bah de toute façon dans ton contrat c'est marqué que si tu déposes du bilan Tu l'as dans l'os. tout reste. Ah oui. Voilà, j'ai dans l'os. Donc Mais à ce t'as quand moment-là, même gardé j'ai les laissé disques. tomber. C'est ça qui est marrant, c'est que les disques, c'est toi qui Je les les ai as. je les ai gardés un moment. Après un moment quand j'ai déménagé, j'en ai Eh jeté oui, partout. bien sûr. Je les garde. Non, parce que quelques imagine cartons, que c'était le parce qu'à un moment- distributeur qui les avait. T'aurais pu perdre tous tes disques. Ah ouais. Ouais, bah après j'ai fait une croix dessus moi ce morceau. Ouais, voilà. Tu sais, je suis pas. Ah non, je me tu as nourris pas de fait une regrets. croix dessus, c'est fini maintenant. Il repart. On va le revendre. Ouais. Ce soir, il Ah, mais c'est vrai, remet je me nourris de pas ses de regrets. cendres. Si, bah peut-être qu'il fallait qu'il attende de 10 ans pour en sortir. Mais voilà, regarde, 10 ans. Voilà. Plus de 10 ans, hein, ça va faire presque 20 ans maintenant. C'est 19 ans. Nous, si tu veux, on te le Ouais. distribue en digital si tu veux. On Ouais. te le sort sur Billy, enfin, Ouais. ça c'est notre distributeur, on te le sort sur Tune Music et compagnie. Hein. Pourquoi pas, après tout. Bah, pourquoi pas, on verra, on en parlera. On parlera. Bon, Ah, voilà. des En tout projets cas, si tu- il est libre de droit de tout, puisque voilà. Et donc du coup, Oui. à ce moment-là, j'ai dit il faut que j'arrête. C'était une sale année. Qu'est-ce que je vais faire? Donc mon frère étant décédé, je me suis dit je vais faire un truc que j'ai toujours envie de faire, qui va peut-être m'aider aussi, c'est de faire du théâtre. J'ai fait 2 ans de théâtre. Où je me suis aperçu que j'étais pas très bon comédien, donc j'ai abandonné. Mais je me suis, non mais faut être sens. Ouais, c'est bien, c'est bien d'être humble. Faut être objectif. Je veux dire que moi, Objectif. je l'ai fait, en fait, voilà, ouais, l'objectif. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, pour être comédien, parce que c'était un peu une école de comédien, il faut avoir de la niaque, une certaine envie et de rien lâcher. Moi, j'avais pas cette niaque-là parce que c'était pas spécialement mon rêve d'être comédien. J'avais surtout envie de m'extérioriser un peu de tout ça. Et c'est là, à ce moment-là, je crois que maintenant, ça va être mes AirPods qui vont lâcher. Attends, déjà. Attends, je vais mettre tu peux m'amener un câble pour mes AirPods, excusez-moi, c'est en direct. Je vais mettre cela. Sinon, tu donc, mets je me suis aperçu- avec des fils, mais bon. Ouais, ça va être compliqué. Et donc, je me suis aperçu à ce moment-là que j'étais pas fait pour être DJ non plus. Comédien non plus. Et, quel lapsus. Et, donc, après 2 ans de théâtre, je ne savais pas quoi faire. Je me suis retrouvé par hasard j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un job pour la télé. Ça, c'est marrant, ça. Et j'ai commencé à travailler donc pour un réalisateur télé qui avait une box qui s'appelle Magnéto Serge, donc tout le monde connaît Magnéto Serge, en tout cas ceux qui regardaient Ardisson à l'époque. Ardisson, ouais. Ouais, voilà. Donc je travaillais pour ce mec qui s'appelle Serge Calfon, Ah, Serge Et, Calfon, j'ai le fait- producteur, ouais, d'accord. Trop bon. le réalisateur, ouais. Le réalisateur, Et oui. donc j'ai commencé avec lui en tant que chauffeur assistant et j'ai fini à la tête de sa boîte il y a 2 ans. Voilà. Waouh. Et j'ai travaillé avec lui pendant presque 15 ans jusqu'à 2020 où j'ai tout arrêté j'ai quitté en 2020. Mais j'ai fait 15 ans de télé. Donc c'était hyper intéressant parce que
parce que je me trouvais dans un milieu qui ressemble un petit peu au milieu de la techno, avec ses stars, avec ses machins, où tu dois savoir trouver ta place. Et puis ça m'a permis de faire des rencontres, ça m'a permis de faire autre chose, ça m'a permis d'évacuer un peu tout ce côté de frustration que j'avais par rapport à mon disque, par rapport au fait que ma carrière de DJ elle décollait pas vraiment. Donc ça m'a permis de passer à autre chose. Voilà. Pendant 15 ans, jusqu'à ce que le virus de la nuit me rattrape en 2010. Et comment? C'est la question. Alors il se trouve qu'en 2010, mon meilleur ami d'enfance qui travaillait au bol à l'époque au vestiaire me dit mais Fred, je te vois bien, la nuit ça te manque, tu veux pas venir faire des extras au vestiaire avec moi? Il travaillait au vestiaire du Rex. Je dis le vestiaire je l'avais fait à l'époque, je sais pas si je supporterais, mais si tu vas voir on va rigoler. Je dis vas-y, j'ai rien à faire. Les week-ends, j'avais mes week-ends de libre et je sortais et franchement les sorties m'amusaient pas plus que ça. J'ai commencé à faire le vestiaire du Rex en 2010 avec lui et en fait je me suis amusé. Je me suis aperçu que je m'amusais réellement, c'est-à-dire parce que je retrouvais au vestiaire, on retrouve des gens avec qui on parle et on échange beaucoup et il y a plus de catégorie sociale. On peut parler de musique, on peut parler de techno. En plus au Rex c'était vraiment l'endroit où on pouvait le faire. Donc on pouvait raconter nos vies, ma vie de DJ, leur vie de dancer, leur vie d'ex-DJ aussi. Et j'ai fait ça. Et en fait, en 2011, alors vous allez me dire que c'est triste ma vie, mon meilleur ami est décédé. Donc le Rex s'est retrouvé en galère, ils m'ont demandé de faire du vestiaire à plein temps tous les week-ends, parce que là je faisais une fois de temps en temps. J'aurais dit ok, mais j'ai aussi mon boulot la journée, donc il va falloir mixer avec ça. Mais en échange de quoi, j'aimerais bien refaire une petite soirée de temps en temps. Et Fabrice, le directeur du Rex, qui est un mec super, m'a dit carrément Fred, voilà, il me connaissait un peu de nom. Et du coup, j'ai commencé à faire des soirées au Rex. Alors les premières, je les ai fait avec Lionel, les positives. On en a fait 2. Après, j'en ai fait avec Aladdin. Je crois que j'en ai fait 2 aussi avec Franck. Il se trouve qu'avec Franck, les soirées ont marché, mais on est 2 personnalités un peu pareilles, c'est-à-dire 2 DJ qui ont une petite notoriété. On voulait savoir on avait les mêmes idées, mais on voulait pas. On se tire un peu la bourre. Et donc j'ai arrêté avec lui, mais on s'entend toujours bien, il n'y a pas de problème. Après, je les ai fait avec des collectifs. Puis à un moment, je dis non, mais moi, faut que je refasse un truc qui me ressemble. Encore une fois, parce que les collectifs m'amenaient sur autre chose qui me ressemblait pas du tout. Et à un moment, j'étais au vestiaire. J'avais un de mes meilleurs amis que j'avais fait rentrer au Rex au vestiaire aussi. Je dis tu me connais depuis, il me connaissait depuis des positives aussi. Tu me connais depuis longtemps. Tu peux pas m'aider à faire les soirées, on va les faire. Toi, t'écoutes beaucoup tout ce qui se passe. Moi, je suis vachement dans le feeling. Et on a décidé d'en lancer ces soirées. Donc, je les ai appelées Cloakroom. J'ai dit, tiens, je vais appeler ça Cloakroom puisque c'est le vestiaire. La musique du vestiaire. C'est de là que ça a démarré. Exactement. Cloakroom invite. Et on a commencé à inviter Pig and Dan, les premiers. Et puis après, on n'a pas arrêté. Au Rex, on en a fait beaucoup. On a eu Digo Kennedy. On a eu Charlotte DeWitt 2 fois. On en a eu une quinzaine au Rex, en fait, qui marche, en fait. C'est un rendez-vous. C'est encore pareil. T'as vu Octavoine, on a fait. Ouais, ça c'est on dur. a Octavoine. Non, on a eu des trucs vraiment sympas. Et puis au Rex, l'avantage, c'est que un peu le système dans les cloakrooms, on se retrouve une bande de copains. C'est toujours le même système. J'ai l'impression qu'à chaque fois mes soirées, c'est des bandes de copains. Donc c'est toujours une espèce de noyau qui vient et puis qui invite des autres. Et puis voilà. Donc c'est cloakroom, c'est une espèce de rendez-vous une fois tous les 2-3 mois en fonction de la programmation. On a 3 ou 4 rendez-vous par an et on se retrouve un peu les bandes de copains. Voilà. Alors après, il se trouve que le mec avec qui j'ai fait ces soirées, on s'est fâché là cet été. Mais j'ai quand même continué avec le Chrome tout seul, puisque c'est quand même un mode initiative. Et puis j'ai pris un peu de maturité dans l'organisation et un peu plus confiance en moi, parce que je suis aussi un manque de confiance, ce qui fait que j'ai toujours l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi. Et j'ai continué, on a relancé le truc et on va dire que ça marche, quoi. Je veux dire, Paula Temple, c'était bien parti. On a fait Basic juste avant, c'était moins à Tours, mais ça correspondait pas musicalement au lieu où on l'a fait. Mais on doit refaire The Driver à Tours. Après, on a une résidence au magazine à Lille, donc où David Asco travaille. D'ailleurs, c'est David qui nous a fait rentrer au magazine. On a une résidence qui marche très bien là-bas, où on a fait Anna, on a fait Rebecca. Alors, évidemment, des sons qui correspondent plus à ce que les Lillois attendent, c'est-à-dire ça frappe. On a fait pas mal de choses là-bas. Et on a lancé les Tropismes il y a en 2019. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée, on va dire. Voilà, la boucle est bouclée. Je suis revenu là-dedans. Donc, ce qui fait il y a 2 ans, vu que ça me prenait beaucoup de temps, les soirées,
l'orga des soirées, j'ai quitté Serge Calfon en lui disant que je voulais me lancer dans autre chose, en tout cas travailler que pour moi. Donc j'ai créé ma propre boîte de production où je développe des concepts télé. Bon, le Covid étant passé par là, j'ai pas encore de concept à la télé, mais ça devrait pas tarder, j'espère. Mais ça, je vous en raconterai ça dans notre histoire. On refera une interview. Voilà. C'est beaucoup. En plus, c'est très confidentiel. Il y a des choses confidentielles avec la télé. Tant qu'il n'y a rien de signé, on peut pas parler. Bien sûr. Et puis, la boîte de prod me sert aussi donc à financer mes soirées et voilà. Et inversement, les soirées financent mes boîtes de prod. Eh ben dis donc. Ouais, moi ce qui me marque là, si tu veux, à chaud là, c'est que il t'est arrivé pas mal de galères en fait dans la vie et qu'à chaque fois il y a eu des rebondissements en fait. J'allais dire intéressants, tu vois. Après un truc négatif, il y a toujours un truc intéressant qui. Après c'est un peu ma philosophie de vie. Hein. Il y a toujours un mieux derrière le pire, heureusement, parce que sinon ça sert à rien de vivre. Mais effectivement, moi j'ai toujours eu ce truc. Il y a une galère, il y a un truc qui se présente. La télé, c'est vraiment par hasard. Hein. Je connaissais personne dans la télé. Maintenant, je connais tout le monde, mais c'était vraiment par hasard. Quoi. Le mec, je suis arrivé, je l'ai bluffé. Il m'a dit, tu sais faire des tableaux Excel ? Ouais, je savais pas faire un tableau Excel. Tu sais, ouais, tu connais Paris. Ça fait 2 ans que je l'ai à Paris comme ma poche. Ok, c'est bon. Il m'a embauché, on a sympathisé. Et heureusement, il y avait un GPS. J'ai appris à faire des tableaux et puis de tableaux, j'ai appris à faire des facturations, de la compta, des payes. Et puis, on va dire qu'une confiance s'est créée et je me suis retrouvé à m'occuper de lui, de sa vie et de sa boîte. Et c'était super. Donc, et donc, c'est pour ça, à un moment, il y avait une émission qui devait se faire et le générique devait être ce morceau, This Beat c'est hypnotique. Parce qu'ils trouvaient le morceau super, c'est bien pour un générique, ça serait trop bien, voilà, exactement. C'était un magazine d'investigation, exactement, c'était la même chose. Mais nous, on va le garder en bête sonore. Voilà. Il y a Nicolas Dranet qui dit les creux, c'est pour mieux remonter. Je pense que là, tu illustres. Exactement. Alors, je sais pas si là, je dois être à milieu de creux parce que bon, le Covid, ça nous a repris une petite. Après, voilà, les soirées repartiront quoi qu'il arrive. Ouais. Là, on en a pour 8 semaines, je dirais, plus que 4. Je pense qu'on a pour 2 mois, on va dire, quasiment. Hein. Je pense que début février, ça va repartir. J'espère pour nous, parce qu'on a une programmation à Lille. En février, on refait un art. On a donc Paula Temple qu'on doit refaire au Dièse. Et puis, on a d'autres choses qui arrivent. Bon, ça, elles ne sont pas encore officiellement. Donc, on espère vous ramener Sama à Montpellier. Quoi. Bon, on va surtout attendre que l'épidémie se calme. Comme tout le monde, ouais, c'est ça. On espère tous. Ouais, parce qu'il y avait quand même un moment un peu intéressant là, entre août et octobre, quand même, c'était reparti quasiment à la normale. Donc, ouais. Nous, on l'a vu, hein, parce qu'on a fait Thomas Schumacher à Lille, au magazine, et le magazine, ça marche, quoi qu'il arrive, parce que dès que tu fais des trucs, ça marche bien. Mais là, on a eu une espèce d'engouement, on l'a vu, c'est vraiment, les gens ont envie de s'amuser, oui, quoi. Donc, oui, tout à fait. C'est vrai que ça repart, quoi. Même on l'a vu, tu vois, nous sur Béziers, il y a Christophe qui a organisé, Tom Poux qui a organisé une. Boris Breja. Aux arènes. Alors, autant que, une année avant, il y avait eu une soirée qui n'avait pas eu forcément beaucoup de succès, malgré qu'il y avait des noms connus. Autant que là, ça a été la folie. 6000 personnes, carton plein. Un truc de fou, quoi. Ouais. Les arènes de Béziers remplies. Donc voilà. Bon, nous n'y étions pas, mais la scène était bien, était belle, et ça a été une réussite totale. Voilà. Donc bravo Christophe. Et c'est vrai que faire des soirées dans cette période-là. Alors je sais pas si toi, Fred, nous, on organise des soirées à notre niveau aussi, mais là pour l'instant on est timide. On prévoit rien. Pratiquement rien. On attend de voir mois de mai parce que historiquement depuis 2 ans ça se calme toujours un peu au mois de mai, mois de juin quand il fait chaud. Mais c'est vrai que là c'est en tant qu'organisateur de soirée, on y va. On est d'accord que là on va y aller avec les pieds, on va marcher sur les œufs quoi. Doucement, quoi, parce que... C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand ils ont annoncé les 4 semaines, on nous avait dit à plan d'amour que ça serait plutôt 8 semaines. Bien sûr, évidemment. Ça risque d'être le cas malheureusement, parce que moi à mon avis ils ont dit 4 semaines pour calmer le jeu, tu vois. Oui. Mais ils savent très bien qu'ils vont faire 8 semaines. Ils font ça chaque fois. Ouais. Et d'ailleurs, petite pensée à tous les organisateurs. Hein. Parce que faut savoir que par exemple Philippe B à Nantes, hein, pareil au Warehouse qui a dû annuler toutes ses soirées, toutes les boîtes. Sachez qu'on pense à vous, voilà. Et aussi surtout tous les DJ, nos potes DJ moins connus, même généralistes, hein, qui eux vivent que des petites dates et qui eux par contre se retrouvent sur la paille. Alors déjà qu'ils étaient sur la paille depuis 2 ans.
Donc les copains, Ouais, c'est ça. on pense à vous les copains, sachez-le, hein, et j'espère Parce que c'est vrai que les clubs, bon, bah, il y a quand même des aides pas mal, et heureusement, c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai que les orgas, par exemple, les orgas indépendants, bah, c'est un peu plus compliqué d'avoir des aides, parce que la plupart du temps, les orgas indépendants, comme moi, ou j'imagine ceux qui font des festivals, prennent souvent des intermittents ou des choses comme ça. Donc, ils n'ont pas vraiment de masse salariale. Ils n'ont pas vraiment non plus de coûts fixes, les fameux coûts fixes qu'on va donner au club. Mais par contre, ils nous donnent d'avoir une aide parce qu'on perd un chiffre d'affaires important. C'est-à-dire, moi là, sur décembre, j'ai un gros chiffre d'affaires que je suis en train de perdre. Donc effectivement, on espère avoir des aides aussi, quoi. Ouais, on a eu, bien, moi, je vais pas taper. Je les ai eu, c'est-à-dire de octobre jusqu'à juin, j'ai eu toutes les aides. Hein, donc j'espère. Et heureusement qu'il y a eu ces aides. Par contre, ce qui a été compliqué, c'est pour ceux qui sont intermittents. Parce qu'il y a plusieurs, il y a des artistes, c'est plus compliqué. Bon, il y a des artistes qui ont un contrat d'intermittent du spectacle. Il y a des artistes qui sont auto-entrepreneurs. Il y en a d'autres qui sont. Et eux, par contre, se retrouvent. Il n'y a plus rien qui tombe. Voilà. Il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça. Et les intermittents, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi, pour avoir été intermittent, c'était une galère. Hein. Je veux dire, j'étais intermittent à l'époque. Et j'imagine bien qu'ils ont bien dû galérer pendant la période Covid. Là. Voilà, bon, bah, écoutez, nous, l'avantage, c'est que s'il y a des nanas qui sont dispo, on va faire des interviews, hein, on va s'occuper de vous. Hein. Avec Jean Bruce, hein, on a déjà prévu, on va, s'il faut, si c'est pas prévu, on va refaire des interviews, on va profiter que les artistes soient dispo. C'est le seul positif, on va dire, c'est que il y a certains artistes qu'on peut pas avoir d'habitude parce qu'ils tombent tout le temps. Par exemple, quand on a eu The Hacker, tout ça, c'est des artistes que normalement c'est compliqué à avoir le week-end, et là, du coup, ils étaient dispo et on a pu en profiter. On essaie de faire comme toi, on essaie de rebondir, transformer quelque chose de négatif en positif, quoi. Ouais, il y a que ça à faire, hein, de toute façon. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, tout le monde sur le live a apprécié ton histoire et cette leçon de vie que tu nous as donnée. C'est qu'on ne te connaissait pas sous cet angle-là. Et je pense que c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant ces interviews aussi pour ça, tu vois, parce que on a des artistes. Vous avez découvert la phase B, la B-side. Ouais, la B-side, voilà, c'est ça. T'as fait la phase B de Fred B-side. La phase cachée. Mais d'ailleurs, raconte-nous un peu Fred B-side alors. Ah oui, c'est vrai, pourquoi? Parce que ça fait partie normalement. Alors, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais. Alors Fred B-side, alors bon, évidemment, je m'appelle Frédéric, hein, donc Fred. Mon nom de famille commence par B. Donc à l'époque, donc ce nom-là, j'ai trouvé juste quand je suis arrivé au Phébus. Je dis, faut que je trouve un nom avec B. Donc et ce qui est vrai, c'est que je me suis aperçu que je jouais beaucoup de phase B. C'est-à-dire souvent sur les phases B à l'époque des vinyles, il y avait beaucoup des remixes. C'est souvent ça que je jouais. Donc je me dis tiens, je joue quand même beaucoup des phases B, B-side. Mon nom de famille commence par B et puis B-side, on sait, la plupart savent que je suis homosexuel, donc j'ai une sexualité autre, B-side aussi. Donc je trouvais ça assez rigolo en fait de jouer sur tous les tableaux et ça correspondait bien, voilà. On nous réclame un petit peu de son. Peut-être que pour relâcher un peu la pression, après c'est ce moment un peu quand même avec un peu d'émotion. Peut-être un petit morceau de ta sélection. On va passer dans les années 2000. On va aller dans les années 2000 un peu là. On va Eric Price ou Cyrus D ou Adam Beyer. Bah vas-y, mais puis, c'est toi. Cyrus D. Allez, on est Cyrus parti. D, évidemment. Cyrus D, on est parti. Cyrus D. Donc là, on est sur un son plus actuel, qui est sorti en vinyle. Hein. C'est une pochette. Ouais, que je joue tout le temps. Je me lasse pas. Non, j'adore ce morceau. Bon, Cyrus D qui cartonne en ce moment, hein, depuis quelques années maintenant. Très régulièrement au top 100 de Beatport, au top 10 même. Que ça soit l'un ou l'autre, les deux cartonnent, Eric Price ou Cyrus D. Eric Price, les deux. Que ce soit Prida, Eric Price, l'un ou l'autre. Moi, à propos d'Eric Price, c'est chaud que j'aimerais voir. J'aimerais voir un de ses lives en vrai, hein, parce que lui, c'est aussi, monstrueux. C'est impressionnant. Ouais, à chaque fois que je regarde le truc là, comme il a fait à Londres récemment là, ça sont des malades. Ouais. Alors lui, autant il est dans l'avenir en fait, il est dans le futur, il vit dans une autre planète. Quand tu vois, c'est chaud, mais c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, lui, pareil, hein, c'est des artistes qui doivent galérer, hein, parce que alors lui, en plus, quand tu vois le nombre de personnes qu'il y a derrière, quand tu annules un spectacle comme ça, ça doit être galère. Hein. Ah, j'imagine. Tu veux en mettre un autre, Jean? Mais Eric Price, du coup, allez, vas-y, passe. Tu veux laisser tourner? Bon, laisse tourner. Si tu veux mettre des commentaires dessus.
Ça doit faire. Depuis que je l'ai ce morceau, je le joue tout le temps. Quoi. Et puis il fait toujours le le même effet, donc je me lasse pas, quoi. Non, alors est-ce qu'on sera coupé normalement? Non. Vu le label, on ne devrait pas être coupé, mais bon. Je vais quand même vérifier si on n'a pas un avertissement Facebook, hein, si jamais. Ouais. Soyons prudents. Ça serait dommage. Rien à l'horizon. Bon. Voilà. Je ne connais pas ce morceau, je ne le connaissais pas. Moi non plus. On écoute le break. Pareil, on peut beaucoup jouer avec les aigus là. Hein. Ah ouais. Alors, si vous aimez le son, on va remercier Sébastien qui a fait le traitement du son de la radio. Hein. Donc toi, tu l'as pas trop le traitement, mais tu l'auras si tu regardes l'émission différée. Fred, hein, tu verras. Je la regarderai. C'est 2017, je pense. Ça c'est du break, hein. Ouais, le genre de morceau qui te maintient sur la piste, quoi. Bah, c'est le genre de morceau que j'adore, moi. Ouais. Pas moins ton genre à toi, Jean-Bruce, mais moi, je suis. C'est bon. Si, c'est bon. 2017. On se met Eric Price, un peu. Allons-y. Allez. Rien qu'aux premières notes, un expert pour le reconnaître. Il a toujours aimé ses sons, hein. Notre ami Pride, ou Prida. Toujours le même genre d'intro. Ah, attends, ouais. Il te reste de la batterie ou pas? Ah non, t'es obligé de changer? Ah, il avait... A priori, il faut qu'il change ses AirPods. Si j'en bouge la tête, c'est que ça va, il me connaît, Sébastien. T'as plus de batterie, Fred? Il te reste de la batterie, Fred? Il a pas les portes, il peut pas t'écouter. Si, les amis, mais... Parce que là, on t'entend plus. Voilà. Ah, c'est bon. Je suis revenu. Voilà. J'ai juste changé les AirPods parce qu'il n'y avait plus de batterie dans les autres, donc j'ai pris les autres. Oh là là, le mec, il a deux paires d'AirPods quand même. Ah non, c'est de mon ami. Mais voilà, Bon, on est organisé. Je vais envoyer un message aux ingénieurs d'Apple en leur disant vous faites chier, c'est bien beau, mais faites des batteries qui durent, quoi. Ah, ça dure pas, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le problème des AirPods, ouais. Bon, voilà. Je suis pas fan des AirPods parce que mon métier c'est de les nettoyer un peu et ça m'énerve. Donc message personnel, nettoyez vos AirPods, prenez un coton-tige, un peu d'alcool et nettoyez-les, hein, et n'allez pas à l'Apple Store demander au Genius de le faire, s'il vous plaît. Voilà, un petit message personnel. Bon, on reconnaît bien Pride, hein. Je connaissais pas le morceau, mais par contre on reconnaît la patte du monsieur. Donc ça pareil, c'est un morceau 2004, c'est un peu plus vieux ça, ouais, 2004, Eric Ouais. Price. Après, il y a un morceau que j'adore de Price, c'est quoi Oh, il y en a tellement fait. Ouais. C'est quoi le morceau que j'adore de Price? Prida ou Prides? Non, d'Eric Price. C'est C'est quoi? Opus, ouais. Opus, Ah, bon. attends, je vais le chercher. Ouais. Je me rappelle plus du tout. Opus, c'est ça? Opus, ouais. C'est un trailer, Ouais, ça. bon. Je regarde si je le trouve. Attends. Ouais, si, ça doit être ça. Ouais. Opus. Ouais. Ah oui. Bah ouais.
Ouais, oui. C'est le genre de morceau que j'aime jouer, quoi. Je le passe un peu. Hein. Sébastien, il dit que c'est devenu Ouais. un hymne. Ah bah oui, mais c'est... Ouais. Je sais pas si tu le connais celui-là, Jean. Il part après, ça monte. Dans les festivals, ça a été, pendant un moment, dans les festivals, ça a été la montée... Diabolique. Ouais, mais... C'est le début du morceau, ça. Hein. C'est même pas Ouais. le break. Hein. Très long. J'ai juste... c'est pour ça que je passe un peu. Je repasse un peu encore. Voilà, là, on est à 1 minute 19. Voilà. Ça a été utilisé dans des clips de festivals, des machins, des after movies à l'appel. Tu vas comprendre pourquoi. Il est bon ce Pride, hein. Ouais, très très bon. Mais d'ailleurs, ce morceau dans un de ses lives là, avec son putain de show là, avec ce morceau, avec les Sébastien, espèces il me de... dit là pour le coup, tu vas te faire Là-bas. couper. Ah oui, je vais peut-être me faire couper, ouais, là, ouais. Ah. Ouais, bon, ouais, je baisse. Regarde, on parle par-dessus, ça va. On va monter. Alors, je baisse, je monte. Le robot Facebook ne dort jamais. Ouais, là, par contre, ouais, c'est vrai qu'au niveau des droits, là, ça va tomber. Mais bon, ouais, là, quand je Attends, regarde. parce qu'il y en a qui réclament la montée, donc on va... Ah, la montée, elle est là. Ouais. Bah, on parle par-dessus, ça va passer, Elle arrive. Vérifie. Comme ça. Non, mais je vois, il n'y a pas de 1, t'inquiète pas, c'est vierge, c'est... Non, des fois ça coupe d'un coup. Hein. Non, ça coupe pas d'un coup, t'as un avertissement d'abord. Ah ouais. Voilà, ça monte. Et ça, c'est vrai que ça a été utilisé, mais alors celui-là, voilà. Bon, je passe un peu parce que si on va pas, on n'a pas fini. Ouais, elle va être là. Mais il a utilisé pour son show là en intro. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin. Ah bah oui. Là, je peux vous mettre un extrait de son show, hein, je peux le trouver. Enfin voilà, ouais. Le show avec la main là, le show avec sa main là. Ouais, la main, le truc en arrière. Attends, Ah, je vais voir si je trouve incroyable, incroyable. live. Le, Ah, je le vais truc est trouver ça. incroyable. C'est complètement fou en fait. Ouais, voilà, attends, Holo. Mais attends, est-ce qu'on va l'entendre? Est-ce que c'est avec ce track là? Alors, il y a ça dure 2h27. La main, elle est là. La main. Non, mais j'ai trouvé la main. Attends, je vais vous le mettre la main. Je vais vous mettre la main. Donc, ça, c'est bon. Vous le trouvez sur YouTube, hein, c'est sur YouTube. Hein, je vais vous mettre l'écran. Voilà. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et la main, vous allez la voir là, elle va apparaître là. Bah, allez, attends, j'avance un peu. La main, elle est là, elle est par là. Voilà, regarde, Jean. Regardez ça. Regardez, ça, c'est une espèce d'hologramme. Hein. C'est complètement ouf. Et t'as l'impression que ça vient sur toi. Ah, ce mec est malade. Hein. Et c'est vrai que j'avoue, bah, j'aimerais bien le voir sur live. Voilà. Moi aussi. Bon, ça va peut-être arriver. Hein. Donc, on sait jamais, il n'y a plus qu'à espérer. Hein. En France, mais ça se trouve, c'était prévu, hein, mais malheureusement, maintenant. Voilà. J'ai une petite question, Fred. La petite question que je pose tout le temps. Quelle est la meilleure soirée à laquelle tu as participé en tant que spectateur, pas forcément en tant qu'acteur? Alors, bon, il y en a plusieurs, mais une qui m'a marqué parmi toutes, mais vraiment, je me rappelle comme si c'était hier, c'est la fameuse Boralis aux arènes de Nîmes. Ah. Voilà. La première Boralis aux arènes de Nîmes. Voilà. Je me rappellerai toute ma vie. C'était, je me trompe pas, c'est en 94. Alors, je dis pas de bêtises. 94, non? Ouais, il me semble. Je crois. Hein. 95. Ouais. 94, 95. Je crois qu'en 94, il y avait il y avait une année un peu entre le New York et les arènes, il y avait un truc, et il me semble que c'est 95. Ils ont fait 2 fois les arènes. Hein. Ouais, 95-96, ils ont fait les arènes, je crois. Et c'était après les Penguins 97, 98 et 99, c'était la dernière qui n'a pas eu lieu parce que ça a été l'apocalypse. La cata. Ouais. En tout cas, voilà, la première dans les arènes de Nîmes, si je me trompe pas, avec Carl Cox, hein, la première. Et c'est celle-là. Là. D'accord. C'était assez fou. Ouais, c'était assez fou. Assez fou. Ouais. J'étais perché en haut des arènes de Nîmes, pour le coup. J'étais monté le plus haut possible. Et je crois que je touchais le ciel. J'étais vraiment tellement heureux. C'était une soirée de dingue. Voilà. Ouais. Et il y avait cette espèce de communion, quoi. Les gens, vraiment, tout le monde dans le même truc, quoi. C'est la première fois aussi que je voyais un truc aussi gros pour la techno. Et c'était beau à voir aussi. Ouais, j'étais pas malheureusement, mais c'est vrai que tous les gens qui ont... Moi, j'étais sur celle des Penguins à Montpellier. Mais c'est vrai que bon, ça a marqué les esprits aussi. Hein. Ah bah oui, carrément. Et la pire, allez, fais-nous rigoler.
La pire soirée, alors est-ce que j'en ai des... je crois que les pires, je les ai oubliés. Donc, je non, pourrais mais pas alors, t'en citer vraiment. attends, la pire, mais avec une anecdote vraiment très croustillante. Allez, vas-y. Il y en a toujours, hein. Tu crois aussi. Tu vois, non, j'en ai pas parce que je les oublie vraiment, les pires soirées. Ouais, j'ai vraiment pas de... Je pense pas. Après, j'aime tellement sortir que même dans la pire soirée, je trouverai un truc à faire pour m'amuser. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Si la musique est nulle, il y aura toujours quelqu'un avec qui je vais rigoler. Il y aura toujours... Donc au final, du pire, je vais faire une bonne soirée quand même. Donc j'ai pas vraiment de pire soirée. Non. D'accord. Donc on voit bien ta psychologie quand même, hein, malgré tout, parce que effectivement, ça positive. Voilà. J'ai aussi une autre question. Le live, alors je parle pas d'un set de DJ, je parle d'un live qui t'aurait marqué. S'il y en a un qui t'est marqué. Octavoine. Ouais, Octavoine Orex. Oui, mais Octavoine Orex, c'était assez dingo. Les voir tous les deux derrière toutes ces machines et toutes ces fils et ces machines, je comprenais rien. Et ils sont dans tous les sens, les deux là, ils sont impressionnants. Voilà, moi parce que je l'ai vu de près en fait. Parce que d'habitude, c'est vrai que les lives, je voyais souvent sur scène. Et là, comme j'étais leur gars, donc j'étais derrière. Et c'était vraiment très impressionnant de les voir. Et ils connaissaient tous leurs boutons de A à Z. Ils se trompaient pas. Je veux dire, en plus, si tu as déjà vu peut-être un live d'Octavoine, ça va très vite, quoi. Ça rebondit, ça va dans tous les sens. C'est impressionnant à voir. Ils étaient impressionnants à voir plus que le live, quoi. D'accord. Ils sont vraiment. Ouais, eux font partie du show, quoi. Finalement, c'est de les voir eux qui fait partie. Ouais, carrément. Ouais. Et t'aurais une anecdote là, Olive, il demande une histoire rigolote. Je sais pas, une anecdote, un truc un peu, comment dire, on pourrait dire un peu hors du commun, un truc qui soit arrivé pas banal, quoi. Tout ça. Dans une soirée. Dans une soirée, alors qu'est-ce qu'il peut alors j'en ai plein par rapport au positif parce qu'ils ont arrivé plein de choses. Le fameux pont. Alors ceux qui ont connu le ponton à 7, je sais pas s'ils étaient là. On avait fait une positive sur le ponton à 7. Cette espèce de ponton qui se trouve en face de 7, où il y avait une espèce de gros bateau là qui était posé sur cale. Et en fait, les flics ont cherché toute la nuit d'où venait le son, puisque ça résonnait sur l'eau, et ça allait dans 7. Mais toute la nuit, ils ont cherché. Et ils sont arrivés quand même à 7h du matin au ponton. Et ce jour-là, ils nous ont demandé évidemment de débrancher le son. Et bizarrement, personne ne voulait débrancher le son. À l'époque, c'était Laurent Blanc. Personne ne voulait toucher au son. Et pourtant, Laurent Blanc avait toujours peur qu'on lui pique son matos, qu'on lui prenne son matos. Et personne ne voulait débrancher le son. Et ça a fini qu'il y a un flic qui a commencé à être un petit peu plus, on va dire, véhément. Il est allé se rapprocher de, je sais plus qui s'occupait du son. Il a demandé à couper. Le mec a coupé. Ils ont commencé à repartir et on a remis le son. Et ça a duré pendant une bonne demi-heure. On a fini au commissariat de 7 à se faire incendier et on était assis au commissariat. Donc Lionel se faisait interroger puisque c'est lui que j'envoyais toujours devant, puisque c'est lui qui se présentait. Et on voyait rentrer des gens toutes les 5 minutes. Ils disaient « Ah, mais je sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Vous avez entendu tout ce brouhaha ?» Et toutes les 5 minutes, il y avait des vieux qui arrivaient, qui venaient porter plainte pour le son. Donc, et toi, tu les regardais comme ça? C'est l'heure de dire. Ouais, je regardais. J'étais bien, donc tout allait bien. Pour moi, il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Donc, ouais, c'est un peu ça. Oh putain. C'est honteux, monsieur. On en a eu plein d'anecdotes. Après, je ne les ai pas toutes, mais c'est vrai qu'avec toutes les soirées qu'on a fait un peu partout, il nous est arrivé plein de choses différentes. C'est assez rigolo, quoi. Même pour aller, je crois, pour aller à la Boréalis, donc c'était avec Laurent Lionel, on est parti en voiture et on était dans une voiture, on était 5, c'était la voiture d'une copine, et sur la route de Pézedas, genre 3 km avant d'arriver à Pézedas, alors on n'avait rien pris encore, on était plutôt bien, on voit apparaître un cheval au milieu de la route, et on s'est retrouvé avec un cheval qui est rentré dans la voiture, qui a défoncé la voiture. En fait, il y a un cheval qui s'était échappé d'un champ, qui est sorti à ce moment-là, et on s'est pris en pleine face, la voiture coupée en deux au milieu, avec la tête du cheval au milieu. Et là, vous vous dites, comme vous racontez ça à quelqu'un, vous dites, vous étiez, non, on était normal. Et après, par contre, on devait faire la soirée quand même. Voilà. Et on avait fait la voiture, les flics, j'ai démerdé avec le cheval. Vous arrivez 2-3 trucs comme ça. Là, je peux le remettre aussi. Je trouve ça absolument stupéfiant. Hervé, il parle de l'hélicoptère, lui. Hervé, il dit l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'hélicoptère? Ça te parle? Alors ça devait être à Pézenas. C'est quand ils sont passés au-dessus de la teuf, c'est ça? La fameuse, avec Cantagril. À Saint-Ibéry. Avec Cantagril, qui était avec un caméscope. Là, c'était les salles gosses, je crois. Oui, c'est ça. Le truc, ouais. Il faut que vous écoutiez l'interview de Max et d'Escalo. Tu étais, Fred? Voilà.
Ouais, j'étais, ouais. J'étais aussi. Et en fait, je me rappelle, c'est l'hélicoptère qui est passé au-dessus et du coup, les gens l'insultaient. Et puis en fait, il y avait tellement de bruit. Et puis à un moment, il a fini par se poser quand même. Hein. C'était assez impressionnant, ce truc-là. C'était quand même rigolo, là. À ce moment-là, c'était quand même il y avait quand même une espèce d'état d'esprit que les gens avaient quand même rigolé quand même beaucoup plus qu'ils étaient agressifs par rapport à la police. Ce qui est arrivé plus tard dans les Technivals, quoi. Ah. D'où ce qui m'a sorti aussi un peu de ça. Les Technivals m'ont un peu fait changer c'est devenu un peu trop dark, trop glauque et trop agressif à mon goût. Ah, cette teuf, on en parle à chaque fois. Avec Clément Pérez, on essaie de trouver. On a la date, ça c'était au mois de mai 96. Il paraît que c'est une Dragon Force ou une Sale Gosse, on ne sait plus trop. Je crois que c'était une Sale Gosse, mais peut-être Dragon Force. Peut-être Dragon Force. Voilà. Et j'ai impossible de mettre la main sur ce flyer si quelqu'un arrive à le trouver, parce qu'on en parle à chaque émission quasiment. Enfin, j'exagère, mais. J'ai jamais pris un pied pareil. Pour les gens du Sud. Et c'est vrai que moi, je suis parti avant l'hélico. Moi, je suis parti au petit matin. Et, moi, j'ai vécu l'hélico. Et l'hélico, j'ai pas vu. J'ai su après. Pour l'anecdote. On était fatigués et nous on avait décollé un morceau de la déco qui était des grandes fresques, si tu veux, en tissu. On avait tellement froid qu'on s'était foutu dedans comme des hot dogs et on avait fait une petite sieste dans la déco. Enfin, bref. Cette soirée elle a marqué beaucoup de monde en tout cas, parce qu'elle revient souvent quand même. Ouais. J'ai deux petites questions encore, Fred, à te poser qui m'intéressent. Petite question coming out. Ouais, tu vois. Qu'est-ce que tu détestes dans la scène électronique mais que tu n'oses pas dire? Est-ce que tu oserais le dire? Toi, t'as pas ta langue dans ta poche, donc c'est pas... Alors il y a plusieurs choses que je déteste. Alors la première, évidemment, c'est les bookers. En tout cas, la façon de faire de certains bookers, qui est insupportable. C'est-à-dire que maintenant, avant, ils nous donnaient un prix, on acceptait ou pas. Maintenant, c'est à toi de faire une offre. Donc c'est hyper compliqué, évidemment, de faire une offre, parce que faire une offre pour un lieu où tu as 500 personnes, pour faire une offre pour un lieu où tu en as 10 000, c'est pas la même chose. Bien sûr. Et à partir du moment où ton offre est trop basse, tu as l'impression qu'ils te prennent de haut. Hein, c'est insupportable. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui est insupportable, c'est des bookers. En fait, ils ont pas la notion de leur gars. Hein. Ils pensent à la carrière de l'artiste et aussi à la porte-monnaie. Des fois, c'est un peu chiant. Parce que je pense que des artistes passent à côté de pas mal de choses à côté de ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je vois Charlotte DeWitt, que j'ai fait 2 fois en Rex. Ça devient très compliqué maintenant de la rebooker parce que ces bookers, ils préfèrent les faire faire des festivals où il y a quelques personnes. Évidemment, c'est hyper rentable. Mais bon, c'est insupportable parce que elle, quand on lui parle, elle aimerait bien faire des trucs un peu plus cool. Voilà, mais elle dépend de son booker, donc c'est un peu chiant. Donc ça, c'est un peu le premier truc qui m'énerve sur la scène électro. Et la deuxième chose, c'est le manque de mémoire. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, mais dans le sens à tous les niveaux, c'est-à-dire les DJ qui sont devenus gros, les artistes qui sont devenus gros orgas, etc., et qui oublient un peu les autres d'avant, qui crachent dans la soupe, ce que j'appelle, moi ce que je dis. Alors je vais pas citer, mais on a quelques DJ. Moi j'ai eu le coup avec Caro Biscuiti, où j'avais été un peu vexé du fait que quand je suis bonne elle me doit rien, je veux dire, à sa carrière, on est d'accord. Si ce n'est qu'on a beaucoup fait jouer à Montpellier dans les environs d'époque, et quand on lui dit on veut faire un truc un peu revival positive et on veut des artistes, on avait demandé à John à ce moment-là, je crois qu'il pouvait pas. Donc on a pensé à Caro automatiquement. Et elle te dit je te fais un prix d'amis, elle t'envoie vers un booker qui t'assassine. Tu te dis sans demander l'aumône, tu pourrais me dire en fait non, je vais être trop cher à ce moment-là, je peux pas. Attendons un peu, je sais pas. Il y a des choses comme ça il y a des non-dits qui se font et qui fait que du coup ces gens-là, on a l'impression qu'ils ont oublié un peu d'où ils sont partis, par où ils sont passés, par où on passe tous, avant d'avoir une certaine réussite. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les agents, malheureusement, certains agents, et selon la personnalité de l'artiste, ça joue beaucoup. Mais c'est vrai que on en veut moins aux artistes qu'au système, parce qu'en fait, c'est souvent des gens qui rentrent dans un système. C'est un peu comme, tu sais. Tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'est pas manager, tout le monde n'est pas, je dirais, prendre pas son destin en main. Il y a certaines personnes qui effectivement se laissent un peu. Dans les sociétés, on le retrouve aussi, tu vois, tu te laisses embobiner dans tout un truc. C'est comme un vendeur. Moi, je connais bien le sujet. Tu peux faire ce que le chef des ventes te dit à la lettre comme un robot, ou tu peux lui dire, écoute, lâche-moi la grappe, moi je t'amène le résultat. Une fois qu'il y a le résultat, me prends pas la tête. Moi, je fais les choses à ma façon. Ouais. Mais
pour oser dire ça, faut avoir c'est pas la portée de tout le monde. Et après, c'est un système. Après, c'est vrai, hein. C'est un système. Donc, il y a des enjeux financiers. Tout le monde n'est pas capable de poser ces trucs sur la table pour dire voilà, écoute, moi ça se passera comme ça parce que aux dernières nouvelles, c'est moi qui ramène l'argent parce que c'est quand même l'artiste qui ramène l'argent. Donc, il a un peu le droit de faire ce qu'il veut. Bon. Et ouais. Mais bon, t'es pas le seul donc ça, à penser ça. C'est un truc qui m'énerve, voilà. D'accord. Et, je te rassure, ça n'énerve pas que toi. Hein. Voilà. Et après, donc, du coup, on se retrouve avec des soirées à des prix exorbitants au niveau des entrées parce que les bookers ont fait monter les enchères tellement haut que tu te retrouves à une soirée avec un seul gros artiste qui coûte très cher et les gens ont du mal à comprendre et ils te disent mais vous faites trop de pognon. Non, en fait non, c'est que derrière ils sont trop gourmands. Ça devient compliqué. Et je trouve ça un peu dommage. Après, bon, c'est un peu la rançon de la gloire. On a voulu que la techno démocratique, elle rentre dans un système. Elle rentre dans un système commercial qui fait que, du coup, aujourd'hui, à part certains DJ, la plupart sont rentrés dans le système, comme tu disais, et du coup, ne sortent pas des rails tracés par leur booker, par leur management, par etc., etc. quoi. C'est très compliqué. Ouais. Et on sera très intéressés dans 15 ans, si on est toujours en vie, de les interviewer ces gens-là et de leur demander justement avec le recul, une fois que tout sera peut-être, qu'ils ont peut-être tout perdu, qui sait à force de jouer à ce jeu, de savoir comment ils l'ont vécu au final, tu vois, parce qu'on en connaît qui laissent leur santé en plus, qui se stressent beaucoup pour pouvoir faire plaisir aux bookers. Faut vite faire des dates à gogo, faut se rendre malade, et on en connaît qui en sont morts d'ailleurs. Et ça sera... Pour moi, ces gens-là seront plus intéressés à interviewer dans 10 ans que maintenant. Oui, bien sûr, oui. Ils auront un peu de recul sur tout ça, quoi. Et ouais. On note, on a certains noms, s'ils sont toujours vivants dans 10 ans, hein, parce que y a certains, malheureusement... être fatigué. C'était Ardisson qui avait fait un truc comme ça. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est Avicii. Hein. Il parle des gens après leur succès et voir un peu c'est intéressant. Si tu prends Avicii, c'est un peu ce qu'il a vécu. Hein. Sous pression en permanence. Il faut jouer là-bas, il faut jouer là-bas, il faut jouer là-bas, il faut faire ça. Le gars, il dort plus parce qu'après, il fait vendredi, il prend l'avion, tu joues là, tu prends l'avion, tu vas à l'autre bout de la terre, t'as à peine le temps de dormir 3 heures et 4 heures. Il y a beaucoup de stars qui ont vécu ça, mais The Hacker nous en a parlé avec justement Miss Kitty, avec Caro. Ils ont vécu ça aussi, c'est-à-dire à l'époque de... quand ils étaient chez Gigolo Records, ça tournait, mais c'était un truc de malade. Et tu te croisais, tu rentrais de l'aéroport, tu dormais un petit peu, tu repartais le lendemain. C'est vrai que c'est des vies, tu peux pas faire ça toute ta vie. Mais il y en a certains, par contre, qui font ça longtemps, et il y en a certains qui sont obligés de prendre des produits parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, faut le dire, hein, il y en a qui le disent. Hein. Pas forcément de la drogue, des produits. Ouais, mais peu importe. Ça peut être de la drogue, ça peut être ce que tu veux, mais ils sont obligés pour tenir voilà, t'en arrives à un point, et ça fait des fois, malheureusement, ça finit mal. Voilà. Pas tout le temps, mais ça finit mal, et c'est vrai que le Covid, on en parlait quand on avait interviewé Garnier, a un peu remis les pendules à l'heure pour certains. Hein. Le Covid, du jour au lendemain, t'es là. Ah ben non, t'as tout qui est annulé, t'appelles ton bouquin, il n'y a plus rien. Ah ben je fais quoi? Je suis chez moi, alors Et d'ailleurs, moi je pensais qu'avec le Covid, comme beaucoup d'ailleurs pensaient, on pensait qu'avec la crise du Covid, ça allait remettre un peu les choses à plat, on va dire. Je parle pour nous des filles, quoi, et en fait c'est l'inverse qui s'est passé, en fait. Là, ils sont encore plus chers. Ouais. Il s'est rien passé ils ont pas joué pendant 2 ans, si c'était sur du streaming la plupart, et en fait ils ont les tarifs qui ont augmenté de 30% en moyenne. C'est ce qu'avait prédit Fortinanger quand on l'avait invité. Fortinanger a dit non, je vais te dire de suite. Il m'a dit non, les prix vont pas baisser, au contraire, hein, parce que comme ils ont pas joué, que les bookers sont à cran, ils augmentent les prix. Ouais, c'est ça. Sauf que maintenant ils annulent encore des dates, et qui doivent des dates. Et alors après, je sais pas comment sont faits les contrats. Il y en a, des fois, tu l'as dans le baba. Hein. Et les Américains, par exemple, c'est compliqué. Hein. Un Américain, tu l'as booké, il y a rien. Il te doit rien du tout. Hein. En général, c'est mort. Après, ça dépend de la personnalité des gens, mais c'est vrai que c'est un casse-tête chinois. Et puis malheureusement, ça finit pas. Donc c'est pour ça que nous, en soirée, là, on prend pas de risque. Hein. On s'occupe du label, de la musique, ça par contre, ouais. Les interviews, oui, parce que ça, tu vois, ça manque pas de pain. On peut les faire à distance, et heureusement. Et ça serait bien que ça s'arrête un peu, mais malheureusement, on n'est pas. C'est pas nous qui décidons, quoi. Donc faites les gestes barrières. Continuez les gestes barrières. Reprenez les gestes barrières.
que tout le monde a oublié, tu sais, le truc, j'ai l'hydroalcoolique dans les magasins, que les gens le regardent quand je passe, moi, au petit casino à côté. Ouais. Je passe, je vois les gens devant moi, passe, et l'agent de sécu dit plus rien maintenant, tu sais, alors qu'avant c'était hop, hop, hop. Ouais, ils s'en foutent. Voilà, avant, tu presque, tu prenais une claque dans la gueule, tu sais, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Ah, d'accord, excusez-moi, monsieur, tu mets le gel hydroalcoolique. Ah non, tout le monde passe. Alors moi, je le mets systématiquement, bien évidemment. Voilà, bon, écoute. On va voir, hein. On vit une période, on sait pas quand, j'espère que ça finira, mais bon, en tout cas, on est en train de la vivre et on fait, tout le monde fait, je pense, fait de son mieux, quoi. On a pour quelques années, je pense. Hein. Quelques mois encore, en tout cas. Ouais, quelques mois après, on Là, va je vois pas ton côté dire, optimiste, là. Voilà, Ça, c'est bien, ça. voilà, quelques Ça, on mois. le sent que t'es un Le garçon côté optimiste de Fred. Ça fait du bien, d'ailleurs. Hein, Mm. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on ne te connaissait pas, enfin, un petit peu. Bah, il y en a pour la moitié, la moitié de ce que tu as vécu, et il serait on plus là. savait pas qui tu étais, et c'est vrai que ça fait du bien. Des fois, t'as des gens qui sont un petit peu, tu sais, bon, t'as plus envie de les remonter, mais toi, c'est toi qui je sais pas. Bah, c'est bien, c'est non, mais ça apporte. apporte de la positive, et c'est, de Ah toute oui. façon, c'est comme ça, hein. Allez, D'ailleurs, j'ai une dernière question. évolution, hein. J'ai une dernière Ouais. question, Fred. Vas-y. Une question Je me concentre, attends, je me concentre. question Back to the Future. Ouais. Faudra qu'on fasse un jingle sur ça. Si tu pouvais retourner dans un lieu et ou une époque, ce serait quand et où? Tu peux choisir une époque là maintenant. Tu peux te téléporter, tu as juste un one shot et tu dois choisir le lieu et la date. Ah, c'est compliqué, hein. Là, c'est compliqué parce qu'il y a quand même plusieurs époques, plusieurs lieux. Évidemment, alors, je vais pas repartir dans les années 88-10, même si c'était une belle période. Je vais repartir plutôt dans les années positives, hein, puisque c'est quand même autre chose. Je pense que si je pouvais je retournerais, ouais. Alors, les années positives, 94, 96, les belles années positives, on va dire. Et je pense que j'irais à la salle Alpha Loisir pour le mariage de Lady Barbarella et Carl Cox qui n'a pas eu lieu. Où c'était vraiment une soirée dingue parce que malgré que Carl Cox soit pas venu, personne nous a demandé un remboursement, personne, comme ça se fait aujourd'hui, tout le monde venait dans l'esprit de s'amuser sur cette soirée parce que c'était quand même un truc improbable. Le marié, on avait joué ce côté Paris Trash, on avait fait ça et puis on avait fait avec Max et puis Biscuity d'ailleurs. Après, mariage de Carl Cox et Lady Barbarella. Déjà le flyer lui-même parlait puisque c'était une copie de Paris Match, hein, Paris Trash, on avait appelé ça. Et malgré que Carl Cox soit annulé, malgré que les gens avaient payé plein pot à l'époque, je sais pas, c'était 150 francs, je crois. Malgré tout ça, personne s'est plaint, tout le monde a joué le jeu. Jack est arrivé à la rescousse, il nous a pas dit ouais, il aurait pu nous assassiner. Attendez, moi je vous prends le prix de Carl Cox puisque je vous dépanne. Non, personne. Je veux dire, il y a une espèce, je me rappelle cette soirée, un bon esprit. comme une soirée, comme une vraie réussite, mais sur tous les plans. Financièrement, elle était réussie, artistiquement c'était réussi, et au niveau ambiance c'était réussi. Et je sais pas pourquoi cette soirée-là, parmi toutes les positives, elle m'a vraiment marqué parce que je vois encore tous les sourires, je me rappelle un peu des gens, j'ai des visages comme ça, juste des pensées qui me reviennent. C'était génial, c'était super. Personne n'a dit putain, il n'y a pas eu Carl Cox, on est dégoûté. Personne, c'était vraiment génial. Donc, alors qu'aujourd'hui, vous annulez un artiste, vous en prenez plein la gueule parce que même si c'est pas de votre fait, hein, vous en prenez plein la gueule. Tu dois annuler l'event, quoi, quasiment. Hein, je veux dire. Ouais, quasiment. Ouais. Les gens viennent pour l'artiste, mais du coup, ils oublient un peu de s'amuser des fois, quoi. Et il faudrait faut pas qu'ils oublient qu'ils sont là pour s'amuser aussi. Qu'on est là pour s'amuser là. Ouais, les gens préparaient danser, leur look. Allez, on va s'habiller comme ça. Ouais. Ouais. Cette soirée-là, c'était drôle. Hein. Je veux dire, si je retrouve les photos, je dois les avoir. Moi, où il y a Chris en prêtre, Lady Barbarella en mariée, Jack il a haute forme, Jack. Il y avait, c'était drôle, quoi. Il y avait, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Les demoiselles d'honneur, c'était Cookie, qui fait partie des Quagua, qui était avec des tulles, et Juliette Dragon, qui est maintenant à Paris, qui était habillée pareil avec des tulles. C'était assez drôle, quoi. Ouais. Bon souvenir, quoi. Voilà, donc si je pouvais revenir à un moment, peut-être celui-là était pas mal. Ok. Ah si, j'ai une question. Alors ça c'est pour moi, je suis désolé les copains, mais c'est l'avant-dernière. C'est pour moi. Tu étais à la télé, est-ce que je veux savoir si tu as côtoyé Ardisson et Baffy? Alors, j'ai côtoyé Ardisson et Baffy. J'ai surtout côtoyé Ardisson, parce que en fait, j'ai travaillé pour Serge à l'époque où tout le monde en parle. Donc, c'était les dernières années. Donc, j'étais en coulisses et puis après le tournage, en général, Serge partait manger avec Ardisson. Donc, j'allais manger avec Serge qui mangeait avec Ardisson. Donc, je me suis retrouvé à la table d'Ardisson plus d'une fois. Ardisson, il est impressionnant à écouter parce que c'est un mec qui a vécu plein de choses, qui a une culture qui est super impressionnant. Après, c'est juste ce qui est un peu énervant, c'est que en fin de soirée, vous êtes son meilleur ami parce que il est complètement torché, il a fumé 3 pétards et tout va bien.
La semaine suivante, il te reconnaît pas. Après, bah, Voilà. Mais ouais, ça fait partie du jeu de la télé, c'est-à-dire que les vedettes et les stars se reconnaissent entre eux, et puis toi qui es un petit peu derrière, on te reconnaît qu'au bout de 3 verres. Quoi. c'est très américain, ça. D'accord, ouais. C'est comme C'est peut-être ça aussi qui fait Après- les gens qui ont du succès. Qui sait. Ouais, c'est ça. Après, Bafi, je l'ai vu quelques fois, mais il était un peu sur Ardisson, mais on l'a pas vu tant que ça. J'ai dû le voir quelques fois au resto, quoi, voilà. Bon, Ouais. il roule ses pétards partout où il va. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Et les vannes, et toujours les vannes, la vanne qui va bien, la répartie qui va bien, toujours. Ouais, toujours. Ouais, j'imagine que il rate personne en général. Hein, tout ce que j'ai entendu, C'est ça. Bafi, même dans les restaurants, il rate personne. C'est dès qu'il y a un truc. Agnès a beaucoup apprécié la synchronisation entre le jingle trompette et la chute C'est de le métier, ça s'appelle la radio, mon gars. Cocotte. Ah, voilà. Ça s'appelle la Ah, bah, radio. l'oreille. Si vous voulez des sons, j'en ai. J'ai. Oh, celui-là il est Non, interdit. non, Ah, si, peut-être pas c'est l'heure, si on a le droit, il est minuit. Là. Qu'est-ce que vous voulez, je peux vous mettre un petit Chewbacca si vous voulez. Voilà. Après j'ai Chewbacca et j'ai Chewbacca quand il est triste aussi. Il est pas content. Voilà. Fred, on va, écoute, si tu veux, je sais pas, si t'as quelque chose à rajouter que tu n'aurais pas dit. Non, je vais me boucher, ça fait 1 heure que je voudrais me boucher. Vas-y, Il fallait bouge-toi, me boucher. vas-y. Parce que j'en peux plus, là, Tu veux, on coupe le son même. je suis malade, je suis Tu veux de malade. la bière? Non, non. Non, mais t'as assuré parce que oui, je sais que t'es malade, ouais, effectivement. Ah, je suis très malade. Alors, je me T'aurais bouche. pas à boire? J'ai drôlement soif. Voilà. Ouais. Bah Voilà. écoute, J'ai Ouais, donné. Alors voilà, moi je vous ai à peu près tout dit. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres choses. peut-être. Alors profitez-en dans le chat si vous avez des Ah oui, questions. si, Allez, et on vous laisse. Bigard, il est comment? Allez, et Bigard, il est comment? C'est- Ah là. Là. Bigard, il dit des gros mots. Bigard, t'as entendu? Et Fred ou pas? J'ai entendu, ouais. Ouais. Attends, voilà. Coupe un peu, en fait. Attends. Voilà. Alors, dites-moi tout. Je vous écoute. S'il y a des questions, c'est le- lancez-vous. Et Bigard, il est comment? Alors, Bigard, je l'ai pas rencontré. Ah. Je l'ai pas rencontré. Bon, après, j'ai rencontré Lucchini, qui est dans la vie comme il est Ah ouais. sur scène, c'est le même. Ah, C'est le même. entre toi et lui, ça a dû être une discussion, ça devait faire des étincelles, ça va être génial. Hein, C'était très rigolo. C'était vraiment très rigolo. J'ai passé ouais. une très très bonne soirée avec lui. il Très aurait très fallu sympa. le filmer, ça, tu vois. Ouais. Ah bah la télé, il y a plein de choses qu'il faudrait filmer si vous saviez. Mais bon. Non mais non, mais Après, t'inquiète pas, après, c'est- sans doute. Après, ça ressemble un peu au milieu de la techno. Hein. Je veux dire, il y a des stars, il y a des bois stars, il y a des orgas, il y a les producteurs, il y a le machin, c'est toujours pareil. Quoi. C'est exactement la même chose. Ah, donc, tu es bien aguerri de tout ça, quoi. C'est clair. Voilà. Je remets. Je trouve ça absolument stupéfiant. Il y a aussi Je ça. trouve ces conneries fascinantes. Voilà. Bon, les amis, vous avez d'autres questions peut-être pour Fred ou on va le laisser peut-être aller se reposer? On peut mettre vite fait le Adam Bayer qu'on n'a pas écouté. Ah bah oui, Juste, super morceau ça. juste manière, hein, bon ça c'est 2018, hein, c'est beaucoup plus Ah récent. oui, Hein. Olive demande son meilleur mix dans une soirée, celui que... Ton meilleur souvenir de mix quoi. Ouais, le souvenir de mix là, de toi, ton mix à toi. Waouh. Alors, ça c'est. Alors, sans prétention, je pense que tous mes mix, je les aime bien en fait. À partir du moment où j'ai l'impression que les gens aiment bien, je suis super content. Alors après, évidemment, il y en a plein que j'ai raté, mais le meilleur, j'en ai pas de meilleur. En fait, c'est si je pense au meilleur là, c'est au Rex, puisque au Rex, il y a une espèce de proximité aussi avec le public, où il y a un vrai public qui est vraiment. Moi, au Rex, j'aime beaucoup faire par exemple le warm-up qui fait minuit 2h30. Où j'attrape les gens au départ et on les danse et je les fais exploser. À l'époque des positifs, j'aimais bien jouer à 4h30 du matin, c'est le moment où on fait tout péter. Donc, j'ai pas de mix particulier que j'ai plus aimé qu'un autre. Ce que j'aime, c'est la rencontre. C'est-à-dire, si j'ai l'impression que les gens sont contents, et des fois, moi, je suis pas content de mon mix, les gens disent, c'était super, là, je suis content. Voilà. Bon. Ok. Manu pose une question. Est-ce que ta prod, tu l'as faite sur un ordi ou tu l'as fait avec les synchros des ordinateurs? Avec les machines. Avec les machines. Alors là, actuellement, ce que je fais en ce moment, Non, ta prod, ton morceau. Ah, ton non, disque. j'avais fait avec donc une machine et il y avait un synthé et un 909. D'accord. Donc Voilà. t'as fait sur ordi, t'as séquencé sur un Ouais. ordinateur. Ouais, exactement. Ouais. Cubase? C'était Sonar. Non, mais le logiciel de séquence. Ouais, c'était Cubase. Ouais, ça, ouais. Cubase, voilà.
Ok. Dis-moi, j'ai une petite question. Non, c'est pour la déconne. Ok. Bon, Mais là, en ce moment, je suis sur Ableton, voilà, comme tout le monde. ouais, et là, ouais, beaucoup de donc, monde. du coup, dans ton actu, là, voilà, Attention, ceux qui sont sur fais de la Logic vont musique un t'engueuler. petit Hein. peu, tu fais du son. Alors, j'essaie de faire du son. J'essaie de me relancer dans le son. C'est un peu compliqué parce que je suis un peu rouillé et puis moi, je suis pas de la génération, je suis pas de cette génération ordinateur, mine de rien. Donc, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'essaie. Et surtout, ce que je veux, en plus, ce que je veux faire, c'est un peu particulier puisqu'il y a de la voix. En fait, j'ai 2 morceaux là que je veux travailler où je veux surprendre un peu tout le monde. Bon, en même temps, j'ai pas un auditoire incroyable, mais ce que je voudrais, il y a un truc complètement chanté en fait. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas chanter à la biscuitine. c'est un truc encore autre chose. C'est-à-dire, c'est un peu plus dansant, on va dire. Voilà. Moi, j'aime les trucs qui font danser. Voilà. Donc, il y a toujours un truc un peu entêtant, un peu hypnotique. J'aime beaucoup les sons hypnotiques, c'est-à-dire soit une voix qui se répète, soit une boucle toujours qui est hyper entêtante. Donc là, il y a un morceau qui est là-dessus. Et voilà, j'espère d'ici quelques mois pouvoir les mettre en ligne. Je sais pas, je verrai. Je me pose pas de questions, en fait, je le fais. On va voir s'il arrive. Et j'essaie de travailler avec d'autres gens. Donc j'essaie de m'ouvrir avec d'autres gens aussi pour pouvoir mieux travailler, parce que je trouve, voilà, quand j'écoute le morceau de tout à l'heure, effectivement, je m'aperçois que si j'avais eu quelqu'un qui maîtrisait un peu plus le mastering, un Seb par exemple, ou un Sébastien, je veux dire, s'il y avait des gens qui maîtrisent un peu plus les machines, ça aurait été plus facile pour moi. Là, je trouve que c'est un petit peu basique et primaire ce que j'ai fait. Mais bon, je suis content de moi quand même, j'étais content de mon disque, j'adorais. Bon, voilà. ouais. Et quand je le mettais, il marchait, donc j'étais content. Bah, parfait. Allez, juste, écoute, Jean, ce que je vais faire, juste rappeler juste un petit truc. Pour ceux qui nous posent la question comment faire pour nous soutenir, hein, nous on fait pas de Tipeee, de cagnotte, on s'en fout, on a un Bandcamp, donc vous y allez, regardez, vous cherchez Nocturbulous sur Bandcamp et vous avez toutes les prods, il y a même du vinyle des fois à acheter, même des exclus dont le bootleg de Jean en haut à gauche là, hein, donc qui a été bon, c'est un des disques. Tu l'as entendu celui-là On va te mettre vas-y, mets-lui le teaser, le petit teaser là. Ouais, on va te mettre le teaser. Donc du coup, tout simplement, vous achetez le track, alors si possible sur Bandcamp. Alors, on n'a rien contre les autres plateformes, c'est juste qu'on gagne beaucoup plus d'argent avec Bandcamp, même si on est sur toutes les plateformes. Hein. Enfin, pas pour tout, mais en tout cas, par exemple pour le Max Cocaine, ça sera que exclu Bandcamp, comme le Paradise 3001. Mauvaise nouvelle au niveau des vinyles de ce côté-là, on pourra pas les represser, on est désolé. On a essayé. C'est pas définitif. C'est pas définitif, mais pour l'instant, pour tous ceux qui avaient précommandé le Max, qui était avec l'usine de pressage en Pologne, mais on a trouvé notre qui avait plan, cartonné, voilà. Donc le Max Cocaine qui avait été un carton, un véritable carton, faut le dire. Hein. On va vous mettre le teaser de ça. On va t'afficher le teaser. Attends, je recherche lequel. C'est celui-là. Non. Non, c'est pas celui-là. Bon, on peut écouter celui-là, mais. Oui, il est pas. Qui c'est celui-là? Pas le trouver. Ça en est un autre. Hein. Bon, celui-là, il est dispo par contre. Hein. Celui-là, il est dispo. Hein. C'est le 1991 avec. Et il y a du bon monde quand même sur ce maxi. Oui, comme Mark Archer, hein. Slipmat. Donc ça c'est encore dispo, vous pouvez l'acheter en vinyle pour ceux qui veulent les collectionner en vinyle. Après il y a ça. Ah mais du cocaïne, c'est celui-là. Country's biggest illegal export cocaine. Avec un remix de Unwelt. Ça c'est Millimetrix que nous recevrons bientôt. Et ça a été le remix d'Unwelt. Alors ça a été une bombe, hein. Ça a été joué. Ça a fait un carton. Hein.
Voilà, donc on a d'autres surprises à vous qui va arriver à un courant de l'année 2022. On est sur des beaux projets, c'est en bonne voie. Voilà. Ouais, on en dira un peu plus. On vous en dira un peu plus à la prochaine émission qui sera normalement au mois de janvier. On recevra normalement Von Crestan, qui est notre prochain artiste. Von Crestan, c'est un artiste français de Strasbourg. C'est un gars qui fait de l'électro, la vraie. Ouais. Et on a sorti un EP, c'est presque. Alors je pense que ça te plaira, Fred, on t'enverra la promo si tu veux. C'est presque New Wave, Cold Wave, électro. Ça peut. Et vraiment une bonne Alors ambiance, ça sortira qu'en digital par contre. Voilà. Oui, digital. Et on recevra pour le jour de la sortie sur Bandcamp, ce sera le 14 janvier, on recevra Von Crestan. Voilà, ça sera normalement la prochaine émission. Voilà. Et après normalement millimétrique. Donc faut que je me bête au platine au Nexus quoi. je fais pas. Parce que je joue toujours du vinyle. Hein. Je fais partie de ceux qui soient. Comme Jack. J'ai du mal à. Ouais. J'ai vraiment du mal à. C'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué, tu vois. Non, mais c'est juste que le son m'énerve en fait. Ah ouais. Le son, je trouve pas. Le son t'as pas la chaleur du vinyle. Voilà, vraiment, je le ressens à chaque fois. Rip tes vinyles. Il y en a certains, ils ripent leur vinyle pour avoir le son vinyle. Ouais, peut-être. Il y en a qui font ça. Mais après, ouais. Donc juste pour rappel à tout le monde, likez notre page. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas ce soir, likez la page. Je vous rappelle que oui, on est aussi sur Instagram, ça y est. On va poster régulièrement des choses dessus. Allez, on se met un petit jingle Patrick Sébastien pour la déconne. Avant ça, on peut mettre un jingle et parler après. Fred, quels sont les réseaux, les choses sur lesquelles les gens doivent te soutenir ou te suivre alors bon, Instagram, j'ai créé une page qui s'appelle DJ Fred B-Side. Ça, c'est simple à retenir. D'accord. Voilà. Et après, sur Facebook, j'ai toujours une page qui s'appelle Fred B-Side, tout en majuscule, je crois. Voilà. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme. D'accord. Tiens, regarde, on te met un jingle avec un guest. Tu vois. Allons-y. Moi, j'écoute Radio Punch. C'est génial. Radio Punch. Tu sais comment ils font? Oh putain, c'est génial. Radio Punch. Radio comme une radio. Et punch comme ça. Voilà. Et c'est pour montrer un peu notre humour que voilà, pas de prise de tête. Et c'est le vrai Patrick Sébastien, non? C'est pas un trucage, c'est le vrai Patrick. Il me semblait bien. C'est bien le Patrick qui nous a fait un jingle, donc voilà. Donc du coup, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce grand retour. Donc on va reprendre les émissions, on en fera assez régulièrement. Bon, il y a de quoi faire. Merci à toi Fred pour cette invitation. On s'est régalé, c'était une chouette émission. Merci à vous, ça fait plaisir. On se reverra sur Montpellier. Pas plusieurs dans vos studios. Mais c'est que partie remise. Tu sais quoi, Fred, quand les événements reviendront, que tu seras sur Montpellier, on t'invite avec grand plaisir, on mangera ensemble, tu vois, un truc chouette. Avec plaisir. Et on te fera une bonne petite promo et on pourra se voir en vrai. Et de toute façon, on va te garder en antenne là, 2 minutes, on va dire au revoir à tous nos auditeurs. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci les amis d'être restés. Voilà, on était très contents de ce retour. Bien évidemment, le replay sera toujours disponible. Vous pourrez, cette émission sera disponible sur le replay sur Facebook pour l'instant. On les remettra. Promis sur YouTube, on va faire ça bien. C'est pour ça que c'est long parce qu'on fait les choses bien. Surtout que les versions YouTube, c'est celles qui resteront. Voilà. Et normalement, tant que le monde s'écoulera pas, ça restera. Voilà, en général, les vues se font en replay à Google. Voilà. Les gens le voient à leur rythme tranquillement. Ils se régalent. Allez, on va se finir sur un petit jingle. Merci à tous. Et puis, on vous parlera de Radio Punch plus tard. On a pas mal de projets. Bravo, Fred, il y a toute l'équipe technique. Et merci à ta sœur de nous avoir prêté ta connexion. Merci à ta sœur pour nous avoir prêté son Wi-Fi et sa connexion. Voilà. Merci à Thomas pour ses AirPods. Voilà, merci Thomas pour les trucs. Ses AirPods. Et merci à Sabine d'avoir coupé la connexion au début. Voilà. C'est pas grave, on n'a eu que 5 minutes de retard. Allez, merci à tous, on se retrouve le 14 janvier. Allez, bisous à tous, merci les amis. Ciao. C'est bizarre que celui-là, il n'y a pas le son. Bon, attends, je finis un jingle, mais il n'y a pas le son. On va mettre celui-là. Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping.